là en bas. Tu vois, bon, là, je vais prendre le petit. Moi, l'autre jour, la dernière session, c'était excellente, hein.
Per piacere, Pia De Piazza. Allora, c'ema mette in piazza, per piacere, e ma comincia l'ultima sessione di Lanada, Pia De Piazza. Abbiamo mandato a tutti i gruppi di Ribia e Sobiazze. Oggi approfitto per piacere, non mi sente manco. Ah, tu avais entendu. Tu fais... accepter. Ecco, allora, prima di tutto vorrebbe salutare a Tony Peraldi, che è un nuovo membro di questa assemblea. Benvenuto dans notre assemblée. Donc, Monsieur Peraldi nous rejoint dans cet hémicycle à la suite de la démission de notre ami Alex Vinciguerra. Je voudrais dire deux mots quand même à l'attention d'Alex Vinciguerra. D'abord, bien évidemment, le remercier pour tout le travail qu'il a pu réaliser au sein de notre Assemblée, même si ce n'a été que quelques mois, mais surtout antérieurement au sein du Conseil exécutif de Corse et par ailleurs en tant que président de l'ADEC. Donc nous lui souhaitons le meilleur. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, donc il était avec ses petits-enfants, donc je crois qu'il a décidé d'exercer l'art d'être grand-père à plein temps. Et je crois que c'est une des choses merveilleuses qui puisse arriver. Donc, à ringraziati Alex, je pense qu'il nous écoute. Merci beaucoup. Peut-être je vais passer la parole au président de l'exécutif sur ce sujet. Puis après, nous ferons l'appel. Et il n'y aura pas de questions orales ce matin, vous le savez. Puis je ferai un discours d'ouverture. Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les élus, Karamig et Karamig. Effectivement, d'abord, quelques mots pour saluer très amicalement Alex Vinciguerra et bien sûr le remercier pour son action dans le cadre du Conseil exécutif de Corse d'abord, au sein de l'Assemblée de Corse ensuite, au sein de la Corse de façon générale toujours. Alex a été un élu engagé pendant ce mandat. Il nous a apporté à la fois ses compétences, sa connaissance du terrain, son sens de l'intérêt général, son engagement. Et au plan humain, bien sûr, ça a toujours été un plaisir que de travailler avec lui. Donc on lui souhaite bien sûr d'être pleinement épanoui, à la fois dans les fonctions qu'il continue d'exercer et dans cette activité de grand-père qu'il chérit particulièrement et à laquelle il compte
d'après ce qu'il nous a dit, se consacrer un peu plus largement qu'il n'a pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, après, je Olisa et ringraziati per do travaglio. Quelques mots maintenant pour le petit nouveau de l'Assemblée de Corse, me dire et vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir et aussi une forme de gratitude en ce qui me concerne que j'accueille aujourd'hui avec vous, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, au sein de cet hémicycle, Tony Peraldi. Tony Peraldi que beaucoup d'entre nous connaissent et connaissent depuis longtemps, aussi bien à travers son engagement électif, maire de Cora, le village auquel il est tant attaché, que pour sa carrière administrative, puisqu'il est un fin connaisseur à la fois du terrain et des institutions de la Corse. Aussi parce qu'avec lui, c'est aussi une forme de mémoire de celles et ceux qui nous ont précédés, y compris sur ces bancs. Je pense particulièrement et singulièrement à Toussaint Lugiani, ami de Tony, ami de mon père, Toussaint que j'ai eu la chance de connaître. Et puis enfin, un dernier mot, je vois une forme de clin d'œil du destin, le fait que Tony Peraldi rejoigne l'Assemblée de Corse aujourd'hui, au moment où nous allons examiner dans la concorde le règlement des aides en faveur des communes, puisque, vous le savez, Tony Peraldi a été également DGA au sein de la collectivité territoriale de Corse et qu'il avait en charge, dans le cadre de son périmètre d'intervention, ce type de questions, dont il est donc un fin connaisseur, à la fois en tant que maire, que membre du bureau de l'Association des maires de Corse du Sud, ancien fonctionnaire et désormais élu de l'Assemblée de Corse. Donc bienvenue, mon cher Tony, bienvenue et heureux de pouvoir travailler avec vous. Ecco, ma vediamo. Angelini Jean-Christophe. Anthony Daniel. Arrighi Véronique. Battestini Serena. Benedetti Paul Félix. Biccherai Didier. Ha fatto potere a Paul Casanova Nicolai. Bori Jean-Marc, rappresentato da Paola Mosca. Borromei Vanina. Branca Marie-Claude. Caitucoli Paul Joseph. Campana Françoise. Casanova Nicolai Paul. Casanova Servas Marie-Hélène. Ciappini Angèle. Cognetti Turchini Cati. Colombagna Anna Maria, rappresentata da Françoise Campana. Colonna Romain. Combette Christelle. Danzari Frédéric. Duval Santa. Fagni Muriel. Philippe Betranto. Francici Paoli Lisa. Gallonidis Eveline. Gionga Pierre. Giabigoni Jean-Charles. Giacometti Piré da Josefa. Guidoni Pierre, rappresentato da Cati Cognetti Turchini. Le Beaumain Vanina. Le Mao Giansanto. Lucchini Jean-Jacques. Lucioni Don Joseph. Socui. Luciani Antonia. Lugiani Saverio. Marchetti Sandra. Mariotti Marie-Thérèse. Mattei Flora. Beaupertu Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondoloni Jean-Martin. Mosca Paola. Nivadioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pedinieri Chantal, rappresentata da Marianne Pieri. Peraldi Antoine Joseph. Pieri Marianne. Pietri Véronique. Poli Antoine. Poli Pierre. Ponzevera Juliette. Pozzo di Borgo Louis. Profisi Jean-Noël. Quastana Paul. Saveli Jean-Michel. Saveli Joseph.
Seate di Jean-Louis, rappresentato da Marie-Thérèse Mariotti, Sorba François, Terighi Charlotte, Tiberi Julia, Tramoni Elisa, Valdrighi Hervé, Vanni Hyacinthe e Volimacci Charles. Oggi Presidente di l'esegudi, care consiglieri esegudi, care consiglieri all'Assemblea di Corsica, care tutti. Per quest'ultima sessione di Lanada, voglio rammentare che stonde forte di 2025. La settimana scorsa si compie l'annata di commemorazione della nascita di Pasquale Bauli 300 anni fa. Un'annata ricca di feste, conferenze, realizzazioni artistiche in Corsica e al di là, da Egida ai paesi giovani e più anziani hanno onorato Abu Diabadria mettendo in valore la sua nascita tamanta. A ringraziarli tutti quelli che hanno lavorato per questa mossa popolare. Questa festa di un popolo corso aveva principiato il 6 aprile in Merusaia, o paese di Caticognetti di no e Omeio di no, e si compia martedì passati in Bruxelles al Comitato di Regione, in cui la consigliera Bianca Fazzi aveva presentato, aiutata dal professore Antoine-Marie Graziani e dai servizi di un patrimonio, che voglio ringraziare, una mostra a 98 di un generale, uomo di Stato e uomo di lumi. Questa mostra a Boeredewere e Obu un deus salotto verde. Paoli, celui dont Voltaire soulignait la dimension européenne. Paoli, auquel Rousseau prédisait un rayonnement politique exceptionnel tout autant qu'un destin fabuleux pour son peuple. Des membres du comité des régions, des députés européens, dont le vice-président du Parlement, des hauts fonctionnaires ont découvert et pu apprécier le caractère actuel des valeurs défendues par Paoli, valeurs qui résonnent aujourd'hui encore avec une intensité particulière en Europe, l'éducation, la liberté, la démocratie. Ce fut donc la semaine dernière un moment de partage d'un pan essentiel de notre histoire, peu connu évidemment au sein des institutions européennes, mais dont la portée symbolique tout autant que littérale marqua les visiteurs de cette exposition. Il fut aussi question cette semaine de commémoration, quelques jours après le premier anniversaire de la visite historique de Papa Francesco, qui nous a fait la joie et l'honneur l'an passé de venir en Corse et qui a attiré le regard du monde entier sur notre île. Le pape y célébra notre piété populaire, exemplaire en Europe, a bien dit le Saint-Père, et bien qu'il nous ait quittés, les mots qu'il avait prononcés à Ajaccio le 15 décembre 2024 résonnent plus que jamais. Soyez courageux, soyez dans l'attente joyeuse. Et pourtant, dans les jours qui suivirent, et les mois aussi qui suivirent, souvenez-vous, la violence et les meurtres rythmèrent notre quotidien. Combien fut douloureuse cette année 2025. Moi, je ne veux pas oublier, alors que Noël approche, les drames qui touchèrent de nombreuses familles corses au cours des derniers mois, avec plusieurs jeunes assassinés. Et conformément aux paroles de Papa Francesco, malgré le chagrin des familles que nous partageons, bien sûr, et une sourde inquiétude, je veux rester confiante dans notre capacité collective à faire le pari de la vie et de la joie. Enfin, il y a 10 ans, le peuple corse faisait un choix clair, celui de porter les nationalistes aux responsabilités, dans un esprit à la fois de changement, de défi e d'espoir. E mi ricordo quella sera, il 13 di dicembre 2015, come una stonda d'emozione e d'amanta,
e rapinuccia di no sorpresa quando i primi risultati sono affacati e che hanno fatto capire che la vittoria era nostra. Je ne ferai pas évidemment ce matin un bilan exhaustif de ce que furent ces 10 années de pouvoir nationaliste, un bilan riche pour être contenu en quelques phrases. Beaucoup de choses ont été dites depuis samedi dernier. Mais, qu'on le veuille ou non, ce 13 décembre 2015 constitue un véritable bouleversement, une rupture dans l'histoire politique de la Corse. Un changement majeur qui s'est exprimé d'abord dans les urnes pour plébisciter un programme politique nationaliste, et ce, à 3 reprises, en 2015, en 2017, en 2021. Un changement majeur qui se traduit aussi par une transformation profonde de la conduite de la chose publique et de la manière de faire de la politique. Un changement majeur qui fait qu'aujourd'hui, autonomiste ou pas, nationaliste ou pas, Corse et non-Corse, tous adhèrent à l'idée qu'il existe un peuple corse et qui, comme tous les autres, a le droit à la vie et au bonheur, qu'une langue et qu'une culture corse sont à préserver et à faire vivre, que cette île a besoin de plus d'autonomie pour réaliser cela et tant d'autres choses encore. En 10 ans, nous avons modernisé nos institutions. La création de la collectivité unique en 2018 et la disparition des conseils généraux a constitué une étape structurante nous permettant d'obtenir des compétences élargies depuis le premier statut de 82 et une institution plus cohérente, plus forte, dont la réorganisation se poursuit encore aujourd'hui. Durant cette décennie, nous avons sans relâche défendu les intérêts matériels du peuple corse. Nous nous sommes battus afin de sécuriser la dotation de continuité territoriale, maintenir les délégations de services publics dans les transports aériens et maritimes, et avons fait le choix d'une gestion publique de nos ports et aéroports, infrastructures stratégiques pour une île. Transformer aussi les chemins de fer, défendu les Odorezza, créer la réserve naturelle du Rotondo, veiller à la cohésion territoriale en soutenant tout autant le réseau urbain que le rural, avec en particulier la création d'un comité de massif insulaire. Nous avons agi pour faciliter la vie des Corses, le désenclavement numérique avec la fibre sur tout le territoire, le très haut débit, le câble entre la Corse et l'Italie, l'accès au logement pour les primo-accédants, la lutte contre la précarité énergétique, nous en parlions encore hier soir avec les trophées énergie, le soutien aux associations de lutte contre la précarité, le plan d'autonomie pour les personnes âgées, le plan de relance de l'économie touristique après la crise du Covid, les aides aux étudiants en difficulté, tous les dispositifs pour la jeunesse, l'accès à la culture pour le plus grand nombre, etc., etc., sans compter, bien évidemment, l'action continue des agences et des offices de la collectivité dans chaque domaine de nos compétences sectorielles. La liste est longue. Tout cela sans renoncer à nos fondamentaux. La langue, avec le renforcement de l'enseignement bilingue, la lutte contre la spéculation foncière et immobilière, et nous en reparlerons tout à l'heure, la protection de l'environnement, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'ouverture sur l'Europe et la Méditerranée, j'en parlais il y a un instant, et bien sûr le combat démocratique partout et toujours. En effet, alors que la démocratie est partout en danger et que le rejet et le repli identitaire ici comme ailleurs prennent force, nous avons fait le choix de mettre en pratique les principes démocratiques par la consultation permanente de toutes les parties prenantes sur tous les dossiers, qu'il s'agisse effectivement du Conseil économique et social, de l'Assemblée Adia du Wantou, du Comité d'évaluation des politiques publiques, de la Chambre des territoires, mais aussi l'ensemble des acteurs du territoire sur les transports, les déchets, la lutte contre les dérives mafieuses, le poids des monopoles sur la cherté de la vie et du carburant, avec notamment les 2 conférences sociales, et nous avons toujours recherché l'équité dans les mesures de politique publique proposées et mises en œuvre. En résumé,
Ces 10 ans sont plus qu'une liste de réalisations matérielles, de centaines de rapports traités, de milliers d'heures de débat dans cet hémicycle en particulier. C'est avant tout le récit d'une émancipation collective. Une émancipation collective qui n'est pas achevée. Et, j'ose le dire, tout autant exaltante qu'ardue, car tout changement structurel demande du temps. Et au cours de ces 3 premiers mandats nationalistes, nous avons déjà ancré dans les faits l'idée que les Corses pouvaient, par eux-mêmes, gérer leurs affaires publiques sans rien enlever à personne, en respectant leur environnement et en défendant leur identité sans rejeter les autres. Alors, bien sûr, rien n'est parfait. Aucune expérience de gouvernement ne se fait sans difficulté. La nôtre n'échappe pas à la règle. Et il faut le dire avec humilité. Oui, nous avons connu des écueils. Oui, il y a eu des erreurs, des promesses qui ont pris du temps à être tenues, des retards liés au nécessaire passage de la culture militante à l'exercice des responsabilités, à la sous-estimation aussi des contentieux administratifs hérités du passé que nous avons eu à gérer à notre arrivée au pouvoir, aux effets de la crise sanitaire qui prirent ici en Corse une ampleur économique plus forte que sur le continent, aux non-réponses de l'État à nos demandes légitimes comme à la lenteur des procédures juridiques et encore plus récemment à l'instabilité gouvernementale depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Comme toutes les autres régions, nous avons subi et nous subissons de plein fouet les effets délétères de la crise politique et budgétaire qui secoue la France. Comment aurions-nous pu y échapper? Je pense aussi aux drames qui se sont succédés, dont l'assassinat d'Yvan Colonne, qui fit descendre dans la rue la jeunesse corse durant plusieurs jours d'intense colère, et qui conduisit à l'ouverture du processus de Beauvau pour lequel nous avons tous ici travaillé pendant des jours et des nuits et pour lequel nous attendons maintenant que le gouvernement puis le Parlement prennent leurs responsabilités. Oui, les choses ne sont pas allées aussi vite que nous l'aurions voulu, mais je puis vous assurer, et je puis assurer les Corses d'une chose, durant toutes ces années, chaque décision que nous avons prise l'a été en mettant les intérêts matériels et moraux de la Corse et les attentes légitimes des Corses au cœur de nos choix et de notre action, sincèrement et avec, depuis le premier jour, la volonté de bien faire et d'être juste. Je disais il y a un instant que cette émancipation collective n'est pas encore aboutie. Et plutôt que de regarder en arrière, regardons l'avenir, comme nous y a invité récemment lors de sa dernière session l'Assemblée a dit Adiuentu. Alors que partout dans le monde et en Europe, les défis s'accumulent, alors que la Corse, sous l'effet conjugué d'une croissance démographique tirée par le solde migratoire et d'un vieillissement accéléré de la population, voit sa sociologie et son identité se transformer, quel est notre cap pour la prochaine décennie et au-delà? Je le dis à vous tous, je le dis en particulier aussi aux nationalistes. Que proposera-t-on les uns et les autres à cette jeunesse qui connaît déjà l'élévation de la température, la pression mafieuse, les dégâts des addictions, les dérives des réseaux sociaux, l'importation d'idées nauséabondes et, pire que tout, le sentiment de dépossession? Que lui proposera-t-on pour être résiliente sur le plan climatique, innovante sur le plan économique, inventive sur le plan sociétal et toujours résistante sur le plan politique? C'est cela la véritable question qu'il faudra se poser avant de prétendre gouverner ce pays à quelque niveau institutionnel que ce soit, qu'il s'agisse des communes, des intercommunalités et de la collectivité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, pour construire
un futur soutenable pour notre jeunesse, je vous invite en cette fin d'année à vous remémorer non seulement les valeurs de Paoli, éducation, liberté, démocratie, non seulement le message œcuménique du Saint-Père nous conviant à la paix et à la joie dans l'action, mais aussi le message de notre jeunesse délivré le 4 décembre dernier, que je veux ici citer. Ce sont les mots du vice-président de l'Assemblée Adiaduantu. Je cite donc: « Pour nous, jeunes membres de cette Assemblée Adiaduantu, cette décennie aura été celle du passage de l'enfance vers l'adolescence. » Ils avaient 10 ans lorsque nous avons été élus, ils ont 20 ans maintenant. Du passage de l'enfance vers l'adolescence pour entrer maintenant progressivement dans l'âge adulte. Gageons, je continue la citation, gageons qu'ils en soient de même pour la Corse et qu'elle entre, elle aussi, dans l'âge de maturité lors de la prochaine décennie, celle de la transformation, de l'accomplissement, celle de l'émancipation. Allora, Gariduti, chi sta danada biborti gioia e pace a tutte e a tutti e che la GIE sia forza di portare sempre più lontano e più alto un progetto di emancipazione economica, sociale e politica di un nostro popolo. A ringraziarvi e così sia. Monsieur le Président, vous avez la parole. Non, merci pour votre discours, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Ringraziarvi per il vostro discorso, Signore Presidente dell'Assemblea di Corsica. Alors, je veux simplement, comme nous le faisons, mais avec une émotion particulière, en cette veille de Noël, évoquer la mémoire de personnes qui nous ont quittés ces jours ou ces semaines dernières. D'abord, évoquer, bien sûr, en me retournant vers l'administration, vers le DGS et vers celles et ceux qui sont au cabinet ou qui y étaient encore récemment, évoquer, bien sûr, la mémoire de Marie-Claire Alphonse, agent au secrétaire général du Conseil exécutif de Corse, que beaucoup d'entre vous ont connu, qui était une fonctionnaire discrète, remarquable, engagée, une femme attachante, de conviction, une femme qui aimait bien sûr Ajaccio, son village d'adoption, son village d'origine, Calazim, Dozole, Afaka-Ubrima, et la Corse, bien sûr. Donc, à son ex-époux, à son fils, à l'ensemble de sa famille, je tiens, en notre nom à toutes et à tous, à exprimer aujourd'hui, une fois encore, notre compassion et notre affection. Nous avons pris la décision, Madame la Présidente, d'aller à l'essentiel pour ces hommages. Néanmoins, je ne peux pas ne pas évoquer en ce début de session des figures importantes de la vie publique corse qui nous ont quittés. D'abord, un poète et écrivain, Rigolo Grimaldi, qui a vécu une grande partie de sa vie à Paris, mais qui pour autant n'avait jamais rien perdu ni oublié de sa fibre profondément niulinca et corse, un homme d'humanisme, d'engagement, de discrétion aussi, mais qui nous a souvent enchantés et illuminés de ses réflexions, de ses aphorismes et de ses poésies. Je ne peux pas ne pas évoquer également le visage de Madame Cécile Colonne, la mère d'Yvan Colonne, parce qu'elle a fait partie aussi de notre vie publique, même si elle était en retrait. Et si il est dans le cours de la vie que les personnes anciennes nous quittent, c'est vrai que son décès nous a renvoyé à ces décennies de drames et de douleurs.
Et pensant à elle, je pense aussi à toutes les familles qui, de part et d'autre, à l'occasion de cette affaire terrible, mais plus largement à l'occasion des drames qui ont secoué la Corse depuis des décennies, je pense à toutes ces familles qui ont été brutalisées, brisées, plongées dans l'angoisse et dans la souffrance. Et je crois qu'il faudra que nous trouvions un moyen aussi, dans le cadre de la solution politique que nous souhaitons construire, de faire que ces visages, que ces voix, que cette somme immense de douleur, de part et d'autre, ne soient pas oubliés. Antoine Ferracci, ensuite, engagé, chef d'agence d'un grand quotidien, il y en avait deux à l'époque. D'ailleurs, Rigolo Grimaldi également a été ancien correspondant de Corse Matin à Paris et Paul Casanova se rappelle bien de ces époques où la presse vivait sans doute sous un autre rythme qu'aujourd'hui, mais avait une importance tout à fait particulière dans la vie publique corse. Donc, saluer la mémoire d'Antoine Ferracci, bien sûr. Et un dernier mot, et je finis par lui, vous comprendrez pourquoi, lorsque l'on parle d'histoire, pour saluer Piero Susini, l'amigo, umilidante, upadriotto di Ebrimore. Nous étions nombreux, jeunes et plus anciens, à l'accompagner, être aux côtés de sa famille, et particulièrement de sa fille Barbara. Et forcément, dans ce Fiumurbo, terre de révolte et de liberté, en regardant tous ces visages, et notamment les plus burinés par le temps, et cet attachement à la Corse, au peuple et à la nation qui reste intact, il y avait un peu de tristesse, bien sûr, beaucoup de nostalgie, mais surtout, et chez toutes et tous qui étions là, et y compris certainement chez ceux qui n'avaient pas pu y être physiquement, il y avait surtout la fierté d'avoir partagé un bout d'histoire et de chemin avec cette trempe d'hommes, mais aussi, et j'allais dire surtout, et je termine par là, la volonté d'être indéfectiblement fidèle à cet engagement, à ce combat, à ces objectifs et à cet idéal, a Belgi, au Piero e a due tutti droi, penso che si tant'altri che si sono pisati, mossi e battuti per suo popolo e per sa nazione. Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, je m'associe à vos pensées concernant l'ensemble de ces personnes, mais je voudrais dire quand même un mot à l'endroit de Marie-Claire Alfonsi, qui est vraiment une personne charmante, dévouée, que j'ai eu le plaisir de côtoyer lorsque j'étais conseillère exécutive. Évidemment, j'ai présenté mes condoléances à sa famille, mais je tenais au nom de l'Assemblée de Corse, bien sûr, et en mon nom propre, à vous présenter nos condoléances, car il s'agit d'un agent de la collectivité, et présenter nos condoléances aussi à toute l'équipe qui a travaillé avec elle. Donc, passer maintenant à l'ordre du jour. Le premier rapport de l'exécutif concerne le nouveau règlement des aides aux communes. Donc, qui le présente? Monsieur Paolini. Donc, le président de l'Agence d'urbanisme et de l'énergie, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers à l'Assemblée de Corse, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, comme vous le savez déjà, depuis 10 ans, le soutien aux communes et aux intercommunalités constitue un pilier de l'action de la collectivité de Corse.
un pilier qui est allé bien au-delà de l'exercice strict des compétences de la collectivité de Corse en la matière. Le Conseil exécutif a, depuis une dizaine d'années, fait le choix de l'accompagnement des territoires, un axe central de son action. Et c'est dans cet état d'esprit que l'Assemblée de Corse a adopté, en novembre 2019, le règlement d'aide aux communes et aux intercommunalités pour une période de 5 ans, c'est-à-dire pour la période 2019-2024. Avant de vous parler de la révision donc, de ce règlement d'aide aux communes et intercommunalités, je voudrais rappeler que ce règlement donc, de 2019 était déjà novateur. Novateur d'abord dans ses objectifs, notamment dans l'objectif d'un rééquilibrage territorial. Rééquilibrage en faveur de la Corse, de l'intérieur et de la montagne, notamment en lien, bien sûr, avec la réactivation du comité de massif et la mise en œuvre du schéma montagne, mais également un rééquilibrage en faveur des zones urbaines, périurbaines, des zones littorales, confrontées à une dynamique économique forte, en lien, bien sûr, avec la croissance démographique. Novateur ensuite par ces dispositifs. Les dispositifs, vous les connaissez. D'une part, le choix en 2019 du maintien de la dotation quinquennale, auquel les maires sont très attachés, et qui était déjà en vigueur à l'époque de la collectivité territoriale de Corse, mais qui en 2019 a été revu à la hausse de manière considérable, aux alentours de 20%, par rapport à la période précédente, c'est-à-dire la période 2015-2019. Et puis l'arrivée aussi de nouveaux dispositifs qui n'existaient pas. Le fonds SCOL, le fonds école, le fonds de solidarité territoriale, le fonds de territorialisation, qui ont connu un grand succès et qui ont été fortement mobilisés ces dernières années. J'y reviendrai. Enfin, ce règlement de 2019, il était novateur dans sa mise en œuvre, en proposant une rupture avec certaines pratiques du passé, notamment un principe de subvention, je dirais, au fil de l'eau, et en posant des principes d'équité, de transparence et de neutralité dans l'accès aux aides publiques. Et je crois que les maires, aujourd'hui, quelle que soit la taille de la commune, quelle que soit la couleur politique de la commune, peuvent en témoigner. Alors 6 ans d'exercice de ce règlement, c'est l'heure de faire le bilan. On ne peut pas envisager d'évolution si à un moment donné on ne regarde pas ce qu'on a produit durant 6 ans. Donc 6 années de pleine application, conformément aux engagements qu'on a pris en 2024. On a eu déjà des débats dans cet hémicycle sur la question de l'aide aux communes. Et le bilan, il parle de lui-même. Je vais vous donner simplement quelques chiffres. Vous avez en annexe du rapport l'ensemble des éléments chiffrés, détaillés. 208 millions d'euros ont été alloués au bloc communal sur les 5 dernières années pour des projets d'investissement. 5 000 opérations ont été soutenues. Donc plus de 200 millions d'euros d'accompagnement de la collectivité de Corse pour un investissement induit sur le territoire de 550 millions d'euros d'investissement au bénéfice, bien sûr, des communes, c'est évident, mais aussi au bénéfice de l'économie locale, partout sur le territoire, notamment les entreprises et les artisans du bâtiment, par exemple, ou encore des travaux publics. Et j'ai pu échanger récemment, notamment avec les fédérations du BTP, sur ce sujet. Donc si on regarde en moyenne annuelle, on est environ à 36 millions d'euros par an qui ont été mobilisés par la collectivité de Corse au profit du bloc communal dans le cadre de ce seul règlement. Et là, je parle uniquement du règlement d'aide aux communes. 44 millions en 2021. Donc je rappelle, 2021, c'est une année post-Covid,
où, je dirais, tout s'est un peu arrêté, en tout cas ralenti, et c'est une année aussi post-municipale de 2020. Et donc, une sollicitation importante en 2021, 44 millions. 37 millions en 2022. 35 millions en 2023. 39 millions en 2024. Vous allez me dire pourquoi ces chiffres annuels. Parce que je voulais parler de 2025. 2025, on nous prédisait dans l'opposition une année blanche. Pour 2025, 39 millions sur ce seul règlement d'aide. Et vous avez été destinataire de l'ensemble des arrêtés de subvention qui ont été notifiés aux communes sur cette année 2025. Donc 39 millions mobilisés sur ce seul règlement. Et si j'y ajoute les aides du comité de massif, les aides en matière de politique de l'eau, les aides en matière de logement, notamment communaux, on est aux alentours de 60 millions, c'est-à-dire, grosso modo, ce qu'on a fait lors des années précédentes. Et puis enfin, avant de terminer ce préambule, vous dire que cette révision elle s'inscrit dans un contexte nouveau. 2025 n'est plus la situation budgétaire, économique, sociale de 2019, ni pour la collectivité de Corse, ni pour les autres collectivités, ni même pour l'État. Vous le savez, on fait face à une crise budgétaire probablement durable, à une instabilité politique française qui devient récurrente et à un désengagement progressif de l'État dont les effets se répercutent en cascade sur l'ensemble des collectivités, sur la collectivité de Corse bien sûr, mais également sur les communes. Alors dans ce contexte incertain et anxiogène pour les élus, mais aussi pour les Corses, notre responsabilité première, je crois, c'est d'offrir aux élus, et en particulier aux maires actuels et aux futurs maires en mars prochain, des garanties. Des garanties en matière budgétaire, bien sûr, en matière d'efficacité des dispositifs de soutien et en matière de retombées économiques directes et indirectes pour les territoires. Et puis, cette révision, c'est aussi une déclinaison très opérationnelle, très concrète, de schémas qui ont été adoptés à une très forte majorité dans cet hémicycle. En 2024, la révision du schéma montagne et également l'adoption du schéma urbain. En matière d'objectifs pour cette révision, 3 objectifs principaux. Premier objectif, maîtriser la trajectoire budgétaire de notre collectivité, notamment en adaptant les modalités de mobilisation des aides, avec le principe des 3/3 sur la mandature à venir, la mandature municipale. Deuxième objectif, favoriser l'émergence de projets plus structurants, en s'adaptant bien sûr à la diversité des territoires. Ce qui peut être structurant à Corin ne l'est pas forcément pour Fouriagne. Et enfin, troisième objectif, je crois le plus important pour nous en tout cas, répondre collectivement à des enjeux fondamentaux, je dirais même vitaux pour l'avenir de ce pays. Pour atteindre donc ces 3 objectifs budgétaires, structurants, politiques, nous proposons des évolutions significatives des dispositifs d'aide. Tout d'abord, en ce qui concerne la dotation quinquennale, je l'ai dit, les maires y sont très attachés et nous également, qui devient désormais
c'est notre proposition, le pacte. Le pacte, pour pacte avec les communes et les territoires, paese et vive. Alors, pourquoi ce changement de dénomination? Ce n'est pas que sémantique ou symbolique. Le choix de cette dénomination, c'est d'abord la volonté d'offrir aux communes une visibilité financière sur l'ensemble de la prochaine mandature, c'est-à-dire de mars 2026 à mars 2031. 32, exact. À mars 2032. 6 années, et on sait bien que peut-être que les élections municipales pourront être décalées d'1 an en raison de l'échéance, d'autres échéances électorales à cette période, mais on n'a pas de certitude en la matière. Donc, visibilité financière sur 2026-2031, et donc un règlement qui ne court plus sur 5 années, mais sur 6, afin de garantir aux maires un cadre lisible, stable et sécurisé. C'est utile, bien sûr, pour ce projet dans la campagne qui s'ouvre, mais également pour être sûr que la collectivité de Corse sera aux côtés des maires dans leurs projets d'investissement et connaître le niveau de ce soutien. Ensuite, le choix du terme pacte, c'est une volonté de se distinguer aussi des aides de l'État, notamment celles qui permettent d'équilibrer les budgets des communes en fonctionnement. Je pense par exemple à la dotation générale de fonctionnement, les maires la connaissent bien, à la dotation de péréquation, à la dotation de sécurité, de solidarité rurale, qui sont des recettes de fonctionnement qui permettent notamment d'équilibrer les budgets pour couvrir la masse salariale ou les dépenses générales de fonctionnement. Le dotation quinquennale, comme le pacte, c'est pour des projets d'investissement et donc des recettes d'investissement. Et enfin, un choix de dénomination, un pacte, parce qu'il s'agit d'un engagement réciproque. Un engagement réciproque entre la collectivité de Corse et les communes pour répondre ensemble à des enjeux essentiels, budgétaires bien sûr, mais aussi sociaux, territoriaux et sociétaux. Alors, ce qui intéresse les maires, et c'est naturel, c'est de savoir quelle est l'enveloppe, quelle garantie financière la collectivité de Corse va donner aux maires et aux présidents d'intercommunalité. Alors, dans un souci d'équité et de péréquation entre les territoires, nous avons fait une proposition, celle d'intégrer la richesse relative des communes pour le calcul de l'enveloppe qui sera ouverte, mobilisable sur les 6 prochaines années pour les communes. Ces critères de richesse, c'est le potentiel financier. Plus la commune a un potentiel financier important, notamment en recettes, quel que soit le type de recette, plus son enveloppe pouvait être impactée. Ensuite, l'effort fiscal. Plus l'effort fiscal de la commune était faiblement mobilisé, plus elle était potentiellement impactée. Et enfin, le taux de résidence secondaire, notamment pour les communes de plus de 3 000 habitants, puisque les résidences secondaires peuvent être aussi une source de recettes importante. Donc ces 3 critères-là, le potentiel financier, l'effort fiscal, le taux de résidence secondaire, ont été ajoutés aux critères déjà existants sur la période précédente, à savoir une dotation de base, une dotation par habitant et la prise en compte du niveau de contrainte des communes tel que défini dans le PADU. Alors, lorsqu'on faisait mouliner l'ensemble de ces critères, notamment les critères de richesse, en comparant les communes d'une même strate, il ne s'agissait pas de comparer les communes, les villages avec les communes urbaines, et qu'on appliquait ces critères de richesse, on s'est vite rendu compte que pour certaines communes, l'impact était considérable.
insoutenable. Certaines communes voyaient leur enveloppe par rapport à la période précédente diminuer de 30, voire 50%. Ça représentait des centaines de milliers d'euros sur les 6 années à venir. Et donc, le Conseil exécutif propose, pour qu'il y ait une forme de stabilité pour les communes, un système de bouclier, quelque part, où ces critères sont neutralisés en partie, en grande partie, pour les communes. Alors ça donne quoi en termes d'enveloppe? C'est très simple. Pour les communes de moins de 1000 habitants, l'enveloppe est exactement la même que pour la période précédente, mais lissée sur 6 années. Alors oui, il y a un effort qui est demandé dans un contexte budgétaire que vous connaissez, aux communes, mais c'est quand même un effort très significatif au profit des communes de l'intérieur, notamment, et de montagne. Ensuite, pour les communes entre 1000 et 10 000 habitants, les communes dont les indicateurs de richesse étaient les plus élevés se verront impactés, si ce règlement est adopté, d'une diminution de 5%. Les autres auront la même enveloppe que lors de la période précédente. Et on demande un effort plus conséquent pour les communes de plus de 10 000 habitants. Il y en a seulement 4 en Corse, vous les connaissez, où l'enveloppe se voit diminuer de 10% par rapport à la période précédente. L'effort demandé, on en est conscient, il est réel, mais je crois qu'il est réparti de manière équitable et proportionnée aux moyens à la fois humains et techniques des territoires, puisque les communes plus importantes ont de l'ingénierie et ont des moyens plus conséquents, notamment pour mobiliser des cofinancements, qu'ils soient de l'État ou de l'Europe. Alors globalement, ça donne quoi en termes d'efforts budgétaires pour la collectivité de Corse, en comparaison de la période précédente? Ce qui est proposé dans le cadre de ce règlement, c'est une enveloppe mobilisable de 103 millions d'euros pour les communes sur les 6 prochaines années. 103 millions d'euros sur les 6 prochaines années, si on regarde sur les 6 années précédentes, on a mobilisé 97 millions d'euros. Donc on est au-dessus de ce qui a été réellement mobilisé lors de la période précédente. Pour les intercommunalités, 21 millions d'euros, alors que 20 millions ont été mobilisés lors de la période précédente. On propose également des ajustements en matière de modalités, notamment sur la consommation de l'enveloppe, avec la proposition d'une consommation tout au long de la mandature, par période de 2 ans, 35% sur les 2 premières années, 70% sur les 2 années suivantes et 100% sur les 2 dernières années. Pourquoi cette proposition? Tout simplement parce qu'on a été confronté, notamment en 2024, à un flux de demandes en fin de période quinquennale, en fin de mandature, puisque les communes voulaient pouvoir consommer l'intégralité de leur enveloppe, alors qu'elles ne l'avaient pas fait dans les années précédentes, ce qui nous a conduit à une tension forte en 2024, vous le savez, puisqu'on en a longuement débattu. On instaure également un certain nombre de seuils planchers, adaptés aussi à la taille de la commune. Précédemment, je rappelle quand même que, quelle que soit la taille de la commune, un projet qui était éligible dans le cadre de ce règlement pouvait être aidé lorsqu'il était supérieur à 3 000 € hors taxe. Donc on voit bien que pour une commune urbaine, pour Bastia ou Ajaccio, des dépenses à 3 000 €, ça relève plus du fonctionnement que de l'investissement. Et donc là, on a une adaptation en fonction de la taille de la commune, 6 000 € hors taxe pour les petites communes et 50 000 € pour les communes de taille plus importante. Et donc on a une augmentation en fonction des strates. Aussi, enfin, en termes de modalités, un calendrier qu'on espère plus efficace pour que les arrêtés de subvention arrivent plus vite auprès des maires, et notamment avec 2 à 3 périodes d'individualisation chaque année.
Donc je vous ai parlé du pacte, les autres dispositifs, le fonds SCOLE, le fonds école, il est maintenu sur une période de 6 ans. Les montants sont similaires à ceux qui étaient mobilisés précédemment. Principale innovation, les structures dédiées à la petite enfance sont éligibles, ce qui n'était pas le cas précédemment, parce qu'on sait qu'on a des besoins, parce qu'on sait que c'est un frein à l'installation, notamment dans l'intérieur, que la question de la garde des enfants. Et donc, on vous propose d'étendre le dispositif SCOLE, bien sûr, à la construction, à la réhabilitation des écoles, mais également à la petite enfance. J'ajoute qu'on aura un appel à projets complémentaire à ce fonds, notamment pour les grosses opérations. Alors c'est surtout dans l'urbain et dans le périurbain, c'est-à-dire la construction de nouvelles écoles où les enveloppes du fonds SCOLE ne peuvent pas répondre parce que cela ça chiffre souvent en millions d'euros. Le fonds de solidarité territoriale, lui aussi, est maintenu. Il est modifié, notamment avec une priorité donnée aux petites communes, celles de moins de 1 000 habitants, et en s'appuyant sur le principe des appels à projets annuels, 2 types d'appels à projets, un pour les villages et un pour les regroupements de communes, qui ne sont pas forcément un regroupement de communes à l'échelle intercommunale. On sait que parfois c'est difficile, Cathy peut en témoigner. Mais lorsque 3-4 communes délibèrent à l'échelle d'une Piève, d'un Roudion, le Bauge, le Vénaquais, pour porter ensemble un projet, ils seront éligibles au FST et ils seront priorisés. Les montants sont globalement similaires à ceux qui étaient en vigueur précédemment, autour de 300-400 000 euros. L'idée étant de favoriser les projets de territoire à travers ces appels à projets FST. Le fonds de territorialisation, donc là c'est plutôt pour les communes de taille plus importante, au-dessus de 3 000 habitants, même s'il n'y a pas d'exclusif. Également des appels à projets annuels, probablement thématiques, dont on aura à rediscuter bien sûr des critères d'éligibilité de ces appels à projets, où là le cofinancement est à 40%, l'idée étant que ces projets, souvent des projets d'une certaine ampleur, qui nécessitent beaucoup de crédits, puissent mobiliser des cofinancements de l'État et de l'Europe. La charte urbaine se poursuit. Le fonds intempéries, qui est lié notamment lorsqu'une commune est reconnue en catastrophe naturelle, est maintenu, ainsi que celui relatif aux amendes de police. Donc là, il n'y a pas de modification majeure. Je passe rapidement. Tout cela est détaillé dans le règlement annexé au rapport. Vous dire simplement, c'est important aussi, sur les domaines d'intervention. Les domaines d'intervention, je crois qu'on en avait 12 dans le règlement précédent. On en a 9 aujourd'hui, mais globalement, 98 à 99% des opérations éligibles précédemment le sont toujours aujourd'hui. Les opérations qui ne sont plus éligibles relèvent plutôt d'actions ou de projets de fonctionnement que d'investissement. L'achat d'un ordinateur, le changement du mobilier, les petits outils, je dirais, de débroussaillage ne seront plus éligibles, de même que, malheureusement, en cette période de fête, les décorations de Noël. Dernier point, en matière de dispositifs, et je crois que c'est l'innovation majeure de cette révision, et je sais qu'elle ne vous a pas échappé, la réserve stratégique. Cette réserve stratégique, elle concerne uniquement les communes de plus de 1 000 habitants. INSEE. Le principe, c'est qu'une partie de l'enveloppe est bloquée jusqu'à la 4e année, c'est-à-dire jusqu'en janvier 2030,
à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. Et donc, pour débloquer ces 20% à partir de la 4e année, nous demandons aux communes de plus de 1 000 habitants un certain nombre de choses autour de 3 priorités politiques. Première priorité politique, la promotion de la langue à travers des politiques volontaristes en lien avec la charte et en lien avec les labels, notamment PAES et Città Immersive. Deuxième priorité politique, la préservation du foncier agricole, en demandant aux communes, sur les 4 prochaines années, de réaliser un docobase, un diagnostic agricole, ça s'appelle un docobase, et de mettre en œuvre des zones agricoles protégées. Pas besoin de faire un PLU pour mettre en place une ZAP. Et enfin, troisième priorité, la lutte contre la spéculation foncière et immobilière. Je crois que c'est celle qui fait couler le plus d'encre ces derniers jours. Donc ce qu'on demande aux communes, c'est de mobiliser des dispositifs de régulation des résidences secondaires et des meublés de tourisme. Pourquoi on demande cette régulation? Parce qu'on considère que la prolifération des résidences secondaires, pas les résidences patrimoniales des Corses, les familiales qui sont là depuis des décennies, mais celles qui arrivent. Celles qui existent déjà, les résidences, mais qui sont transformées en meublés de tourisme. Elles menacent l'équilibre économique et social de nos territoires. Donc ce qu'on demande, c'est plusieurs choses sur cette question de la spéculation. Première chose, l'instauration d'une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors bien sûr, on est conscient, comme vous, que l'instauration d'une majoration de la taxe sur les résidences secondaires peut avoir un impact sur les résidences patrimoniales et familiales des Corses. Bien sûr, on l'a écrit dans le rapport. On en a déjà débattu à plusieurs reprises ici. Mais pour autant, on ne peut pas détourner le regard de l'essentiel. Cette problématique, elle existe. Mais on ne peut pas perdre de vue l'essentiel. D'abord, parce que la majorité des résidences patrimoniales et familiales des Corses, elles se situent dans l'intérieur et dans la montagne, là où la réserve stratégique que nous proposons ne s'applique pas. Et lorsque ça existe, bien sûr qu'il y a des résidences secondaires patrimoniales et familiales des Corses dans les communes de plus de 1 000 habitants. C'est à peu près 50 communes en Corse. Ce qu'on propose aux communes, c'est de mettre en place un fonds dédié à la restauration du patrimoine bâti au profit des particuliers en mobilisant les recettes issues de la taxation de ces résidences secondaires. Et c'est tout à fait permis, à condition, bien sûr, que cette subvention à la rénovation du patrimoine bâti puisse être d'intérêt général, notamment lorsque ça permet d'améliorer l'espace public, un ravalement de façade, un changement des menuiseries, l'accès à la maison Henri Chad. Voilà ce que nous proposons pour atténuer les effets négatifs à droit constant, bien sûr. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir faire évoluer la réglementation pour que ces résidences patrimoniales et familiales des Corses puissent être reconnues, au moins en s'appuyant sur l'année de construction des maisons. C'est un critère simple, ça. Alors, ça ne va pas tout régler, mais ça va en régler, à mon avis, une grande partie de la problématique. Ensuite, on ne peut pas perdre de vue que ces outils de majoration de la taxe sur les résidences secondaires, ce n'est pas
une vision idéologique du Conseil exécutif. Ce n'est pas marginal. Vous savez combien de communes aujourd'hui appliquent la taxation, la majoration de la taxe sur les résidences secondaires? 70 communes en Corse, sur 360. Avec un taux moyen, alors je rappelle, hein, on peut aller de 5% à 60% de majoration. Le taux moyen de ces 70 communes, c'est 30-40% de majoration. Et on pourrait se dire, ah, ça ne concerne que les communes touristiques, littorales. Bastia a mis en place la surtaxe sur les résidences secondaires. Ajaccio a mis en place la surtaxe sur les résidences secondaires. Porto Vecchio, Bonivaggio, Île-aux-Rousses, mais également des villages de l'intérieur, Nogette, Lame, Moncale, et je pourrais en citer bien d'autres. Sur cette question-là, on n'a pas le droit de détourner le regard. Vous savez, la première question qui est posée aux maires par des acheteurs étrangers qui débarquent en Corse, la première question qu'on leur pose aux maires, c'est de savoir s'ils ont mis en place des mesures de régulation des meublés de tourisme, la durée de séjour, la compensation, des droits d'enregistrement. Voilà ce qui intéresse les investisseurs étrangers. S'ils ont mis en place des servitudes de résidence principale dans leur PLU. Les maires le savent. Parce que ces outils-là, ce sont des freins probablement insuffisants à la spéculation. Et puis, on ne peut pas détourner le regard lorsqu'on sait, et les maires le savent, que chaque jour, des biens se vendent dans les petites communes. Chaque jour, partout sur le territoire, même dans les plus petites communes de Corse. Sous un effet simple, hein, c'est des rentabilités à très court terme du meublé de tourisme. On va rentabiliser un investissement d'une maison qu'on va payer moins de 100 000 € en 4-5 ans. Et je vous avais dit, au moment de la révision du PADUC, en juillet dernier, que même la presse spécialisée dans l'immobilier fait la promotion de l'investissement dans nos villages, à Calagouche, à Omès ou à Moltifao. Enfin, dernier élément qui nous force à ne pas détourner le regard, les chiffres. Les chiffres, ils parlent. Cela, personne ne peut les contester, quel que soit le banc où l'on siège. Les chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. Les meublés de tourisme, ils ont augmenté de 350% en 10 ans. 350%. On va continuer à détourner le regard. Les résidences secondaires. On a construit plus de résidences secondaires en 10 ans que de logements permanents pour les Corses. Dans certains territoires, on a construit 70% de résidences secondaires sur les 10 dernières années. On va continuer à faire comme ça n'existait pas. Les prix du foncier constructible, en 10 ans, ils ont augmenté de 30%. Les prix du logement de 50%. On va continuer à faire comme si ça n'existait pas. Les meublés de tourisme. Je n'ai rien contre les meublés de tourisme, un tout petit peu. Vous savez combien ils ont généré de chiffre d'affaires en 2025 ? 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. 400 millions d'euros, vous allez me dire, c'est bien pour l'économie corse. Mais les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration, ceux qui vivent de
de cette activité d'hôtellerie et de restauration. Souvent des familles corses qui ont des hôtels partout sur le territoire. Eux, ils nous encouragent parce qu'ils sont menacés de disparaître par ces mécanismes-là. Et donc nous, on assume le choix de la régulation des meublés de tourisme et on invite les communes à nous accompagner, notamment dans le cas des PLU, par la mise en place des servitudes de résidence principale, la loi Le Maire. Guy Armanet, président de l'Office de l'environnement, l'a fait dans sa commune par simple délibération, parce qu'il a déjà un PLU. Et Jean-Charles Orsouche, à Bonivage, est en passe de le faire, également dans le cas de son PLU. Et donc, on voit bien que c'est tout à fait réaliste. Ajaccio l'a fait, me souffle Christelle, bravo, pas de problème. C'est 2 exemples, parmi tant d'autres, et tant mieux si Ajaccio l'a fait. Pour conclure et laisser place au débat, à travers cette révision du règlement des aides aux communes, vous avez compris qu'on souhaite adresser un message aux maires, bien sûr, aux futurs maires, aux élus de cet hémicycle et aux Corses. D'abord, un triple message. Premier message, un message de soutien. La collectivité de Corse est et sera à vos côtés pour accompagner vos projets d'investissement sur les 6 prochaines années. Je crois que c'est un message fort, c'est un gage de sécurité pour les maires, alors que l'État, malheureusement, se désengage de plus en plus dans un climat d'incertitude et d'instabilité politique qui sont récurrentes ces derniers mois. Alors qu'est-ce que ça représente, ce gage de sécurité pour les maires et pour la collectivité de Corse? Parce que forcément, ça a un impact budgétaire pour la collectivité de Corse. On y reviendra probablement cet après-midi, puisqu'on nous dit souvent, vous empruntez 100 millions d'euros, c'est trop, etc. Ces 100 millions d'euros, elles ruissellent sur les projets des communes. Et est-ce que les communes seraient en capacité d'emprunter ces sommes s'il n'y avait pas ce soutien fort de la collectivité de Corse? On en rediscutera probablement cet après-midi. Donc sur la prochaine mandature, l'engagement budgétaire de la collectivité de Corse sur les 6 ans, c'est 220 millions d'euros au profit des communes. Sur ce seul règlement, 35 à 40 millions d'euros par an, similaire finalement à ce qui a été fait précédemment, et bien plus, bien sûr, si on parle logement, si on parle eau, si on parle comité de massif, et on va en parler, puisqu'en janvier, on vous proposera la révision du règlement d'aide au logement, ou en février. Donc je vous disais un triple message. Deuxième message, celui de la responsabilité. La collectivité de Corse est aux côtés des maires, sera aux côtés des maires, pour sortir progressivement d'une logique de guichet que souvent on condamne, quelle que soit la famille politique à laquelle on appartient, pour aller vers une logique de projet. Enfin, troisième et dernier message, un message de lucidité. Lucidité face aux réalités de notre île. Lucidité pour ne pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, parce qu'on ne peut pas vouloir défendre la langue sans la faire vivre dans les actes administratifs, dans la signalétique, dans l'accueil du public ou encore à l'école. Parce qu'on ne peut pas prétendre défendre les Corses, l'intérêt général, si on ne s'attaque pas au mécanisme de la spéculation. Parce qu'on ne peut pas revendiquer l'accès au logement pour les résidents, pour ceux qui vivent et travaillent sur cette terre, tout en laissant les logements permanents
être transformés en meublés de tourisme. Et enfin, en meublés de tourisme, en produits financiers. Et enfin, parce qu'on ne peut pas vouloir maintenir la vie dans nos villages et les transformer, piano bien, en camp de vacances. Alors je le dis clairement, oui, nous demandons la surtaxe sur les résidences secondaires. Oui, on demande la régulation des meublés de tourisme. Oui, on demande la protection du foncier agricole. Et oui, on demande d'inscrire la langue dans les politiques communales. Ces choix, ils sont assumés, totalement assumés. Les communes qui s'engagent dans cette voie, avec nous, seront accompagnées avec plus de force et de détermination par la collectivité de Corse. Alors on est prêt, bien entendu, à prendre en considération les demandes d'ajustement technique. On aura probablement à discuter des amendements en lien avec le travail réalisé avec la Chambre des territoires, plusieurs réunions de bureau, une séance plénière la semaine dernière, en lien avec la concertation, avec les associations. Concertation, on peut toujours considérer qu'elle n'a pas été suffisante. Mais à un moment, il faut bien décider, ou du moins proposer. Quand souvent on nous reproche de ne pas faire de choix ou de ne pas trancher, on a concerté, on propose, on décide. Et je vous invite à lire sur cette question de la concertation, notamment avec les organes consultatifs, que sont le CESEC et l'Assemblée d'Iaduantou, à lire leurs avis. Parce que leurs avis disent beaucoup de ce qu'attend la société civile de nous. Le CESEC, il salue la conditionnalité des aides, qu'il appelle de ses vœux depuis des années. L'Assemblée d'Iaduantou salue les propositions du Conseil exécutif en matière de lutte contre la spéculation, de promotion de la langue et de défense du foncier agricole. La jeunesse, elle attend beaucoup de nous sur ces sujets. Alors, vous l'avez compris, sur l'essentiel, on ne cédera pas. On ne cédera pas parce que cette révision, elle est dans le droit fil du projet politique. La présidente le disait, du projet politique validé démocratiquement par les Corses il y a 10 ans et plus globalement du combat politique de notre famille depuis 50 ans. Validé politiquement il y a 10 ans et répété à plusieurs reprises, notamment en 2017 et en 2021. Cette révision, à travers cette révision, nous respectons nos engagements ainsi que les votes unanimes dans cet hémicycle. Les votes sur la terre, les votes sur la langue, les votes sur le statut de résident, les votes plus récents sur la révision du PADUC, autour de la protection des biens communs, autour de la lutte contre la spéculation. Et à travers cette révision, nous disons aussi aux maires qu'il n'y a pas de remède miracle face aux maux qui fragilisent la Corse. Nous disons aux maires que nous avons besoin d'un sursaut collectif. Un sursaut collectif dans lequel chacun a une part de responsabilité, chacun a une part de la solution. Il n'y a pas de solution miracle. C'est l'ensemble des moyens qui va nous permettre d'améliorer la situation. Le bail réel solidaire, la fiscalité, l'urbanisme. Et enfin, nous disons aux maires que chacun doit mobiliser ses moyens à droit constant
et dans l'attente d'une évolution institutionnelle. Enfin, et pour terminer, nous disons en Corse, et cette fois-ci les yeux dans les yeux, en cette fin d'année 2025, faisons le vœu d'un statut d'autonomie pour la Corse, seul moyen de garantir durablement l'avenir de ce pays et de son peuple. Un ringraziato. A ringraziarvi, Presidente. Alors, en termes organisationnels, je vous rappelle que la commission permanente, d'abord, a autorisé le doublement des temps de parole concernant ce rapport. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a déjà des amendements qui sont en train de tomber, qui nous sont parvenus, qui vont vous être transmis. Donc, il faudra organiser un temps de débat à un moment donné, en aparté, pour voir dans quelle mesure il y a convergence ou pas sur ces amendements. Par ailleurs, je voudrais vous faire une proposition. Comme il y a beaucoup de rapports, et c'est bien normal en cette fin d'année, durant cette session, je voudrais proposer aux présidents de groupe et aux présidents des commissions, s'ils en sont d'accord, qu'on ne lise pas l'intégralité de tous les rapports de commission. Ils vous ont été transmis, vous les avez. On peut citer simplement le résultat, les avis, bien sûr, mais on ne lit pas in extenso. S'il vous plaît, est-ce que vous en êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Parfait. Bien, donc, concernant ce rapport, il y a effectivement un avis donc, du CESEC, vous en avez déjà parlé, qui est favorable, tout le monde l'a reçu, un avis de l'Assemblée Adiaduantou, une saisine de la Chambre des territoires. Donc, tout ceci vous a été, tout ce travail-là vous a été transmis. Il y a un rapport de la CEDENAT. Donc, qui peut me donner l'avis de la CEDENAT? Oui. La Commission a émis un avis favorable, non-participation des groupes Unsof Unov, Un'altra Strada et Corin Front. Absence du groupe Avancem et de Madame Josefa Giacometti Pereda. Merci. Et concernant la Commission des finances? La Commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport avec la non-participation des groupes Unsof Unov, Avancem et Corin Front. Bien. Donc, merci. Donc, la parole maintenant est à qui veut la prendre? Paul Coastan. Merci Madame la Présidente. Le règlement d'aide aux communes date d'il y a très longtemps, de l'époque Baggione. Pour mettre fin à une situation qui devenait intolérable, selon même... Il ne marche pas. Il marche ou pas? Pour mettre fin à une situation inacceptable, décrite par M. Baggione lui-même, où les subventions étaient données à la tête du client, ou plutôt à la tête du client dans son appartenance politique. C'était la même chose pour le Conseil général, mais là, on n'avait pas le moyen d'intervenir. Donc, les tout premiers critères étaient simples. C'était la démographie, c'était certains besoins fondamentaux, etc., etc. Et puis, ça s'est affiné au fil des années pour en arriver au rapport d'aujourd'hui, qui est l'aboutissement, enfin qui est la continuation, la continuité de ces ajustements. Alors moi j'ai deux remarques à faire. La première, c'est que le règlement d'aide aux communes, c'est bien, mais je crois qu'il faudra entamer une réflexion beaucoup plus importante et globale sur les communautés de communes, dont certaines ont des comportements qui sont complètement chaotiques, pour ne pas dire inefficaces. Et deux points particuliers sur le rapport d'aujourd'hui, c'est que bon, le taux de résidence secondaire est impressionnant, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai vu de mes yeux une villa, une grande villa, avec un coffret dans lequel il y avait 6 compteurs électriques, c'est-à-dire 6 sous-ensembles loués, donc il faut taxer. Ce qui me paraît beaucoup moins clair, c'est la façon d'essayer d'épargner, d'identifier d'abord et d'épargner ensuite les résidences secondaires de type familial et non pas spéculatif, c'est bien ça.
Et le deuxième point qui sera évoqué par Paul-Félix Bénédette, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un déséquilibre entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. C'est lui-même qui vous expliquera. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Paul. Qui d'autre souhaite intervenir? Paul Félix, tout de suite. Moi, le règlement d'aide, dans sa globalité, peut être considéré sur une trajectoire équilibrante. Il y a des principes nouveaux, mais la non-nouveauté, c'est qu'ils ne sont pas mis en application. À partir du moment où on gèle pour les communes qui vont jusqu'à 1000 habitants, on est sur le statu quo. Et moi, le statu quo, il ne me convient pas. Il y a un déséquilibre flagrant dans les aides aux communes. Je vous l'ai dit lorsqu'il y a eu l'examen de la répartition de la TADE. C'est une enveloppe discrétionnaire. Les critères d'attribution, bien qu'ils soient fléchés par l'État, sont à l'entière tâche de la collectivité territoriale. Vous avez choisi de maintenir les anciens critères retenus par chaque département. Ils conduisent à des inégalités flagrantes, entre autres pour les toutes petites communes de Haute-Corse, de Corse du Sud. La Haute-Corse a privilégié une répartition en faveur de la ruralité, alors que la somme est beaucoup plus faible qu'en Corse du Sud, il y a 30% de moins, alors qu'il y a quasiment 100 communes de plus. On a dans cette répartition des aides, des distorsions, où une petite commune, je vous prends par exemple, et j'en prends une au hasard, Hérone, en Haute-Corse, elle touche 40 000 €. Je prends une petite commune en Corse du Sud, Coascara, elle est à 14 000. À aucun moment, vous en parlez un peu dans le rapport, mais il n'y a aucun traceur qui permet de compenser ce rééquilibrage. Où est-ce que Coascara récupère 15 000 € pour être à parité avec une autre commune? C'est là la vraie question. Donc, trouver l'intelligence d'une dotation de compensation, où moi je vous propose le mécanisme suivant. Pour chaque commune, quelle qu'elle soit, puisque vous n'avez pas voulu changer les critères, on fait un calcul Haute-Corse, un calcul Corse du Sud. Et on lui donne la compensation de ceux qui lui donneraient la meilleure dotation. Ça, c'est de l'égalité. Je vais vous dire combien ça va vous coûter, 1,5 million par an en plus. Non, mais on discute d'une égalité. On le fait ou on ne le fait pas. Vous baissez à la limite votre enveloppe de réserve de performance. Si on veut être dans une logique d'équirépartition. À partir du moment où on est sur des dots, en gros, la dotation quinquennale, aujourd'hui vous la mettez dans un pacte. Je dirais, elle est moins discrétionnaire. Je dirais, elle est plus fléchée, mais pas plus qu'avant. Pour une commune, c'est une ressource certaine. Même si vous avez écrit que ce n'est pas un droit de tirage, c'est dans son budget quelque chose qui est certain. Les transferts de mutation, c'est moins certain, ça dépend des aléas et de la conjoncture de la construction, mais la réalité du moment est qu'il y a une distorsion importante. Vous ne vous êtes pas assez battu pour imposer à la préfectorale la fongibilité des deux enveloppes. Par contre, vous avez choisi de maintenir des critères disparates qui conduisent à des inégalités. Vous voulez privilégier les petites communes, mettez les critères du Nord dans le Sud. Ah, vous verrez, là, il y aura des très très grosses sommes dans le Sud. La commune de Ziroub, elle va monter à 100 000 € d'un coup. Parce qu'il y a une petite somme, et si vous mettez les mêmes critères, mais ça fait partie d'une politique en faveur, je dirais, de l'intérieur et de la ruralité. Ensuite, l'autre remarque que je vous fais, donc ça, est-ce que vous êtes disposé à discuter d'un amendement de compensation? Parce qu'il y a une incidence financière, mais vous ne pouvez pas considérer qu'une commune, elle va avoir en début d'année un budget disponible qui est majoré quasiment de 30% ou 40%, parce que quand à l'échelle d'une commune, comme l'Areto, Mazzo, l'Aérone, vous mettez la quinquennale, vous mettez la dotation TADE, vous mettez la DGE d'État, chacune pèse un tiers. Hein.
Donc si vous enlevez 15 ou 20 000, ou que si vous les rajoutez, ça change la donne. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de communes où il y a des grosses distorsions. Mais là, j'en ai 5 et 5 de chaque côté. La balance montre qu'il y a un problème. Donc vous en parlez, mais vous n'avez pas l'action en face. Alors, vous savez que l'action, vous pouvez la faire que par le haut. Donc, est-ce que vous êtes disposé à revoir le budget? Après, vous baissez ce qui n'est pas affecté. Mais ça, c'est une discussion, elle n'est pas politique, mais elle est politicienne. Ensuite, pour les subventions, moi, je considère qu'à partir du moment où une enveloppe elle est préaffectée, une commune elle doit avoir la possibilité de la mobiliser en fonction de ses ressources. Il y a des communes, entre autres des communes de plus de 1000 habitants, qui n'ont pas les moyens de trouver un financement complémentaire à 40%. Et il y a des communes de plus de 3000 habitants qui n'ont pas les moyens de mettre un financement complémentaire à plus de 50%. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une flexibilité dans la lecture des subventions en termes de pourcentage. Ça va bloquer des investissements. D'ailleurs, votre grille, elle permet 50% pour un EPCI de plus de 50 000, il n'y en a pas beaucoup en Corse, en général, ils sont bien dotés. Et à côté de ça, là, vous plafonnez à 40 pour les grandes communes. Il faut, je pense, une similitude. Ça ne va rien vous changer en termes de budget, mais ça permet de mieux mobiliser les ressources et de mieux monter les projets. Si sur la mobilisation de la dotation quinquennale que vous appelez aujourd'hui le pacte, vous imposez à une commune de trouver en face un financement à 50%, vous les amenez à l'impasse, ou alors vous les amenez au surendettement. Donc il faut avoir... Or, si vous le ligez dans le document, on ne pourra plus le bouger. Moi, j'en connais une où je m'intéresse maintenant, avec le transfert possible d'un investissement à partir du fonctionnement, je vous garantis que ce n'est même pas la quinquennale qu'on peut mobiliser. Donc, il faut faire attention à ne pas écrire dans le marbre des éléments bloquants qui empêcheront la mobilisation des critères financiers tels que vous les décrivez. Donc moi je souhaite que vous refondiez les taux de subvention, en plus ils sont maximum, c'est à apprécier en fonction des justificatifs fournis par la commune, en fonction des autres cofinanceurs possibles, mais c'est quelque chose où là-dessus je vous demande de réécrire et de laisser des disponibles au minimum à 60%, au minimum. Et en ayant une petite phrase, pourront être revus au cas par cas, en fonction des disponibilités financières de la commune et de la réalité effective du plan de financement. Ça ne vous change rien dans le budget. Autant ce que j'ai demandé tout à l'heure, ça vous bouge le budget, ça, c'est quelque chose qui va dans de la simplification et une meilleure mobilisation. D'autres interventions? Oui, Cathy Cognetti, pour Onsofio. Merci Madame la Présidente, merci Carigoulet. Alors, la ruralité et ses contraintes multiples demeurent trop souvent aux prises avec un développement restreint, freiné par l'éloignement, la raréfaction des services et la complexité des normes. Face aux difficultés quotidiennes rencontrées par les élus de proximité, face aux responsabilités, face à un équilibre fragile entre responsabilité et attente de la population et des moyens limités. Dans ce contexte exigeant, vous l'avez dit, et vous relevez aussi un contexte incertain, que reste-t-il aux maires? Sans les moyens adéquats, sinon l'engagement, la persévérance, la proximité humaine. Être maire en milieu rural, c'est continuer à croire au lien social, à la solidarité et à l'avenir du territoire, malgré les obstacles. Les petites communes ne demandent pas de privilèges. Elles demandent simplement que la solidarité territoriale proclamée soit réelle, mesurable et opérante. La collectivité de Corse affirme à juste titre que les communes rurales de montagne et de l'intérieur sont au cœur de la politique territoriale. Mais un principe politique n'a de valeur que s'il existe et s'il résiste à l'épreuve des règles concrètes. Or, la lecture du règlement
territori breve et paesi vivi, un constat s'impose. Ce texte est pensé par des collectivités structurées, pour des collectivités structurées. Et il fait peser sur les petites communes des contraintes qu'elles ne peuvent objectivement pas absorber. Les communes de moins de 1000 habitants n'ont ni de services techniques, ni ingénierie permanente, ni capacité d'absorption administrative comparable aux autres strates. Comme pour rebondir sur les propos tenus par Paul Félix, il y a aussi des petites communes qui n'ont pas les moyens de mobiliser les 20%. Et pourtant, ce sont elles qui entretiennent l'essentiel du patrimoine communal insulaire, maintiennent des services publics là où plus personne ne veut aller, en préservant la langue, la terre et l'identité corse au quotidien. Monsieur le Président, geler les enveloppes des petites communes, ce n'est pas les protéger, c'est organiser leur décrochage. À enveloppe constante, avec des coûts en hausse, on ne sanctuarise rien. On réduit silencieusement la capacité d'agir. Sur la notion de projet structurant, nous contestons fermement l'idée sur laquelle un projet de 5 000 à 10 000 euros serait accessoire dans une commune de 150 habitants. Je pense qu'une toiture communale, une voie d'accès, une salle polyvalente sécurisée, un réseau d'eau réparé, pour elles, pour nous, ce sont des projets structurants, vitaux et parfois et sûrement essentiels. Refuser de les financer au motif qu'ils seraient trop petits, c'est appliquer une grille de lecture urbaine à des réalités rurales. Sur les pénalités et sur les calendriers, sanctionner financièrement une petite commune parce qu'elle n'a pas respecté le taux de mandatement sans tenir compte des délais administratifs, des entreprises indisponibles, des aléas climatiques, ce n'est pas de la rigueur budgétaire. C'est, et pourtant ça m'étonne de vous, une méconnaissance de terrain. Un mot sur la réserve stratégique, même si on peut partager les objectifs de lutte contre la spéculation, protection du foncier, langue corse et d'autres. Mais exclure les petites communes de cette réserve, alors qu'elles sont souvent les plus vertueuses dans ces domaines, est politiquement incohérent. On ne peut pas demander aux petites communes d'être les gardiennes de la terre, de l'identité, et leur refuser les moyens d'agir. Nous défendons une position simple, claire et assumée. Les petites communes ne doivent pas s'adapter au règlement, c'est le règlement qui soit adapté à elles. Sinon, ce texte, malgré les intentions affichées, produira l'effet inverse de celui recherché. Il renforcera ceux qui sont déjà forts et fragilisera encore et toujours ceux qui détiennent la Corse debout. Le guichet que vous évoquez n'est pas opérationnel maintenant. Imaginez ce qu'il sera avec ce règlement compliqué et restrictif. Les petites communes se partagent une secrétaire souvent à 4 et 5 communes. Et vous voulez qu'elles appliquent cette usine à gaz, ça sera impossible. Vous mettez en place un bouclier à 100% qui permettrait de ne pas percevoir moins qu'actuellement pour les communes de moins de 1000 habitants, mais elles auront forcément moins avec toutes les contraintes connexes. Les 3 périodes avec un minimum de mandatement, une sorte de dégagement d'office, les périodes d'individualisation, etc. Les économies, vous les ferez forcément avec le non-recours qu'engendrera le vote de ce texte. Sous le précédent règlement, à peu près 86 millions avaient été mandatés. Là, vous en aurez forcément moins. Le niveau des contraintes est tel, Monsieur le Président, qu'amender ce texte devient difficile, voire impossible. Il faudrait revoir ou réécrire certaines propositions. Sans compter qu'hélas, une philosophie ne s'amende pas. On a changé de régime, de vision, d'ambition pour nos territoires. Il nous faut revoir la page. Et ça, je le regrette. Moi qui suis élue et qui évolue et ne cesse de défendre le cœur de la Corse, le rural profond. Si la collectivité veut réellement lutter contre la désertification, elle doit cesser de considérer les petites communes comme un problème à gérer et commencer à les traiter comme une solution stratégique à défendre. Allora vi dirà un corso, se la collettività vuole veramente lottare contro la desertificazione e dueria, piantare e considerare piccoli comuni come
mica un problema e comincia a trattare come una soluzione strategica a diventare, perché i nostri paesi proteggono la lingua, e l'identità corsica. Ringraziabili. Ringraziabili. Allora, oui, Pierre Poli, pour avancer. Merci Madame la Présidente. Avant de passer la parole à mon ami Jean-Christophe, juste quelques remarques. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Jean-Paul Félix Benedetti par rapport au taux d'intervention. Alors, je vais citer ma commune, que je connais plus que bien, et où on rencontre tous les jours des problèmes. Le taux d'intervention pour ma commune est de 60%. Aujourd'hui, l'INSEE va lancer un recensement en début d'année. Nous allons avoisiner les 1800 habitants. 1800 habitants avec un budget de fonctionnement d'1 200 000 €. Je vous demande de consulter les budgets des communes avec les mêmes populations, avec le même nombre d'enfants dans les écoles. Il y a des budgets qui sont multipliés par 5 et par 6. Et au bout, nous avons un taux d'intervention identique. Comme disait Paul Félix, si demain nous lançons des projets, les 40%, ça va être très compliqué pour nous de les trouver. Vous comprenez très bien qu'avec un budget pareil, c'est des péripéties permanentes, tous les jours. On est obligé de jongler d'un côté et de l'autre, de trouver des solutions, et ce n'est pas toujours facile. On est passé d'une dotation quinquennale, tout à l'heure je vous ai repris quand je vous ai dit 7, c'est un mandat de 7 ans. Ce n'est pas un mandat de 6 ans. Ça, je pense que tout le monde le sait, en tout cas les maires le savent, un mandat de 7 ans. Donc on était parti sur une dotation sur 5 ans, on va arriver sur une durée de 7 ans. Les montants n'ont pas évolué au point de pouvoir compenser les 2 années supplémentaires. Qu'est-ce que vous nous proposez à ce niveau-là? Après, vous parlez des résidences secondaires. Je vais parler encore pour moi. Je n'ai pas de résidence secondaire. Je n'en ai pas. Je n'ai que des résidences secondaires patrimoniales. Est-ce que je vais encore pénaliser la diaspora qui possède des maisons dans mon village, des maisons familiales? On n'a pas réussi à faire appliquer le tarif résident pour ces personnes et aujourd'hui on va encore les taxer. Comment je vais faire? Expliquez-moi. Alors il y a sûrement des solutions, vous allez peut-être me les donner, mais je ne vois pas comment je pourrais demain taxer des gens qui ont hérité d'une maison dans leur village, la maison de leurs parents, de leurs grands-parents, qui viennent y passer 2 mois ou 3 mois dans l'année, où il n'y a aucune spéculation, aucune, il n'y a pas de logement touristique, il n'y a rien. Ça reste familial et c'est des Corses. J'insiste là-dessus, c'est des Corses. Donc, essayons de trouver des solutions à ce niveau-là. Et je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, la concertation avec les maires, alors on ne peut pas réunir tous les maires de Corse, j'entends, mais je pense qu'un petit questionnaire, et attention, je félicite vos services pour le travail qu'ils ont effectué, et je connais votre attachement au village et au rural. Mais un petit questionnaire, vous auriez pu nous envoyer un petit questionnaire pour nous interroger sur quelques questions essentielles. Une fois de plus, on est passé à côté. Je vous ai interpellé la dernière fois sur le PADUC en vous disant « rapprochez-vous des maires » quand vous allez le réviser. Et là aussi, on aurait pu se rapprocher un peu plus des maires. Aujourd'hui, c'est fait. À travers les amendements qu'on va déposer, on essaiera de trouver des solutions. Merci. Oui, Angèle Capini. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, au mois de mars dernier, lors de la présentation des dispositions transitoires relatives au soutien des territoires, j'avais exprimé au nom du groupe les plus grandes réserves sur ce qui semblait se dessiner, en espérant que le règlement d'aide prochain, celui d'aujourd'hui donc, serait plus conforme aux attentes des maires. De toute évidence, mon espoir était vain. Au regard du nombre d'interventions, je vais juste développer deux aspects de ce dossier. Le premier qui tient au changement de nature de la dotation quinquennale et le second relatif à la restriction financière et à ses modalités d'application. Vous l'assumez clairement dans votre rapport, il s'agit d'inciter les communes et EPCI à aligner leur vision
sur celle de l'exécutif, c'est-à-dire prioriser les projets pour lutter contre la spéculation ou pour promouvoir notre identité collective, notre culture, notre langue. Ces aspirations sont partagées, mais elles ne sont pas forcément en adéquation avec les besoins de nos petites communes, dont l'action est toujours, je me répète, régie par les principes de réalité et de pragmatisme. Vous identifiez les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités locales et vous en rajoutez. La dotation quinquennale était notre dernière bulle d'air. Sans elle, il est bien évident que nous serons asphyxiés encore davantage. L'un de vos axes de travail, dites-vous, a été le maintien de l'ensemble des dispositifs existants, notamment la DQ, conformément aux souhaits réitérés de façon constante par les maires, tout en permettant de répondre aux besoins classiques et aux urgences auxquels sont confrontés quotidiennement les territoires. C'est faux. La dotation quinquennale n'est pas maintenue, elle est remplacée. Et cela est bien écrit d'ailleurs dans le règlement d'aide et affirmé aussi lors de votre présentation ou lors de la commission des finances. Notre pauvre dotation quinquennale change de dénomination pour s'appeler Pacte Paese EU, essentiellement dans le but d'enlever le mot dotation que décidément vous ne voulez pas. Outre le fait que là où nous avons besoin de souplesse, vous nous rajoutez des obligations. En ayant l'air de ne pas y toucher, vous divisez le montant alloué aux communes par 6 années au lieu de 5, ce qui veut dire que les 103 millions d'euros pour la période se répartiront en 17 millions par an au lieu des 21 dans la période antérieure. De plus, le dispositif est alourdi avec des périodes d'individualisation et l'obligation de mobiliser graduellement l'aide. Ce qui d'ailleurs générera du saupoudrage plus que de la valorisation du structurant. Et la conséquence sera inéluctable. Ce pacte, restrictif et complexe, sera moins mobilisé encore. On avait prévu 106 millions sur 5 ans antérieurement, 86 millions ont été réalisés. Là, on en prévoit 103 sur 6 ans, mais on en consommera forcément moins que 86. En plus des 3 critères classiques, donc dotation de base, dotation par habitant et dotation complémentaire en fonction du niveau des contraintes des communes définies dans le PADUC, s'ajoute maintenant le potentiel financier, l'effort fiscal et le taux de résidence secondaire pour les communes de plus de 3 000 habitants. Donc 6 critères au lieu de 3. Et les 3 nouveaux fonctionneront par malus. Alors malus, c'est un mot habituellement utilisé par les compagnies d'assurance qui fait son entrée dans le nouveau règlement, dont acte. Vous écrivez dans votre préambule que les outils de financement doivent demeurer simples dans leur mobilisation, en étant rigoureux dans leur exécution, afin d'assurer un pilotage budgétaire maîtrisé des crédits orientés vers le bloc communal. Et tout est dit sur le sujet. Ce pilotage, unilatéralement maîtrisé par la CDC, sera une entrave importante et probablement insurmontable pour les petites communes. Vous instaurez des tranches de 2 ans d'une part pour un nombre prédéfini de demandes et d'autre part pour les taux d'engagement et de mandatement. Et cerise sur le gâteau, la pénalité de 5% pour le non-respect de ces taux. À cela, vous rajoutez encore 3 périodes strictes de dépôt des dossiers, mais seulement 2 individualisations annuelles, parce que la troisième, c'est pour l'année d'après. Et une interdiction de dépôt au mois de décembre, plus le délai de 2 mois, qui sera peut-être raccourci, pour la transmission de l'arrêté attributif après la décision du Conseil exécutif. Sans compter le problème des DCE, que l'on doit faire très en amont de la réalisation de l'opération, ce qui engendre 2 difficultés. D'abord, le coût généré par l'obligation de les fournir, avant toute garantie d'obtention d'une aide, et ensuite la possible augmentation du coût des travaux liée à la longueur de la procédure d'instruction et d'individualisation, qui pourrait impacter le montant total,
laissant là encore les communes assumer seules le différentiel. En effet, à la lecture du règlement, si on dépose une demande en janvier, nous pourrons, dans le meilleur des cas, lancer le marché en septembre. J'en arrive au domaine d'intervention et aux opérations courantes devenues inéligibles d'un coup de plume, balayant encore une fois les principes de réalité et de liberté de gestion. Quant aux travaux d'urgence, auxquels tous les maires sont confrontés, ils sont tout simplement jetés aux oubliettes parce que par nature, ils ne respectent pas les délais et qu'ils peuvent ne pas être assez structurants. Concernant le FST, vous indiquez que les projets portés, et vous l'avez dit d'ailleurs, par plusieurs communes seront privilégiés. Encore une restriction. Et l'on ne sait même pas, le jour où l'on vote le budget, quelle enveloppe sera affectée à ce fonds, ni si les 36 millions d'euros de 2020-2026 seront reconduits. Sauf si vous pouvez nous le dire. Mon propos, Monsieur le Président, relaie la détresse des maires face à ces nouvelles contraintes, tant budgétaires que technico-administratives. Ajoutez à cela une limitation de la libre administration des collectivités locales. Et le principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre se trouve mis à mal. Et quand je parle de détresse des maires, Monsieur le Président, je m'exprime mal. Car c'est de la détresse des populations, de nos petites communes rurales dont il s'agit. Celles que l'on n'entend pas, celles que l'on oublie souvent, mais qui représentent en nombre la majorité des communes de Corse. Vous nous disiez l'an dernier que l'aide aux communes n'était pas un droit de tirage automatique, puisque c'est un dispositif extra-légal que la CDC n'est donc pas contrainte d'appliquer. Aujourd'hui, ce dispositif, vous le restreignez, le complexifiez, et via la réserve stratégique, qu'on devrait plutôt appeler retenue à la source, vous le conditionnez politiquement. Lorsque l'aide aux communes a été instituée en 1994, c'était justement pour les prémunir des comportements clientélaires. Force est de constater que cette logique n'emporte plus l'adhésion de l'exécutif. Et rien que sur ce point, Monsieur le Président, les maires considèrent que c'est une régression. Je vous remercie. D'autres interventions? Josépha. Alors, vous avez annoncé, Monsieur le conseiller exécutif, je vois que vous me regardez déjà en souriant, vous avez annoncé des grands principes dont doit découler votre règlement d'aide. C'est, je dirais, le principe minimum. Hein. Un règlement d'aide, il découle d'une mise en œuvre stratégique, d'une politique. Vous en avez esquissé les contours et puis vous avez également dit que le CESEC vous félicitait parce que le règlement d'aide était conditionné. Ça aussi, c'est un minimum. Qu'il y ait des conditions à l'attribution des aides, bon, ça, logiquement, ça devrait couler de source. Alors, sur les grands principes, vous avez bien entendu avancé la lutte contre la spéculation, la lutte contre la prolifération des résidences secondaires, la nécessaire constitution d'un foncier agricole, la valorisation et la promotion de la langue corse. Moi, sur tout ça, vous ne serez pas étonnés, je vous suis et j'ai été satisfaite de le voir, même affiché. Et je dois dire que moi, ça m'a plutôt plu aussi que la notion de dotation soit intégrée dans une notion de pacte. Parce qu'un pacte, justement, ça repose sur des principes. Donc, du coup, c'est plutôt, ça relève plutôt d'une certaine logique. Un pacte, ça repose sur des principes fondamentaux que les parties doivent reconnaître les unes et les autres. C'est ça, un pacte. Là où ça blesse un peu, et vous serez bien, c'est que dans un pacte, selon moi, il y a aussi une notion de droit et de devoir. De droit et de devoir des différentes parties. Et c'est là où je vais souligner par quelques exemples
De fait, du coup, ce pacte y pêche. D'abord sur les petites communes, que vous connaissez bien, donc je ne vous ferai pas, pour ma part, la litanie de ce qu'elles représentent et de ce que nous savons tous qu'elles représentent pour la Corse, parce que je sais que vous en avez pleinement conscience. Ces petites communes, malgré les annonces, elles vont être impactées très fortement. Elles vont être impactées très fortement parce que sur un certain nombre de choses, elles vont être totalement exclues. Sur les dispositifs bonus à la transition écologique notamment, sur les dispositifs d'aide à l'assainissement, sur les questions des montants planchers qui ont été évoqués par d'autres. Les montants planchers pour certaines communes, si j'ai entendu votre raisonnement que pour les grandes communes, l'ancien montant plancher pouvait apparaître comme dérisoire de 3 000 €. Pour une petite commune aujourd'hui, celui que vous fixez, peut-être parfois la marge peut être très très haute pour une petite commune. Et elle va laisser tomber, elle va abandonner. Pourtant, pour une petite commune, ça peut représenter un montant de travaux qui est structurant. Là où je parle de droits et de devoirs, vous rattachez aussi un certain nombre de l'octroi de ces aides, notamment sur l'assainissement, par exemple, à la nécessité d'établir un schéma de l'eau. Ça, on sait, et là, la collectivité manque à ses devoirs, c'est que sur ces petites communes, réaliser un schéma de l'eau, c'est impossible. Et on en vient à la question, ou en tout cas c'est très difficile, et on en vient à la question du devoir aussi de mettre en œuvre, en termes de droits et de devoirs, un accompagnement en ingénierie. J'ai pris l'eau, j'aurais pu multiplier les exemples comme ça dans ce nouveau règlement d'aide. Et on sait très bien que l'ingénierie pêche. L'ingénierie, elle pêche grandement. Et la collectivité, elle manque à son devoir d'accompagnement encore trop. Et ce n'est pas avec une plateforme, la plateforme que vous proposez pour mettre à disposition différents acteurs qui pourraient répondre aux besoins des communes, elle ne sera pas suffisante. Si on a des exigences, on doit à côté remplir ses devoirs en termes d'accompagnement et d'ingénierie, puisque la collectivité a ce devoir-là aussi. Sinon, ce n'est pas équitable. Et la question de l'équité, ça a été dit par d'autres avant moi. Effectivement, entre la Corse du Sud et la Haute-Corse, et entre parfois des communes entre elles de même strate, il y a une inéquité manifeste, puisque les communes n'ont pas les mêmes moyens de mise en œuvre. Ça, j'ai parlé pour les petites communes. Pour les grandes communes et les EPCI, de la même manière pour l'ingénierie sur les projets structurants. On manque en droit et en devoir. Je termine sur la question de la lutte contre la dépossession foncière et la question des résidences, sur la question des résidences secondaires. Alors, quelque part, là, derrière vos annonces, vous vous contentez de demander aux communes de mettre en conformité avec la loi Le Meur. Et lorsque l'on s'appuie sur la loi Le Meur, effectivement, moi, ça ne me gêne pas qu'on s'appuie sur des dispositifs législatifs qui peuvent aller dans le sens qui est défendu. Là, pour le coup, la lutte contre les meublés de tourisme, de la surtaxation des résidences secondaires, si elle peut permettre d'endiguer le phénomène, mais ce n'est pas avec cette réserve que vous proposez de constituer pour les communes de plus de 1000 habitants et qui viendrait constituer un soutien à la rénovation du bâti ancien qu'on répond à la question de fond, c'est celle d'un statut de résident. Et vous le savez. C'est-à-dire que ceux qui vont être impactés par les résidences secondaires de type patrimonial, même sur des communes de plus de 1000 habitants, parce qu'il y en a des résidences patrimoniales sur les communes de plus de 1000 habitants, il y en a aussi. Malheureusement, on va avoir une surtaxation auprès de Corses qui ont de plus en plus de mal à maintenir leurs maisons, les maisons dont ils ont hérité. Ça, vous le savez, mais moi, ce qui me manque, et je vais conclure, Madame la Présidente, justement, c'est puisque vous êtes très exigeant à l'égard des communes. Il faut vous appliquer la même exigence dans tous les domaines, et j'en ai pris quelques exemples. Sur ce point-là,
Sur la question du statut de résident, moi je m'étonne de ne pas le voir plus clairement exprimé, mais pas seulement exprimé sur le plan symbolique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enjoindre, évidemment, de la place où vous êtes, les communes à délibérer. Nous le faisons par ailleurs, nous invitons les communes à délibérer sur la mise en œuvre d'un statut de résident. En revanche, vous auriez pu vous appuyer sur le vote d'ici de 2014, même s'il faut le revoir, à mon avis, sur la durée de résidence très largement, sur le vote de 2014 dans cette Assemblée sur le statut de résident, pour entamer un travail avec les communes pour qu'elles activent et qu'elles mettent en œuvre l'ensemble des dispositifs législatifs qui, en l'attente de l'obtention d'un statut de résident, peuvent venir endiguer le phénomène de spéculation et proposer de mettre en œuvre un travail et un pilotage commun. Vous ne l'avez pas fait. On s'est contenté d'une stratégie d'évitement avec la surtaxation des résidences secondaires. On ne peut plus se contenter dans ces domaines d'une stratégie d'évitement. Allora, petiamo a ognuna i due, l'avrete capito, per patidia non t'avundamenti sodi, ci vuole appiegare a se stessa, all'istituzione che voi rappresentate di modo pratico, a messa in opera, e qui un travaiutamento ferma fa. Ringraziabi Poggio, Tuculi e dopo Mariotti. Dopo Jean-Christophe. Signora Presidente, Monsieur le conseiller exécutif, d'abord vous remercier et saluer le travail de vos services et le vôtre sur ce rapport. Avant de rentrer dans le détail technique et sur quelques éléments, et sur le point sur lequel j'appuierai, qui est bien entendu, comme vous le savez, mon dada, le fonds de territorialisation, je voudrais quand même évoquer quelques points, puisque ce rapport est éminemment politique et il suscite dans cet hémicycle et en dehors beaucoup d'émoi. Et comme nous avons entendu, nous sommes au terme de 10 ans, d'un côté de l'hémicycle, l'absence de marqueurs idéologiques, considérés comme un reproche, et de l'autre, une sorte de marche en avant budgétaire, de dérive budgétaire. Aujourd'hui, ce rapport vient poser les deux éléments et trouver un point d'équilibre. Avant ça, je voudrais quand même préciser que la petite musique que l'on entend, où la collectivité de Corse ne serait pas aux côtés des communes et des plus petites communes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Simplement rappeler, en premier lieu, dès 2015, mais avant 2015, où le maire de l'Aude, c'est Jean-Félix Acquavir, membre de l'Association nationale des élus de montagne, a commencé à batailler pour décrocher avec d'autres maires corses de toute obédience politique ce qui devait être en 2015 et ensuite en 2017 le comité de massif avec son schéma et les premiers fonds dédiés sur les excédents de DCT, de dotation de continuité territoriale, à hauteur de 6 millions d'euros pour doter et pour renforcer, au-delà de la quinquennale, les projets des communes, notamment des communes de montagne. Je voudrais rappeler qu'avec Jean-Félix, à l'époque, dans cette Association nationale des élus de montagne, on s'est aperçu qu'il y avait un service créé en 1900 par l'ONF, qui s'appelait Restauration des terrains de montagne, RTM. Ce service intégré à l'ONF permettait de faire, lorsqu'il y avait des incendies et qu'il y avait des inondations, permettait une ingénierie au service des communes et des financements dédiés qui permettaient de mettre hors de mobilisation les crédits État-région et les crédits de la région. Jamais mobilisés en Corse. Je dis bien jamais, de 1900 jusqu'à 2014, puisqu'il s'est arrêté, il a été dissous en 2014. Donc au nom du rattrapage historique, je me rappelle d'un échange avec Laurent Wauquiez que Jean-Félix avait mené, et ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit que je vous fais cet historique, mais c'est pour bien montrer quand même le retard et le temps qu'il a fallu pour rétablir les éléments. Et puis, il y a eu, bien entendu, le début de ces dotations qui ont été, comme l'a dit Paul Coastan tout à l'heure,
je dirais, assainis, entre guillemets, notamment par Jean Badjon dans le premier règlement des aides, qui ont permis aux communes de se développer. Alors, je pense que ce qui a été dit, ou sur les points, hein, vous en êtes d'accord aussi, monsieur le conseiller, il y a peut-être sur la DCT, sur d'autres, sur certains outils à modifier à la marge pour les communes et les petites communes. Ça, il est évident que c'est un travail que nous devons mener. Il y a des marqueurs idéologiques, des marqueurs qui ne sont pas de l'idéologie pure, mais qui sont au service, je dirais, de la valeur culturelle ajoutée et du fond de ces territoires, notamment sur la langue corse et autres. Le tournant de ce que vous avez énoncé dans les différents outils. Je dois dire aussi que de 1985 à 2002, le comité de massif, où la compétence était à l'époque de l'État, n'a pas été mobilisé. De 2002 à 2016 non plus. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce schéma montagne et ensuite aussi la reconnaissance du fait urbain, nous avons amorcé des outils qui vont nous permettre de mener le rééquilibrage nécessaire entre ces territoires urbains et ces territoires de montagne, et notamment freiner le développement du périurbain qui aujourd'hui pourrait engloutir définitivement l'ensemble de ce que nous voulons construire en termes politiques. Alors, je pense qu'il y a bien entendu différents niveaux, différentes étapes que nous avons à franchir, mais nous devons aussi peut-être collectivement faire une introspection et essayer d'analyser quel est notre rapport à l'action collective, au système coopératif dans le monde agricole et à la coopération intercommunale au niveau de nos collectivités respectives. D'autres territoires, comme l'Occitanie, sont déjà à la 3e ou à la 4e programmation. Et j'en viendrai donc là, maintenant à ce fonds de territorialisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il nous manque de l'ingénierie. C'est vrai aussi, et il faut le dire, que ce comité de massif et ces éléments, ils ont été dus à quoi? À l'écoute et à l'engagement politique, sous la houlette du conseil exécutif de la majorité de l'époque, à l'écoute et à la réaction d'un ministre, le ministre Bellet, qui, au travers de sa vision des territoires, de sa vision aussi d'élu local, avait répondu favorablement et avait notamment contribué à signer les premiers contrats de ruralité. Que s'est-il passé par la suite? Parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il s'est passé une coordination sous la houlette de certains préfets pour justement cliver entre la collectivité de Corse et l'État, et y compris faire de l'ingérence sur les déchets ou sur d'autres dossiers. Il ne faut pas l'oublier, et c'est une politique qui a failli marcher, de division, de séparation. Et puis, je crois qu'on n'est pas seul dans ces politiques d'accompagnement, et je crois que ce que vous proposez dans le fonds de territorialisation peut être le moyen d'aller vers ces schémas et vers cette armature territoriale qui a été, je dirais, aboutie au sein de l'Agence du tourisme de la Corse. Et cette armature territoriale, elle pourrait prendre la forme d'une ingénierie puissante et forte au sein des 8 territoires de projet définis dans le cadre du PADUC, et puisque nous en sommes aussi à la veille d'un travail de fond sur cet outil déterminant pour nos politiques publiques. Comme on dit nombreux de mes collègues sur les différents bancs qui sont aussi des élus locaux, créer cette ingénierie forte et propre en renforçant les groupes d'action locaux, leaders, ce qui nous permettrait bien entendu, comme vous le proposez dans une des mesures où vous appelez à la mobilisation des fonds européens, mais vous n'êtes pas sans savoir que la mobilisation de ces fonds européens, comme cela a été dit par mes collègues, nécessite une ingénierie forte. Et si nous renforçons ces groupes d'action locaux en mettant une ingénierie propre sur ces territoires de projet, 7-8 territoires de projet, qui, eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, bien sûr, pourront avoir la possibilité d'amener aux communes ou aux petits groupements de communes la possibilité d'aller mobiliser le fonds que nous proposons et qui permettrait d'organiser et d'orienter ces politiques publiques. Eh bien là, nous aurions fait un grand pas.
Mais encore, je dois le dire, c'est, à mon sens, le projet qui doit nous mobiliser maintenant dans le cadre, et si nous obtenons, et ce que nous souhaitons avec notre groupe, bien entendu, l'autonomie, ça va être justement cette architecture et ce travail avec les associations des maires et avec l'Assemblée des territoires, cette chambre des territoires qui devra peut-être se muer avec une autre agilité, peut-être beaucoup plus d'efficience si on peut modifier ces statuts, de façon à ce que l'on puisse mesurer l'impact de ces politiques publiques sur le bien-être. Et pour conclure, on a tendance dans cet hémicycle, et je m'en félicite, à convoquer la grande histoire, monsieur le conseiller. Et vous le savez, cette grande histoire, elle est faite aussi de la petite histoire, qui, pour nous, et pour nombreux sur l'ensemble des bancs, c'est une histoire qui a permis, en Balagne, en Castagnic, dans les Deux-Sèvres-de-Saulx, dans le Tarn, dans tous ces territoires reculés, dans les années 76, puis dans la continuité aussi, où des gens ont fait des choix de vie, des choix de militants du territoire pour pouvoir, en croyant au potentiel de ces territoires, revenir et créer de la vie. Et ça a été dit, je crois qu'il y a un autre élément et qui apparaît aussi dans votre rapport, c'est cette notion d'associer les forces vives de ces territoires à travers des conseils de territoire, de façon à ce que nous ayons bien entendu, au-delà des infrastructures et du travail que doivent faire les différentes collectivités locales, la nécessité d'avoir des effets leviers sur les acteurs économiques, socio-culturels, sur le système associatif. Et donc je pense que ce nouveau chantier pourrait être permis par l'architecture globale de ce projet. Et bien sûr, nous vous accompagnerons dans l'ensemble de ces travaux avec plaisir, avec ferveur et avec détermination. Je vous remercie. Marité Mariotti. Merci. Je vais essayer d'être complémentaire par rapport aux interventions de mes deux collègues. Monsieur Paolini, cher Julien, surtout, avec votre intervention, nous avons vécu d'abord une séquence émotion qui aurait pu nous arracher quelques larmes, pour finir quand même avec une rhétorique guerrière, voire légèrement violente. Vous voyez dans ce nouveau règlement du soutien de la visibilité financière aux élus, plus d'efficacité, plus d'équité dans le pilotage de la collectivité de Corse ou par la collectivité de Corse. Nous y voyons à ce stade une usine à gaz d'une complexité inégalée. On ne va pas revenir sur le compte qui n'y est pas. Le compte n'est pas bon. 6 ans n'est pas égal à 5. Le calcul est vite fait. Vous allez amputer le montant alloué au bloc communal peu ou prou d'une année. Mais au-delà de ce petit détail, bon, qui n'en est pas un, c'est de l'humour, vous allez surtout réformer totalement le principe même de la dotation quinquennale qui laissait aux communes et aux intercos, qui les laissait maîtres de leurs projets, en introduisant de nouveaux critères techniques que nous aurions peut-être pu partager s'ils étaient mesurables. Et c'est là que ça nous pose un problème. Ils sont très orientés pour certains. Et ils vont décourager probablement les plus motivés. Je vous ai demandé, à l'occasion d'une CDNAT qui n'a pas donné lieu à beaucoup de débats, et j'en suis navrée, la liste des communes et des intercos avec une simulation. Cela aurait été peut-être plus parlant. Nous ne l'avons pas eu. Je pense que ça aurait été extrêmement instructif. Nous pensons aujourd'hui que les communes ont tout à y perdre, certaines plus que d'autres. Si votre choix dit s'appuyer sur une équité territoriale, il va fragiliser probablement des communes intermédiaires, Pierre-Paul y en a parlé, des zones urbaines. Alors je sais que c'est souvent un peu tabou dans cet hémicycle, mais n'oublions pas quand même qu'elles supportent à elles seules souvent des charges de centralité, où les besoins sont très importants, mobilité, logement, voirie, équipements lourds, etc. Alors nous le savons, nous maintenant on fait partie des anciens dans cet hémicycle, que la CDC est dans une situation financière critique,
comme bon nombre de collectivités et comme malheureusement l'État qui ne donne pas l'exemple. Nous le savons. Mais de là, honnêtement, à raboter à ce point, raboter tant en fonction de l'enveloppe allouée que du dispositif qui est extrêmement complexe, les aides aux communes et aux EPCI, nous ne pouvions pas l'imaginer. Alors, le dispositif est très complexe. On en a parlé. En plus des critères classiques, vous réintégrez ce que j'appelle les critères financiers, le potentiel financier, l'effort fiscal, les résidences secondaires, avec les bonus et les malus qui vont avec, les seuils d'éligibilité plus élevés, la limitation du nombre d'opérations qui va pénaliser probablement, ma collègue Cathy Cognette, il a dit, les petites communes qui ont des besoins fragmentés et qui ne consommeront pas leur enveloppe, l'introduction d'une réserve stratégique, alors plutôt du malus, comme l'a dit ma collègue Angèle Thiapigne, qui fait, je vous le rappelle, que 20% de l'enveloppe va se retrouver subordonnée à l'atteinte d'objectifs qui, pour nous, aujourd'hui, alors on attend d'être convaincus du contraire, d'objectifs qui sont flous, qui sont conceptuels pour certains et qui ne sont pas mesurables. Je prends la bonification de 10%, par exemple. Dommage que Josépha soit partie parce que je la rejoins sur cette intervention. Dans le cadre de la transition écologique, alors d'abord, il y a un méli-mélo entre les strates de communes qu'on a un peu du mal à appréhender, allant jusqu'à contrôler, chers collègues, le pourcentage d'agrégats recyclés utilisés dans les bétons bitumineux dans les projets de voirie. Bon, je pense qu'on aurait peut-être pu faire un peu plus simple. Oui, pour un bonus sur des opérations de transition écologique. Mais là, je pense que ça va être quand même extrêmement compliqué à mettre en place. Surtout, expliquez-nous aussi pourquoi les communes de moins de 1000 habitants n'auraient pas droit à un bonus si elles font des interventions, entre autres sur le réseau d'eau pluviale. Bon. Là, je pense que vous nous l'expliquerez. Concernant les nouveaux critères, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée dans cet hémicycle. Les nouveaux critères qui reposent, je vous rappelle, potentiel fiscal, financier et RH, 3 indicateurs financiers des communes et du système de malus qui va avec. On ne peut pas le décorréler ou le déconnecter de ce que les projets de loi de finances vont nous réserver. Enfin, nous, en particulier les grosses communes, enfin les grosses, même pas, au-delà de 1000. Bientôt à 1002, on va être une commune immense. Avez-vous intégré dans vos simulations l'ajustement technique de ces critères dans les différents projets de loi de finances et leurs répercussions sur la future DGF de certaines communes? Il y a une étude qui a été faite par le cabinet Koeffler que vous devez avoir. J'ai la liste des 38 communes qui auront énormément à perdre en termes de dotation. Là, la discussion, elle est très technique. 2028 devait être l'année de pleine application de la nouvelle définition des indicateurs financiers, d'où le cas de l'indicateur d'effort fiscal qui fait particulièrement débat. En conclusion, chers collègues, c'est très technique. Certaines communes qui vont être éligibles aujourd'hui vont devenir des communes assujetties au malus demain. Donc ça, c'est important. Il y a une chose aussi que je n'avais pas noté, mais qui me vient maintenant à l'esprit, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a des communes qui ont remis à jour leur base fiscale. Donc, fatalement, c'est courageux, petites, moyennes, grandes, donc fatalement, elles ont eu, en tout cas, des revenus fiscaux supplémentaires. Et quelque part, on risque de les pénaliser. Donc, il va falloir nous expliquer que les communes vertueuses qui se sont attaquées quand même à un sujet qui est extrêmement compliqué ne vont pas finalement se retrouver pénalisées. Je ne reviens pas sur l'obligation pour les communes de plus de 3000 habitants d'appliquer une taxe d'habitation majorée. Il serait d'ailleurs intéressant que nous ayons un retour pour les X communes, plus de 70 je crois, qui ont mis en application la majoration de la taxe d'habitation, quel a été l'impact sur le logement. Certes, il y aura eu des revenus fiscaux complémentaires, mais est-ce que clairement, ça se sera traduit par une mise sur le marché de logements supplémentaires? Parce que le problème là-dessus, et mes collègues en ont parlé, la personne qui a de l'argent, qui investit dans une maison, une résidence secondaire à prix d'or, excusez-moi, je vais être un peu trivial, elle se fout de devoir payer 1000, 2000,
ou 3 000 euros de taxes additionnelles. Par contre, alors même si vous dites, ça va toucher que les communes de plus de 3 000 habitants, donc fatalement, ça va épargner l'intérieur de l'île. Ça va toucher également les résidences patrimoniales et nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de faire le distinguo. Alors c'est là qu'honnêtement, il y a une créativité sans limite. La création d'un fonds communal alimenté par le produit de la majoration de la TH pour aider les travaux de réhabilitation. Mais d'abord, par quelle voie légale? Ensuite, en fonction de quelles opérations? Quelle ingénierie? Enfin, c'est d'une complexité. Et puis honnêtement, je ne suis même pas certaine que ce soit à la commune à gérer ce genre de choses. Je redis un mot également sur la réserve stratégique. Vous le savez, c'est extrêmement contraignant. Ça va certainement entraîner un taux de non-mobilisation élevé, sans parler des conséquences sur certaines intercommunalités où toutes les communes ne vont pas pouvoir activer cette réserve et ça risque de créer des écarts intraterritoriaux et un risque de fracture entre ces communes. Et puis, il y a un grand absent quand même de ce document, c'est le PADUC. Parce que normalement, le PADUC, que nous avions, enfin nos prédécesseurs, combattu en son temps, mais qui peut avoir des vertus, on en a discuté. C'est le PADUC qui est censé aider les communes à réguler le foncier agricole, éventuellement à déterminer des zones, résidence principale ou autre. Il est absent, le PADUC, de ce document. Et pour cause, on sait effectivement qu'avec un peu de chance, on aura un PADUC révisé à horizon 27, 28, voilà, ou plus, si affinité. Donc, autre exemple, on va parler de l'engagement de la langue, sur la langue que nous partageons. Par quels critères de mesure objectifs et quantifiables vous allez effectivement décider que telle commune a atteint ses objectifs ou pas en matière de la langue? Attention, la dotation quinquennale avait été créée pour lutter contre le clientélisme. Je vous reconnais un traitement extrêmement objectif des demandes, je vous l'ai toujours dit, mais là, attention, plus les critères sont foireux, excusez-moi, sont flous, plus ça risque d'ouvrir la porte à un certain nombre de choses. Donc moi, nous, ce qui nous manque un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de théories, mais au niveau de la pratique, on a du mal à savoir comment on va y arriver. Alors, vous voulez mieux contrôler, piloter les engagements, on peut le comprendre. Mais oui, vous imposez les plafonds d'engagement obligatoires par période, des taux de mandatement imposés et surtout, là c'est nouveau, des pénalités avec perte de 5% de l'enveloppe en cas de non-respect et en plus, aucune nouvelle demande ne pourra être instruite, ça s'apparente accessoirement des dégagements d'office. Pour nous, pour moi maire et éventuellement même vice-présidente d'Interco, je trouve ça quand même inacceptable. Donc c'est rigide, vous l'avez dit d'autres collègues dans cet hémicycle, ça va pénaliser également les communes qui sont dépourvues de maîtrise d'ouvrage. Plus surprenant également, alors c'est vrai que ce n'est pas un droit de tirage, ce n'est pas une dotation, contrairement à ce qu'a dit Paul Félix, mais il est clairement écrit dans le règlement qu'un porteur de projet, commune ou interco, même s'il coche toutes les cases, et Dieu sait qu'il faut en cocher des cases, ben le projet ne sera pas forcément financé. Et vous l'avez écrit, le conseil exécutif se réservera le droit de juger la pertinence du projet. Donc là, les enfants, si ça, c'est pas de l'ingérence, pour ne pas dire, alors vous allez hurler, une espèce de mise sous tutelle des communes et des intercos, je n'ai pas compris. Donc c'est un changement de paradigme de l'aide aux communes et aux EPCI que vous proposez. On ne finance plus seulement des projets. On cherche à transformer un peu les comportements des élus locaux. Il y a une forme d'ingérence. Alors, je n'irai pas à dire que ça contrevient à la libre administration des communes, mais quand même, il y a beaucoup d'ingérence dans le travail des élus. Alors, en conclusion, nous ne sommes pas rentrés dans le détail de chaque dispositif du règlement, parce que l'amender, je sais que ma collègue Cathy a un amendement, reviendrait à le réécrire totalement.
ce que nous ne manquerons pas de faire en cas d'alternance. Et si vous aviez organisé, je rejoins la méthode de Pierre-Paul, un groupe de travail en amont, je veux bien que vous saisissiez le CESEC, c'est parfait, l'Assemblée d'Iadiouentou et même la Chambre des territoires. Mais je pense que tout comme on est prêt à vous accompagner sur le PADUC, je pense qu'on aurait été prêt, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais éventuellement avoir intégré, je vois Pierre qui opine, nous aurions été bien évidemment ravis, en tout cas, nous aurions pris ça comme un devoir de participer à ce groupe de travail. Alors le pacte, vous savez, c'est un mot d'origine latine, ça désigne un accord entre les parties. Et là, il ne s'agit pas d'un accord. On ne nous a pas demandé notre avis, enfin notre en tant que maire, en tant qu'élu local. Mais il semblerait, enfin on l'interprète, à vous de nous démontrer l'inverse, plutôt comme une volonté unilatérale d'imposer vos choix. Bon, je dirais que c'est un peu cocasse, vous qui parlez d'autonomie et de décentralisation, on ne va pas revenir là-dessus. En conclusion, nous craignons, à vous de nous convaincre de l'inverse, que ce soit une double peine pour les communes, qui voient leur dotation d'État au mieux gelée, au pire rétrécie, celles qui craignent le désengagement progressif, et nous le savons, de l'État sur les aides à l'investissement, qui n'ont plus les départements comme partenaires financiers et qui constatent, par ce règlement que nous considérons un peu comme un tour de passe-passe de la CDC pour, in fine, probablement réduire la voilure. Donc à ce stade, attendons de voir le sort qui sera donné aux amendements et déjà le contenu des amendements. Nous verrons si ceux-ci conviennent à notre groupe. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle pour le bloc communal et à terme pour la commande publique. Et quand une commune, mes chers collègues, ou une interco se lance dans un projet structurant et souvent complexe, ce n'est pas un caprice, c'est souvent une nécessité, voire une obligation pénale dans certains cas. Donc arrêtons quand même de caricaturer, entre autres, en faisant passer certains élus pour des capricieux qui ne seraient pas responsables et de leurs finances et indirectement des finances de la collectivité. Donc nous ne partageons pas à ce stade votre enthousiasme, vous l'aurez compris, sur un pacte qui pour nous n'en est pas un. Et l'aide ne doit pas être, cher Julien, une variable d'ajustement. Certes, ce n'est pas un droit de tirage. Et nous le savons parce qu'à chaque fois qu'il y a des observations ou des critiques, vous menacez effectivement de raboter les aides aux communes. Je vous rappelle, nous vous rappelons quand même que la dotation quinquennale a été mise en place en 1994 par Jean Badjoni, qui avait laissé, lui, la liberté aux élus dans une totale transparence et comme rempart aux clientélistes à mener leurs projets. Donc, nous sommes malheureusement loin de ce qui a prévalu à la création de la dotation quinquennale. Et pour ce qui nous concerne, nous en sommes profondément désolés. Alors, Jean-Christophe Angelini. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, quelques remarques. On va ensuite, je pense, au regard des premiers amendements déposés, entrer en commission et reprendre un peu les choses sur le fond. J'ai écouté avec attention le propos du Conseil exécutif, que j'ai trouvé, et je le dis avec un brin de malice et beaucoup de respect, un peu combinatoire. On le dit sur d'autres sujets, mais je voudrais le redire très brièvement sur celui-là. On peut, Julien, être pour la langue corse, pour le logement, pour la protection du foncier et contre votre règlement d'aide. Je le dis parce que vous avez un peu dit le contraire. Nous, on a une vision qui se nourrit d'expérience locale, comme vous. J'ai entendu avec le même intérêt et le même respect Paul Jo, qui est issu du groupe majoritaire, mais qui connaît par cœur, tout comme vous, les réalités des petits villages du rural et de l'intérieur. Moi, je suis élu d'une ville plus importante, mais confronté à des logiques qui ne sont pas, dirons-nous, sans commun dénominateur avec celles qu'on a pu aborder aujourd'hui. J'en prends une.
celle du sujet épineux des résidences secondaires. Vous l'avez dit, je vous en remercie, que nous avions voté la majoration de la THRS, avec un taux dont je veux rappeler qu'il est globalement aligné sur toutes les communes du territoire. On s'est concerté dans l'Interco et au-delà, et on a posé la question, jusqu'à Solenzar, du taux moyen à privilégier entre nous. Et on s'est entendu sur le taux de 40%. Parallèlement, on a institué le changement d'usage, instaure également le numéro d'enregistrement et arrêter un PLU, on le verra bientôt lorsqu'il sera approuvé, dans un délai assez bref, qui sanctuarise un certain nombre de lieux et, dirons-nous, privilégie très nettement la question de la résidence principale. On est d'ailleurs, en ces temps particuliers, un peu montré du doigt, non pas par mon prédécesseur ou ses amis, mais par d'autres formations, au titre, dirons-nous, des choix de logement à titre principal que nous avons voulu opposer, mais qui seraient contestables parce qu'actionnant des bailleurs, etc. Bon, ce n'est pas le lieu pour en débattre, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Toujours est-il que sans PLU et sans documents réglementaires de nature comparable, puisque vous citez souvent le chiffre de plus de 80% de création de résidences secondaires sur la décennie 2010-2020 sur la commune, nous avons de 2020 à 2025, et je tiens les chiffres à votre disposition, mais j'imagine, en votre qualité de président de l'AUE, que vous les avez déjà, nous avons commencé à inverser la tendance et produit à 73%, donc on n'est pas très loin des 80-85, mais cette fois-ci de résidence principale. Si j'applique à la lettre ce que vous dites, vous me pénalisez. 2 fois. Premièrement, parce que la THRS, bien que votée, va s'appuyer sur un potentiel fiscal qui sera par nature supérieur au potentiel moyen des communes de la strate, à l'évidence. Donc vous nous posez une première difficulté. Et la deuxième, c'est que vous y répondez par une fiction juridique, dont je suis désolé de la mettre en exergue, que je suis désolé de mettre en exergue. Vous dites, on va distinguer les résidences patrimoniales des autres, mais vous savez tout autant que moi que le droit en l'état vous l'interdit. Et est-ce qu'il y a une première fiction dans le moment politique et juridique que nous traversons? Vous en rajoutez même une deuxième. Vous dites, on va même voir la date de construction de la résidence. Bon, ça c'est une illusion que vous vendez aux gens, qui n'a aucun fondement juridique objectif. Aucun. Expliquez-moi comment vous allez pouvoir subordonner le distinguo que vous vous proposez d'instituer avec la date de construction de la résidence. C'est bon, très bien, on y reviendra. Donc, moi je ne voudrais pas, et je le dis très clairement, vous savez, on a déposé 11 amendements, donc on joue le jeu du débat, hein. On n'est pas là pour dire on matraque et on vote contre, on verra plus tard. On va voir. Bon, mais je vous rends quand même attentif à cela, parce que c'est assez important. Deuxièmement, vous avez cité, vous avez bien fait, le CESEC, la Chambre des territoires, et l'Assemblée a dit adieu à un tout. Je voudrais, pour ma part, citer l'Association des maires de Corse-du-Sud, dont j'ai le plaisir d'être membre, et qui dit 2 choses auxquelles je vous rends attentif. La première, elle franchit une limite que Marité, avec, je le crois, beaucoup de prudence, elle a eu raison, c'est garder de franchir, mais pour ma part, je partage assez. Je lis, hein, comme ça, il n'y a pas d'interprétation, etc. Lorsqu'il est question de la THRS, justement, et du lien que vous proposez d'instituer, une telle disposition interroge le principe de libre administration des collectivités territoriales et porte atteinte à une prérogative essentielle des maires et des conseils municipaux. 2 points, la fixation autonome des taux d'imposition locale.
Ce n'est pas le maire de Porto-Vecchio qui le dit, ce n'est pas un élu du groupe Avancem, c'est l'association des maires de Corse du Sud. Deuxièmement, et plus problématique encore, peut-être, sur la différenciation entre communes, et notamment, c'est susceptible donc de créer des déséquilibres et tensions, les petites, etc. De la même manière, cette proposition, je cite, instaure un lien de subordination inédit entre la collectivité de Corse et les communes, alors même que le débat institutionnel sur l'autonomie de l'île souligne l'importance de la place des communes et interco dans l'organisation future de la Corse. Donc, contradiction quant au principe de taux librement fixés par les communes. Atteinte discutable, d'ailleurs on en discute, au principe de libre administration des collectivités locales au sens du carcan très bureaucratique que vous proposez d'instituer. Vous l'aurez compris, on est pour notre part dans une approche assez radicalement différente. C'est un premier point. Le second point, Pierre vous l'a un peu dit. Paul Félix, Marité, beaucoup d'autres, dans des chapitres différents, l'ont également égrené. Ce distinguo qui existe entre communes du Sud et communes du Nord, il appelle, de notre part, un certain nombre de demandes, de clarifications. Nos amendements confortent cette approche et on est, je vous le dis très clairement, dans cette attente. Pour ne pas être trop long et terminer, dire également que vous avez en volumétrie, et d'ailleurs, l'abscus révélateur, mais l'inconscient est parfois très fort, souvent, réduit au gré des interventions ou des séquences de votre intervention le nombre d'années proposées, ce que Pierre n'a pas manqué de relever. La vérité, c'est qu'en volumétrie globale, vous diminuez de manière assez forte le montant proposé au regard du nombre d'années qui nous reste. En d'autres termes, si on conjugue les restrictions que vous vous proposez d'édicter au nom d'objectifs politiques que l'on peut partager, mais selon des modalités qui pour nous ne sont pas acceptables. La question des mandatements, qui n'est pas sans relief et sans une particulière acuité, notamment pour les petites collectivités locales, et la question du volume financier mobilisable, y compris à l'aune du budget, dont on va discuter plus longuement cet après-midi, vous voyez bien que vous créez objectivement un système de contraintes qui nous conduit à penser à ce stade des opérations, mais on va encore en discuter, qu'on n'est plus dans une dotation quinquennale. De la question sémantique. Ce que vous proposez, c'est un pacte, mais cela a été expliqué, qui n'a de pacte que le nom. En témoigne le manque de concertation manifeste, mais au-delà, la philosophie générale qui semble animer et guider le rapport. Alors, les choses sont pour nous extrêmement simples, et je n'irai pas plus loin parce que je pense qu'on a besoin d'un débat en commission pour aller plus loin. Nous, on peut comprendre que les collectivités locales, et notamment les plus importantes, prennent leur part à l'effort de solidarité que vous appelez de vos voeux. Mais comme Josépha l'a dit, nous, on veut bien être solidaires, mais de qui et pourquoi? Est-ce que vous êtes solidaire de nous? Je ne sais pas, comme dirait l'autre, je ne sais pas m'étaler, mais je vois le président esquisser un sourire coquin. Je dis ça, je dis rien. Mais au-delà de la solidarité, qui en l'espèce ne me paraît pas marquée au sceau de la réciprocité, finir sur un mot. Les architectures institutionnelles, et c'est un autonomiste, un nationaliste qui vous le dit, même s'il n'est pas d'accord avec vous sur pas mal de choses, mais on est nationaliste, et vous et nous, les architectures institutionnelles, elles ont besoin de renouvellement. Et on en est d'accord, puisque proposer à cette Assemblée de pouvoir légiférer et réglementer, en soi,
c'est quelque chose qui n'est pas neutre et que l'on recherche depuis un bon demi-siècle. Mais avec le même état d'esprit, la même philosophie politique, elles ont aussi besoin de permanence. Vous ne pouvez pas tout détricoter au prétexte de difficultés que pour une large part vous avez vous-même créées. Nous, on n'est pas d'accord pour laisser faire. Et avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité, mais en même temps, vous l'aurez compris, une certaine énergie et beaucoup de détermination. Si c'est l'objectif, on ne laissera pas faire. Je vous remercie. Alors, il y a Pierre Jong et ensuite il y a Sainte-Vanne. Et ensuite Christelle Combette. Pardon, vous n'avez plus de temps. Ah oui, je suis désolée. Vous avez été 3 intervenants, vous avez dépassé déjà votre temps. Mais 2 minutes alors. Hein. Tout à l'heure, 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Il faudra rester vendredi après-midi. Voilà. On verra qui restera vendredi après-midi. Oui, tout à fait. Bon, alors je crois que vous n'allez pas avoir les 2 minutes. Pierre Jong. Madame la Presidente, se radio corto e do mo tempo che ferma a Cristela, se la ore. Madame la Presidente, oggi Presidente, questo nuovo regolamento di aiuti per il comune e le comunità del comune è un arnese finanziario, ma soprattutto un arnese politico e permette di tradurre in maniera concreta la nostra visione di sviluppo di cose umane. E ho già consento questo regolamento perché si scrive nella filosofia che ho sempre riveso per ciò che tocca l'aiuti di AZDC, a sapere l'eco-socio-condizionalità di aiuti. Starnese mi pare che lo garantisce un sviluppo meglio spertuto tra tutti i regioni di Corsica, rispettando il nostro ambiente e la coesione sociale in cui ha messo in ballo una politica linguistica forte per la nostra lingua e a me mi basta per votare a pro. Dunque, abbiamo proposto come giorno un emendamento che è uscito dal lavoro da Gamma Territorio, ne escluderei poco. Dunque, se non mi ferma appena tempo, regalo volentieri a Christelle Combette. Tu n'en as plus, c'est fini. Ben voilà. Bon, alors, Hyacinthe. À la Corte, come d'abitudine, moi, très rapidement, déjà féliciter le conseiller exécutif, Julien. Ça rejoint un petit peu ce qui a été fait pour le PADUC. La première question que je vous avais posée, mon cher Julien, c'était un PADUC pour qui? Qu'est-ce qu'on veut pour la Corse de demain? Est-ce qu'on veut y accueillir encore les 5000 personnes qui viennent nous désintégrer? Ou est-ce qu'on veut vraiment fixer les gens qui sont là, travailler per i nostri giovani, per i nostri paesani, per so così? Et vous m'aviez répondu, on veut un PADUC pour les Corses. Et là où je me félicite, et où je vous félicite, vous et vos services, c'est que, je ne veux pas dire pour une fois, mais le projet politique est traduit en mesures techniques et administratives. Notre projet politique aujourd'hui, il est mis en œuvre administrativement. Peut-être avec des améliorations, peut-être en corrigeant un certain nombre de choses. Ça, je peux le concevoir sans aucun problème. Moi, j'ai été maire dans ma jeunesse, à Bizic, il y a longtemps, très longtemps. Et si vous n'étiez pas du bon côté politique, je ne l'étais pas, vous n'aviez rien. Vous n'aviez pas de subvention, vous n'aviez pas d'aide. Et vous gériez la misère. Bon, derrière, vous perdez, bien entendu, mais ça, bon, c'est pas un problème. On sait perdre, on sait gagner, sans aucun problème. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Aujourd'hui, tout le monde est aidé. Et moi, le premier, je montre l'exemple. Je vais construire une caserne antisante. On ne peut pas dire qu'Anthony Alexandrini nous soutient politiquement. Mais c'est un maire qui travaille pour sa commune, qui est un passionné, qui dit une course, qui travaille. Est-ce qu'il faudrait lui dire ben non, tu es contre nous, on n'investit pas? C'est tout le contraire qu'on fait. Et on a même baptisé la caserne du nom de son père qui était notre opposant politique.
mais qui était quelqu'un qui a travaillé pour le rural et qui était quelqu'un qui s'est engagé pour la Corse. On peut ne pas être d'accord, mais quand c'est l'intérêt public, quand c'est la sécurité des personnes et des biens, il n'y a pas la place pour la couleur politique. Et je vois Juliette qui est allée inaugurer des logements sociaux. Elle aurait pu les inaugurer à Bastia dans une campagne électorale future. Hein. Elle est allée à Vensolasque. On ne peut pas dire que ce soit des soutiens de la majorité. Eh ben, parce qu'on en avait besoin. On avait besoin de logements sociaux dans ces communes. Voilà la philosophie qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà pourquoi on serait en politique. Parce qu'on a été échaudé par un certain nombre de comportements, par un certain nombre de méthodes, et qu'aujourd'hui, on essaye, même si quelquefois on peut nous aussi faire des erreurs, mais on essaye d'être équitable. Et on essaye que chaque commune qui a un projet, eh ben, il soit soutenu. Et pour me promener un peu dans toutes les communes de Haute-Corse, je vois du changement. Mais je ne parle pas de chez moi, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de soutien, même si au départ on était en opposition totale, et Cathy peut aussi le confirmer dans sa communauté de communes. C'est tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Après, là où je me félicite aussi, monsieur le conseiller exécutif, c'est vraiment la vision politique sur la Corse qu'on veut. Est-ce qu'on veut la Corse des résidences secondaires? La Corse non si parla più corso. Noi casali sono iodi. Noi siamo noi stranieri, chi porta. Siamo noi i forestieri. Et quelquefois même dans nos villages, aujourd'hui, au-delà des résidences secondaires, et je rejoins Josepha sur les résidences principales, le statut de résident, à un moment donné, il faudra bien qu'on en parle, il faudra bien qu'on l'applique. Parce que si c'est pour laisser nos villages à des personnes qui viennent d'ailleurs et qui achètent au prix fort, on va en arriver où? Aujourd'hui, on a nous, la possibilité institutionnelle de mettre notre politique en œuvre, de limiter, pour que derrière, on n'en arrive pas à ce qu'on a connu, pour que derrière, il n'y ait pas une révolte qui se prépare. Parce que quand vous êtes un jeune ou un moins jeune, dans un village, et que vous voyez une maison, eh bien, je ne parle même pas aujourd'hui des villes, des cités balnéaires et compagnie. Là, alors, bon, je pense qu'il va falloir se réveiller, mais bien se réveiller. Quand vous êtes dans un village le plus reculé, qui est le mien, par exemple, que j'adore, mais bon, je ne peux pas dire qu'il y ait la plage à 10 minutes ou quoi que ce soit, et que vous voyez arriver des gens qui n'ont aucun code, qui ne partagent rien de ce qu'on est, qui achètent, et ils ne se mélangent en rien, ils ne participent en rien. Et bien entendu qui se liguent avec tous ceux qui sont arrivés dans le canton pour faire des petites soirées qui vont bien, ou autre chose, et qui, peut-être, un jour, réfléchiront aussi à se présenter. Vous pensez que c'est ça la Corse qu'on veut? La Corse des résidences secondaires, où ils viennent une semaine, et le reste du temps, ils louent. Et on voit un va-et-vient, et un turnover qui... Presque, on a presque l'impression d'être ailleurs. Moi, cette Corse, c'est pas celle-là que je veux. Les résidences secondaires, basta. Basta. Guy l'a dit, d'autres l'ont dit. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut continuer à accueillir tutti i ghelli qui banano, tutti i ghelli qui ce n'en ont pas four. Basta. Parce que si on ne le dit pas avec les outils qu'on a, à un moment donné, on sait tous où on va en arriver. On sait tous où on va en arriver. Moi, je ne veux pas en arriver là. J'ai des enfants comme vous. Et je préfère les voir épanouis et travailler plutôt que d'aller les voir au parloir, comme certains les ont vus, leurs parents et leurs enfants. Alors, tâchons de réfléchir tous ensemble et de faire la Corse qu'on veut. La Corse qu'on veut, il y a una Corse, nous y parle la Corse. E se c'è una prima perché per un gosto, ce la dalla. E se c'è una prima perché per me che ci sia résidence secondaire, ce la dalla. E ce la dà ancora più lontano. Encore plus loin, dans le Paduc. Il faut mettre des clauses très strictes. Basta no. Basta. Voilà, on ne peut plus supporter aujourd'hui ce qui nous arrive. Moi, c'est mon sentiment. C'est le sentiment de notre groupe. Alors, oui,
Il faut bien entendu que l'économie se développe. Mais est-ce que l'économie doit nous tuer aujourd'hui? Est-ce que l'économie doit tuer notre peuple, notre langue, ce qu'on est? Non. 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 Aujourd'hui, je pense que dans certains quartiers, je n'ai plus en course. Hein. Saint-Idassa, il va à la course au Carquilo. Et on a. Et on a. Donc, moi, je vous félicite encore une fois. C'est notre projet politique. Il est mis en œuvre administrativement. Et je m'en félicite et je vous félicite. Ringraziati Hyacinthe. Alors, Christelle Combette. 3 minutes. Merci Madame la Présidente et merci chers collègues. Alors Monsieur le conseiller exécutif, effectivement, je ne pensais pas du tout intervenir ce matin. Mes collègues l'ont fait avant moi brillamment, ils sont rentrés dans le détail. Moi, le problème, c'est que j'ai quand même eu du mal à comprendre l'importance que vous avez donnée au phénomène des meublés de tourisme dans un rapport qui concerne le règlement des aides aux communes. Alors, je voulais juste savoir si vous ne vous êtes pas trompé de document. Parce que la question des meublés de tourisme, elle mérite mieux, encore une fois, que de la communication, des postures politiques. Alors oui, je pense que tout le monde est pour la régulation. Elle est nécessaire, et vous avez pris des exemples. Tout le monde la souhaite. Mais elle doit se faire au bon niveau, au niveau des communes et au niveau des maires. Et si certaines l'ont fait, c'est par choix politique, en anticipation d'une loi, la loi Le Meur, vous l'avez citée, qui entre en vigueur dans 1 mois et qui donne aux maires justement tous les outils, des outils clairs et renforcés pour encadrer ce phénomène. Ils peuvent, à partir du 1er janvier, limiter, autoriser, contrôler et sanctionner. Alors contrairement à vous, la loi, elle reconnaît une évidence, que les maires connaissent leur territoire. Alors conditionner ou bonifier les aides de la collectivité de Corse en imposant la régulation, entre autres, bien sûr, la régulation aux communes, n'a selon nous aucun sens. C'est un affichage politique, ce n'est pas une réponse efficace. Encore une fois, vous préférez communiquer, afficher vos dogmes, au lieu de faire confiance aux élus locaux. Car la réalité, c'est que certaines communes ont déjà agi, des plus petites aux plus importantes. Même Ajaccio, monsieur le conseiller exécutif. Les municipalités corses ont devancé la loi Le Meur et elles ont commencé à mettre en place leur propre dispositif de régulation. Bonifacio est allé jusqu'à interdire toute nouvelle construction. Ces communes n'ont attendu ni injonction, ni conditionnalité. Alors je voudrais juste conclure, et en plus je rebondis par rapport à ce que vient de dire Hyacinthe, sur le diktat de l'économie. Juste une chose, les meublés de tourisme, même si on a tous conscience qu'il faut les régulariser, c'est quand même, ils contribuent quand même à l'économie de notre territoire. Ils génèrent de la taxe de séjour, qui est la principale ressource des offices de tourisme et qui finance la promotion de notre territoire au bénéfice de tous les acteurs économiques de notre territoire, quand on sait quand même que le tourisme représente 40% du PIB. Je vous remercie. Oui, Louis. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Conseil exécutif, alors je serai sans doute moins percutant que Hyacinthe, sans doute moins politique aussi, mais je vais essayer de rester un petit peu sur le document. Simplement recentrer aussi les débats, et on voit la difficulté qui est la nôtre lorsque l'on doit s'attaquer à des documents structurants, eh bien l'acceptation du mouvement, du changement. Or nous, souvent ici, on nous dit que nous sommes dans l'immobilisme, on ne prend pas nos responsabilités, nous sommes dans la gestion quotidienne, dans une certaine banalité. Eh bien aujourd'hui, vous nous proposez un document, eh bien effectivement, qui fait bouger les lignes. Alors certes, il est sans doute perfectible, nous allons analyser les amendements des uns et des autres, mais il faut aussi le recadrer. Alors on parlait, je crois, de l'origine du document, 1994, si je ne dis pas de bêtises, par Jean Baggioni. C'était une autre époque. C'est une époque aussi où l'argent public, les financements publics coulaient à flot.
on pouvait, excusez-moi le terme, abreuver les communes parce qu'il ne manquait pas cet argent-là. Sauf qu'aujourd'hui, ce document, il vient coller aux réalités de 2025. Il vient coller aux réalités d'une crise économique mondiale, nationale bien entendu, et que c'était notre devoir de changer les choses. Il ne faut pas y voir des restrictions. Il faut y voir aussi l'exercice de responsabilité, des responsabilités. Il y a quand même un grand absent dans nos débats. Hein. N'y voyez pas quelconque fait politique, mais la collectivité de Corse doit, dans les financements. Mais pour être en responsabilité ailleurs, on a aussi la fonte, comme la fonte des neiges, le changement climatique, c'est la fonte des financements étatiques aussi. Et j'entends rien là-dessus. J'entends pas un mot. Si ce n'est Marité, et j'y viens, sauf avoir mal compris, cher Marité, qui nous dit attention, la DGF pourrait varier, certaines communes pourraient voir leurs finances baisser. Que comptez-vous faire? Donc la petite collectivité de Corse, ce petit village gaulois positionné au centre de la France, devrait venir combler les manques de l'État. Alors, mon propos, c'est un propos introductif au débat budgétaire de cet après-midi. Vous l'avez bien compris. Parce qu'on ne peut pas le matin nous demander certaines choses, et j'imagine, sans me tromper, l'après-midi, nous en dire d'autres. Donc, ce règlement des aides, il s'inscrit aussi dans une logique budgétaire, dans une vision à long terme. Oui, Jean Badjon y a mis à une certaine époque. Oui, il y avait d'autres marges financières. Aujourd'hui, les marges financières, eh bien, elles s'amenuisent. Nous devons coller aux réalités. Pour autant, les enveloppes varient très peu, très peu. Et ce document, moi j'ai l'impression, quand je vous entends, que c'est un dispositif avec 360 sous-dispositifs et 19 fautes pour les intercos. Sauf qu'on parle là d'aménagement de développement global. Certes, chaque maire aujourd'hui, et dans la culture qui est la nôtre du communal, il voit forcément des inconvénients pour le développement de sa commune. Mais la réalité de la chose, c'est qu'on parle du développement d'un pays, de la Corse. Donc ce développement, oui, il doit avoir des arbitrages. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est une vision globale du développement du territoire qui finance visiblement, majoritairement, pour ne pas dire uniquement bientôt, la collectivité de Corse. Alors oui, il y a un aspect politique. Oui, il y a une vision politique que nous défendons, que nous assumons. Non pas pour priver les maires d'une quelconque latitude dans leur choix, mais simplement de dire que sur un territoire, effectivement, il peut y avoir discussion, voire arbitrage, si des projets viennent se cumuler les uns aux autres. On n'est plus dans un millefeuille. Sur un territoire, aujourd'hui, il faut de l'intelligence collective. Et là encore, second point de mon propos, il y a quand même un grand manque. Et là, on va basculer aussi sur le fait de l'autonomie, non pas pour mettre l'autonomie à toutes les sauces. Mais quand on parle d'ingénierie, quand on parle de manque d'ingénierie dans les petites communes, ça s'entend et c'est une réalité. Sauf qu'il y a un échelon intermédiaire. Depuis la disparition des conseils généraux notamment, ce sont les intercos. Est-ce qu'aujourd'hui les intercos sont bien dotés? Est-ce qu'elles sont à la bonne échelle? Nous disons que non. Comment on change ça? Comment on change cette carte? Comment on change l'architecture administrative de la Corse? Ça passe aussi par l'autonomie. Une nouvelle proposition d'architecture de la Corse, revoir les périmètres des intercos qui ont été faits à une autre époque et de manière peut-être un petit peu précipitée et qui ne donnent pas les marges de manœuvre réelles aux communes qui appartiennent, je rappelle, aux intercommunalités. Donc renforçons aussi cette ingénierie sur l'échelon intermédiaire, donnons des moyens aux intercommunalités, pas forcément la collectivité, mais sans doute aussi l'État, ou tout du moins dans un projet d'autonomie, revoyons cette carte et cette architecture de manière à pouvoir donner au territoire plus de latitude. Enfin, simplement pour conclure, et dans le propos, Jean-Christophe Angelini, je crois, est sorti, attention tout de même, moi j'y vois des chiffres, les moins de 2000 habitants, les plus de 2000 habitants, les petites communes, les grandes communes, les communes riches, les communes pauvres. On parle d'un seul territoire, un tout petit territoire. Alors certes, les intercommunalités d'une certaine taille, certes les grandes communes, effectivement de la solidarité, mais je vous rappelle aussi que dans le contexte actuel, chaque commune, chaque intercommunalité est touchée par la précarité, par des difficultés grandissantes, et que je pense que nous devons raisonner de manière globale. Donc pour nous, ce document, Hyacinthe l'a dit, c'est la vision politique qui est traduite par des choix forts. Là où on nous taxait d'immobilisme, aujourd'hui nous faisons avancer les choses. Certaines choses plaisent, d'autres déplaisent, mais il n'y a pas d'ingérence envers les maires, simplement une vision politique qui va s'appliquer dans les prochaines années sur notre territoire. Et s'il y a alternance, évidemment, on pourra revenir et faire marche arrière. Merci. Bien. Oui. Romain Colonne. Merci, Madame la Présidente. Très rapidement, je vais essayer de faire aussi court que notre collègue Pierre Jong. Mais ça va être difficile. Simplement pour
dire, en complément de ce que vient de dire Louis et de ce qu'ont dit les précédents orateurs au nom du groupe. Moi, je vais m'appuyer sur ce qu'a dit notre collègue Madame Mariotti. Elle a dit deux choses avec lesquelles je suis parfaitement d'accord et je ne voudrais pas qu'on les passe trop rapidement sous silence. Chère Marité, vous avez dit très rapidement dans votre brillante intervention que la collectivité de Corse était sous contrainte budgétaire et vous avez rajouté comme bien nombre d'autres collectivités. Mais ça a été l'un des propos essentiels de Louis. En disant ça, vous concédez à un moment donné que ça exige de la part de la majorité et de l'exécutif territorial un certain nombre de choix. On ne peut pas dire, on est d'accord, on ne peut pas dire d'un côté qu'il y a une contrainte budgétaire qui est extrêmement forte et de l'autre côté dire qu'on ne peut pas faire des choix. Après, on peut être en désaccord sur la nature des choix, ça je vous l'accorde parfaitement. Mais de grâce, accordez-nous le fait qu'à partir du moment où il y a une forte contrainte budgétaire, nous devons faire des choix. Et ça, on ne peut pas faire comme si c'était juste une donnée ou une variable d'ajustement. C'est une donnée, Louis l'a dit, qui est centrale dans le propos. Vous avez dit aussi, je reconnais à la majorité territoriale et à l'exécutif de la collectivité le fait que le rapport aux communes est parfaitement équitable. Vous l'avez toujours dit et je le reconnais très, très volontiers. Mais là aussi, on ne peut pas faire comme si c'était une donnée, et Hyacinthe l'a dit avec tout l'engagement et la passion qui sont les siennes. On ne peut pas faire comme si c'était rien du tout, cette petite phrase dans votre discours, elle est essentielle. Parce que lorsque l'on dit « je reconnais à la majorité territoriale et à la collectivité une équité qui parfois est contestée même au sein de vos propres bancs », mais lorsque l'on reconnaît ça, ben, ça veut dire, Madame Mariotti, chers collègues, qu'en parallèle, le pendant négatif, c'est qu'avant, il n'y avait pas forcément d'équité. Et donc, ce document aussi, et c'est l'un des maîtres mots de ce document, il cherche à consolider cette équité avec toutes les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Mais là, moi, je voulais vraiment insister sur ces deux choses. Dire aussi, j'ai lu comme vous dans la presse et j'en suis réellement peiné, des mots de responsables politiques à l'égard de ce règlement qui sont des mots extrêmement durs, attaquant même jusqu'à la démocratie et jusqu'à l'organisation de la démocratie et un fourvoiement de la démocratie dans la manière à travers laquelle nous abordons ce règlement des aides aux communes et intercommunalités avec une mise sous tutelle, des choses comme ça. Moi, je le dis, je suis peiné en tant que profond démocrate parce que ce document, il a été élaboré par l'exécutif comme le veut la règle et la loi. Il est passé en commission, auquel vous avez participé. Il est passé devant la Chambre des territoires. Il est passé devant l'Assemblée Diadjuentu. Il est passé devant le CESEC. Il vient aujourd'hui devant cet hémicycle et nous avons des débats parfaitement respectueux et parfaitement louables à tout point de vue. C'est l'exercice le plus normal de la démocratie. Et moi, je trouve ça dommage, je le dis et j'assume parfaitement que des responsables politiques de haut rang menacent ou jettent l'opprobre sur cette institution quand tout se déroule de la meilleure des manières, en tout cas d'un point de vue démocratique. Je termine en disant, il y a deux manières d'aborder ce document. Mais il ne faudrait pas que l'une vienne se substituer à l'autre. Il y a l'affirmation de choix politiques. Et même chez certains dans cet hémicycle qui ce matin ont émis un certain nombre de réserves, je n'ai pas entendu de réserve majeure sur les choix politiques qui sont les nôtres. Et on ne pourra pas nous reprocher en tant que majorité politique, et c'est le début du propos du conseiller exécutif Pauline que je félicite à mon tour pour cet exercice et pour tout le travail fourni, on ne pourra pas nous reprocher de faire l'affirmation d'un certain nombre de choix politiques face à une société corse qui est en pleine mutation et qui menace les équilibres sociaux, culturels, linguistiques, et de vivre ensemble et tout simplement de vivre sur cette terre. Après, il y a la déclinaison technique. Et la déclinaison technique, on peut, et ça l'a dit, et ça a été dit par notre groupe, nous-mêmes nous avons fait des amendements, la complexité du dossier impose que nous repartions en commission et étudier les amendements. Mais moi, je ne voudrais pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre de Corses qui nous écoutent, qu'il y a des médias, que le fait de ne pas encore s'entendre
d'un point de vue technique, remettent en cause l'équilibre politique général. Parce que là, et je termine, nous avons un document avec une nature politique profonde, qui est vertueux et qui nous permet de nous projeter main dans la main, de manière collaborative avec l'ensemble, je dis bien l'ensemble, des communes de Corse. Donc, je souscris parfaitement au fait que nous puissions aller en commission et trouver, je l'espère, une voie de consensus pour que nous votions tous ensemble ce document. D'autres interventions? Non. Donc, ce document, tout ce travail, parce qu'on dit un document, mais il y a tout ce travail antérieur, pour moi, est l'exemple même de ce que je décrivais ce matin dans mon allocution d'ouverture. Un travail au service des Corses et de la Corse, la solidarité territoriale, l'équité, le respect de nos fondamentaux, le processus démocratique qui se traduit maintenant par un travail parlementaire qui n'est pas encore terminé puisque nous irons en commission en début d'après-midi. Je rappelle qu'au bas mot, ce type de rapport passe devant à peu près 400 personnes. Hein, 400 personnes qui l'ont examiné. Et on a là tous les rapports. Voilà, c'est pas en 2 minutes. Hein, tout le monde a critiqué, amendé, etc., etc. Donc, il y a quand même un travail colossal qui est réalisé derrière. On ne peut pas dire que la démocratie n'est pas respectée. Loin s'en faut. Donc, maintenant, de manière très concrète, parce qu'il est 13h30, qu'à 14h30, il faut faire une pause méridienne, et le droit y compris pour les services, qu'à 14h30, nous avons le prix Andrea Vazzi. Les lauréats seront dans le salon vert. Donc, nous avons 16 amendements, monsieur le conseiller. Donc, je me tourne vers vous pour savoir comment vous souhaitez, comment l'exécutif souhaite procéder au regard de ces amendements. Je ne pense pas qu'on puisse présenter les amendements maintenant. Voilà. Donc, dites-moi comment vous envisagez les choses et nous vous dirons quelle commission. Parce que réunir, je termine, si nous réunissons les 2 commissions, la commission conjointe, commission des finances et CDNAT, nous n'avons plus de quorum et nous ne sommes plus dans la possibilité de continuer à travailler en temps masqué au sein de l'hémicycle. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse continuer à travailler, à présenter au moins 2 rapports pendant que se réunissent l'exécutif et les représentations des groupes pour travailler sur les amendements. Je vous passe la parole, monsieur le conseiller exécutif. Merci, Madame la Présidente. Merci à chacune et chacun des intervenants. Vu l'heure et les contraintes qui sont les nôtres, je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre de manière détaillée sur l'ensemble des interventions, repartir peut-être de la dernière intervention, celle de Romain, en disant que bien sûr le Conseil exécutif est tout à fait ouvert à travailler sur les amendements qui sont proposés le plus tôt possible, hein, j'ai presque envie de dire, en commission, autour des points qui ont été soulevés. J'en cite quelques-uns. Hein. La question des taux d'intervention, ça a été le cas de Pierre-Paul du groupe Corifront. Est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour revoir les taux d'intervention par strate? Pas de souci, on en discute. La question des montants planchers minimum, 6 000 € pour les petites communes, plus important en fonction du niveau de strate, on est aussi tout à fait prêt à en discuter. La question du DCE obligatoire, pourquoi, comment, etc. Pas de souci, on trouve des solutions. Voir, parce que ça a été, je crois, souligné par Cathy, par Peugeot, par un certain nombre d'interventions, je crois également par Josepha, sur les petites communes. Qu'est-ce qu'on peut faire du fait que le règlement ne soit plus sur 5 ans, mais sur 6 ans, ce qui induit un effort plus important pour les petites communes. Est-ce qu'on peut éventuellement compenser? On en discute parce que c'est revenu à plusieurs reprises. Donc, ce n'est pas 7 ans. Le règlement, il dure bien 6 ans. Si le futur mandat municipal dure 7 ans, on verra d'ici là. Mais je tiens, il faut être clair. Hein, le règlement, c'est 2026-2031, il court sur 6 ans. Le mandat municipal va peut-être courir en effet sur 7 ans. Je dis ceux qui seront en responsabilité en 2031, ils verront bien. Et puis c'est un règlement, il a vocation aussi à évoluer. On peut faire un bilan à mi-parcours et modifier si nécessaire. Donc ça, c'est pour le volet technique. On travaille, pas de difficulté. Il y a la question aussi comment on préserve davantage les résidences patrimoniales et familiales des Corses
de la taxation. On sait qu'il y a un certain nombre de communes qui sont potentiellement impactées. On a d'ores et déjà réfléchi, parce qu'il y a eu des débats en Chambre des territoires, à des solutions. Bien sûr qu'il faudra des évolutions législatives et réglementaires pour répondre aussi à Jean-Christophe. En l'état actuel du droit, c'est mission impossible. Et donc, charge pour nous de travailler dans les prochains mois sur des demandes d'adaptation législative et réglementaire, justement pour conserver ce patrimoine. Alors oui, moi, d'un point de vue politique, je pense qu'on est on marche sur nos deux pieds. À la fois la permanence de l'aide, avec des montants importants qui sont sanctuarisés en grande partie. Et Marité, il n'y a pas besoin d'une grande simulation. Quand on dit aux communes, l'enveloppe, c'est exactement la même que vous aviez sur 5 ans, mais lissée sur 6 années. Moi, je peux vous dire, pour la commune où j'ai exercé des responsabilités de maire, combien elle aura sur les 5 prochaines années. Et vous êtes tout à fait capable de le faire également, puisque l'enveloppe est maintenue. Elle est maintenue également pour les communes de la strate moyenne, sauf certaines qui vont être impactées au niveau de 5%, et pour les communes les plus importantes à hauteur de 10%. Je veux dire ça, à mon avis, pas la peine d'être blanc clair pour savoir ce que va être l'enveloppe qui va être mise à disposition des communes, mais là aussi, on pourra en discuter en commission. Donc, à la fois la permanence, et aussi on assume des changements qui peuvent être vus par certains comme radicaux sur la manière d'appréhender l'aide aux communes pour répondre à des objectifs politiques qui, pour nous, sont essentiels et stratégiques. Vous avez eu la honnêteté de reconnaître, et Romain l'a souligné, et ce n'est pas toujours le cas. Et ça n'a pas toujours été le cas dans les dernières campagnes électorales et les prises de position politiques de certains groupes. Marité l'a fait, je l'en remercie, d'autres l'ont fait. L'accès aux aides, ces dernières années, ça a plus été à la tête du client. Il a pu arriver que des communes n'aient pas accès à la subvention ou à une aide, mais plus en raison de contraintes budgétaires ou de difficultés administratives diverses et variées que pour des raisons politiques. Et en ça, j'insiste, la manière de le faire de la politique en Corse, depuis 10 ans, rien que par ce fait-là, elle a considérablement changé. C'est plus nécessaire pour un maire d'aller faire la queue pour un rendez-vous, pour espérer pouvoir porter un projet qui pour lui est essentiel. Et bien sûr que ce n'est pas la même urgence ou le même niveau en fonction des strates des communes. Ce qui peut être essentiel pour une toute petite commune, bien sûr, ne l'est pas pour d'autres strates. Ça, je crois qu'on l'a pris en compte. Et ça, je crois que ça a considérablement changé. La menace à la subvention pour obtenir des votes. La menace à l'emploi pour obtenir des votes. Elle a considérablement changé en 10 ans. Et ça, je crois qu'au-delà des victoires politiques, c'est une victoire sociétale, profonde. Alors tout n'est pas parfait, il y a sûrement encore des pistes d'amélioration, mais je crois qu'on a fait en la matière un pas de géant, et je remercie encore une fois Marité d'avoir eu le courage politique de le dire, publiquement. Parce que quand on rencontre les maires individuellement, ils nous le disent tous, en aparté. Publiquement, ce n'est pas toujours le cas. Sur la question de la réserve stratégique, je termine là-dessus. Parce que c'est important, quand on nous dit ingérence, quand on nous dit mise sous tutelle, quand on nous dit contrôle de légalité, comme quoi les dispositions qu'on prendrait aujourd'hui seraient illégales. D'ailleurs, Josépha nous dit souvent, elle poussait un peu plus à la limite de la légalité. Sur ce point-là, nous, on est tranquille. Si certains veulent faire des recours ou inviter le préfet à faire des recours sur ce contrôle de légalité, qu'ils le fassent. Nous, ce qu'on dit simplement sur cette question-là, qu'il n'y a pas d'obligation pour les communes de le faire.
C'est une incitation à l'atteinte d'objectifs, un encouragement commun à s'engager et à agir. Il n'y a pas d'obligation contraignante pour les communes. Et ça ne concerne pas les petites communes, parce qu'on essaie de mettre le doute, certains intervenants. Tout le monde a très bien compris comment ça allait fonctionner. Mais certains font semblant de ne pas comprendre. Donc je vais le répéter, parce que parfois il faut répéter les choses pour que ça imprègne. Exactement, Président. L'art de la répétition. Ce sont pour les communes de plus de 1000 habitants. Ça représente, allez, une cinquantaine de communes, peut-être un peu plus. Donc 360 communes, environ 300 communes, ne sont pas du tout concernées par cette réserve stratégique. 300 communes sur 360. Pour celles qui sont concernées, dans les 60 restants, on pourra discuter, pas de problème, on regarde. Ce n'est pas sur l'intégralité de l'enveloppe. On parle de 20% de l'enveloppe à l'horizon 2030. À l'horizon 2030, On sera peut-être encore là, peut-être pas, parce que d'ici là, il y aura eu des élections. À l'horizon 2030, donc. Et sur des choses, on me dit usine à gaz. Quand je vous dis diagnostic agricole, ça parle à tous les maires. Zone agricole protégée, ça parle à tous les maires. Sur la question de la langue, la charte, elle est très claire. C'est Pierre, à l'époque, je crois, qui l'avait élaboré. Et c'est très détaillé, c'est explicite, je dirais. La servitude de résidence principale. Dans un PLU, dire il y a des zones où sont interdites les résidences secondaires, c'est tout à fait mesurable. Un PLU, il est arrêté, il est approuvé, il y a une servitude de résidence principale. Donc ces critères, ils sont tout à fait faciles à mesurer. Pareil sur la bonification, transition écologique. Je vous invite à regarder le règlement. On a précisé pour chaque type de travaux ce qui pourrait être éligible à la bonification écologique, des 10% de taux d'intervention complémentaire. Donc, nous, on est très à l'aise. La conditionnalité, elle est indispensable, la conditionnalité des aides quand il s'agit d'argent public. Et elle est la règle partout. On conditionne les aides pour des conditions de revenus. Tout le monde a le droit à certaines aides sociales. On conditionne les aides pour l'atteinte d'objectifs énergétiques, environnementaux. C'est la règle partout. Et nous, aux collectivités de Corse, la Corse, avec les difficultés qui sont les siennes, en raison de la ligne d'administration des collectivités, on ne serait pas autorisé à conditionner les aides parce que ce serait jugé illégal ou injuste. Vous savez, l'injustice des Corses aujourd'hui, l'injustice qui est ressentie par les Corses, ce n'est pas de savoir si le règlement des aides aux communes, il impacte la libre administration des collectivités. C'est de savoir si leur quotidien il va être amélioré, l'accès au logement, l'accès à la terre. Et cet règlement, c'est simplement une proposition d'améliorer le quotidien des Corses et de le faire ensemble. Je termine en vous disant aussi, et Louis l'a dit, la collectivité de Corse, elle ne pourra pas, elle ne peut plus en tout cas, toujours compenser à chaque fois que l'État se désengage. On l'a fait pendant longtemps, quand les moyens étaient disponibles, quand la situation était meilleure. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus possible. Mais l'effort, il est quand même important. Et vous savez, souvent, quand on se regarde, petite commune ou grosse commune, chacun a ses difficultés, on se désole. Et quand on se compare,
Vous voyez, on se rassure. Je vais vous prendre qu'un exemple. La région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, pas une petite région, hein. C'est quand même costaud, hein. Le dispositif Nos communes d'abord prévoit un taux maximal de 50% d'intervention. Donc on est très loin de ce qu'on vous propose là, hein. Uniquement pour des projets ciblés, conditionnés, notamment à des questions écologiques. Et, je continue, une opération par an, une seule. Et le montant, plafond, 200 000 €. Là, c'est d'autres conditions, hein, d'accès à l'aide, hein. Alors vous allez me dire, il y a les départements. Sauf que les départements, aujourd'hui, ils sont asphyxiés. Ils se demandent comment ils vont faire pour payer les RSA, etc. Et la question de l'aide aux communes, beaucoup ont dû malheureusement y renoncer. Donc moi, voilà, je ne vais pas aller plus loin. Laissons la place au travail technique en commission. Il y a probablement des ajustements à faire, et c'est sain. La démocratie, je dirais, s'exerce à plein dans cet hémicycle. Et en amont, ça a été dit par la présidente. Marité, si vous avez trouvé mes propos violents, je m'en excuse. Malheureusement, la violence en Corse, elle s'exprime de manière beaucoup plus forte et triste dans nos quotidiens. Et si je vous ai heurté, ce n'était pas volontaire, mais c'était pour vous assurer de l'application pleine et entière qui est la nôtre, au service bien sûr des territoires, des communes et des Corses. Je voudrais aussi remercier les services pour le travail qui a permis l'élaboration de ce règlement d'aide. Vous avez vu les annexes, vous voyez le travail technique, ça nécessite un travail considérable, beaucoup d'échanges entre le Conseil exécutif et ses services, et aussi les remercier pour tout le travail qui a été fait depuis 6 ans au profit des communes. 5 000 opérations, c'est plusieurs milliers d'arrêtés de subvention, plusieurs dizaines et centaines d'heures de travail, et on se plaint souvent, je dirais, du service rendu par la collectivité de Corse au territoire. Je crois qu'en matière d'aide aux communes, le service rendu, il a été extraordinaire, et je voulais leur rendre hommage et les remercier pour terminer mon intervention. Merci à toutes et à tous. Je voudrais dire quelques mots avant qu'on parte en commission, parce que c'est quand même un dossier stratégique et qui nous tient à cœur à toutes et à tous. Remercier Julien Paolini pour son engagement dans ce dossier. Remercier, ça a été dit, mais je vais le faire à nouveau, l'ensemble des services et aussi l'ensemble des maires qui ont contribué d'une façon ou d'une autre quand même à l'élaboration de ce document. Alors, sur la consultation en amont, certainement aurait-il fallu sans doute être plus complet, mais indépendamment de l'Assemblée des Adjointus, du CESEC et de la Chambre des territoires, qui est quand même aujourd'hui l'instance consultative qui représente auprès de la collectivité de Corse les communes et les intercommunalités, dire qu'il y a eu plusieurs réunions de travail, y compris avec les 2 associations de maires de Haute-Corse et de Corse du Sud, même si il y a aujourd'hui un certain nombre d'opinions différentes qui traversent les associations. Moi, j'ai lu avec intérêt et attention, et nous comptons en tenir compte et y répondre en partie et sans doute intégrer certaines remarques. J'ai lu avec intérêt et attention le communiqué hier de l'association des maires de Corse du Sud, en tout cas du président et du bureau. J'ai entendu également la position du président de l'association des maires de Haute-Corse, qui lui, et il nous l'a dit à plusieurs reprises, y compris dans le cadre des travaux que nous avons menés en amont de la présentation du rapport, lui est d'accord, comme beaucoup de maires d'ailleurs, avec le règlement. Lui est d'accord, oui. Chacun et chacune peut avoir sa position. Des maires sont d'accord, des maires sont en désaccord.
nous les avons consultés. La Chambre des territoires a été consultée, elle a rendu un avis oral, puis un avis écrit. Elle a validé sur le principe l'ensemble des orientations qui sont contenues dans le règlement, et elle a fait également des propositions, et ça ouvre le débat aussi sur le travail d'amendement qui nous attend, des propositions sur le principe desquelles Julien Pauline et moi-même, nous participions à la dernière session de la Chambre des territoires, avons d'ores et déjà indiqué que nous étions favorables sur le principe. Ceci étant dit, avant de partir, indépendamment du débat qui est nécessairement technique, moi je voudrais rappeler, comme cela a été fait en synthèse, quelques points essentiels, en partant du général, le contexte budgétaire français et donc en Corse, pour aller au particulier ce règlement des aides. Le général, ça a été dit, c'est un contexte budgétaire dans lequel la situation a un effet de double peine, notamment pour les communes, pas seulement, mais notamment pour les communes et les intercommunalités, et à notre niveau la collectivité de Corse. Mais parlons des communes. Je rappelle que les intercommunalités sont aussi concernées et soutenues à travers le règlement des aides. Mais parlons des communes. Eh bien, nous sommes doublement impactés, et vous êtes doublement impactés, vous les maires, celles et ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui sont également en conseils territoriaux, parce que d'un côté, il y a une baisse globale des subventions qui vous frappe directement, notamment et par exemple la DETR, mais également d'autres concours financiers. Et puis par ailleurs, cette crise budgétaire de l'État, elle impacte également les collectivités qui viennent en soutien et en complément de l'action de l'État, et notamment en Corse, la collectivité de Corse. Une fois que j'ai rappelé ce principe général, une remarque. Il y a sur le continent des régions et des départements. Prenons de façon agrégée l'aide qu'amènent les régions et les départements. Cette aide est toujours et partout en France très largement inférieure, avant même la crise budgétaire, très largement inférieure en termes quantitatifs et en termes qualitatifs au dispositif que la collectivité de Corse a mis en œuvre, notamment depuis 2019, à travers le nouveau règlement des aides, avant même la réforme d'aujourd'hui. Très largement inférieur. Un exemple, les subventions à 80%, quelquefois chez nous ça ne suffit pas, mais sur le continent, ça n'existe jamais. Vous plafonnez régions et départements à 50%. Et pourtant, il y a aussi sur le continent des petites communes. L'échelon qui aide le plus les communes sur le continent, c'est les départements. Les régions, et nous siégeons avec la présidente de l'Assemblée de Corse, sont un échelon complémentaire dans l'aide aux communes. Et les régions, et notamment Région de France, a d'ores et déjà prévenu qu'en l'état de ce que va être la loi de finances, la plupart des concours des régions aux communes seraient réduits ou supprimés, et en tout cas réduits de façon très significative. En ce qui concerne les départements, qui sont les principaux contributeurs au budget des communes, vous le savez, sur le continent, ils sont aujourd'hui, y compris les plus riches, placés en situation de quasi-faillite. Et donc, ils se désengagent tous. Un exemple, ça a été dit par Julien, non seulement ils diminuent leurs contributions directes, et quelquefois les suppriment, mais il y a également les mécanismes de baisse indirecte. Exemple, je me tourne vers Hyacinthe, sur le continent, beaucoup de départements demandent aux communes d'augmenter de façon très significative leur contribution au SIS, les SDIS sur le continent. Et donc les communes sont obligées de payer pour assurer, tandis que nous, les communes maintiennent leur niveau de contribution. La collectivité, non seulement le maintient, mais l'augmente. Deuxième exemple, les départements se désengagent totalement de ce qui n'est pas compétence obligatoire. Par exemple, département de la Gironde, face à l'effondrement des droits de mutation, le département limite désormais ses aides aux bourgs-centres, les petites communes rurales, qui comptaient jusqu'à aujourd'hui sur les départements pour la mise en accessibilité de leurs bâtiments publics. Les mairies, les salles polyvalentes voient leur dossier rejeté. Plus d'aide dans ce domaine-là. Troisième exemple, mécanisme de baisse indirecte. Des départements comme le Finistère suppriment leurs services d'assistance technique gratuite. En matière d'eau, le SAT, chez nous, fonctionne.
Lorsque vous le supprimez, c'est un surcoût pour les communes de 15 à 20% sur l'opération. Mais ça, nous n'avons jamais pensé à l'imposer aux communes. Nous maintenons le niveau. Et au-delà de cela, et ça je veux quand même le dire, je m'adresse non seulement à vous qui connaissez bien, à la fois en tant qu'élus territoriaux et souvent en tant qu'élus communaux et intercommunaux. Je voudrais que les Corses entendent qu'il n'existe nulle part ailleurs en France, y compris si aujourd'hui nous réduisons légèrement la voilure, mais dans des proportions, me semble-t-il, que nous avions annoncées, et pour lesquelles nous avons combattu et fait des économies ailleurs. Et c'est pour ça que nous souhaitions que le document du budget soit examiné. Nous, et moi personnellement, je m'étais engagé auprès des maires en leur disant « Oui, il va y avoir nécessairement des réductions, mais nous allons limiter ces réductions à l'ultima ratio, c'est-à-dire que nous allons chercher partout ailleurs parce que nous voulons maintenir le plus haut possible le niveau d'aide aux communes, aux intercommunalités et aux territoires. Et donc, notre règlement d'aujourd'hui, disons-le en une minute, ne concerne pas seulement la dotation quinquennale. Il faut que les Corses l'entendent, et vous le savez. La dotation quinquennale, comme le reste du dispositif, a augmenté de 20% entre la période 2020 et 2024 et la période précédente. Nous avons augmenté le tout de 20%. Donc, quand aujourd'hui nous réduisons de quelques pourcents, nous réduisons par rapport à une enveloppe qui avait été portée à un montant global augmenté de 20% qui n'existe nulle part ailleurs. Donc oui, il y a une baisse relative, 6 ans au lieu de 5 ans, mais lorsqu'on compare à ce qu'aurait été le risque si nous avions répercuté sur les communes le même type d'effort que nous nous imposons nous-mêmes à la collectivité de Corse, eh bien la baisse aurait été infiniment plus importante. Et rappelons donc, par exemple, dotation quinquennale, dotation communautaire. Alors, dotation quinquennale, vous l'avez dit, environ 106,5 millions sur la période précédente. Dotation communautaire pour les établissements intercommunaux, 20 millions. Dotation école, 22 millions. Fonds de solidarité territoriale destiné aux communes de moins de 3 000 habitants et aux petites EPCI, financement de projets structurants, voirie, espace public, crèches, salles polyvalentes, commerce de proximité, 36 millions d'euros sur la période 2020-2024, 385 000 euros jusqu'à 385 000 d'aides directes, fonds de territorialisation pour inciter au regroupement, 40% non plafonnés pour aller chercher des financements européens, 24,5 millions sur la période de dotation quinquennale, charte urbaine pour les villes, 11 millions pour les 3 pôles urbains, fonds PAES, 80%, ça n'existe nulle part ailleurs. Comme chez nous, il y a beaucoup de petites communes qui n'ont pas de trésorerie. On a mis en place un soutien, le fonds PAES, qui permet en gros d'avoir des avances à taux zéro, qui permet d'avoir un financement pratiquement à 100% sur un certain nombre d'opérations. Si on ajoute à cela, et ça ce n'est que le règlement dont nous parlons aujourd'hui, si on ajoute à cela le règlement on a gaz à Bertut et on a gaz à Berognou, qui est monté à environ 20 millions d'euros, c'est-à-dire un financement où on finance 80% de l'acquisition d'un terrain, jusqu'à 80% de la construction de lotissements ou de logements communaux, qu'ils soient en location, en accession à la propriété. Et en plus, une prime au primo-accédant qui peut aller en fonction des conditions de revenus jusqu'à 30 000 euros. Et si on ajoute à cela les différents dispositifs sectoriels, l'eau, l'aide au patrimoine, plus les retombées indirectes à travers les infrastructures et par exemple les aides aux associations, mais ne parlons que des communes, on est sur un volume annuel de 70 à 80 millions d'euros. Sur un investissement global qui, l'année dernière, on va être obligé de réduire cette année, était de 350 millions d'euros. Donc, que les Corses entendent, et vous le savez, et les maires le savent, que nous sommes aux côtés des communes, des intercommunalités et des territoires, comme personne ne l'est nulle part, et que nous le sommes en application de règlements qui instituent une logique d'équité qui longtemps n'a pas existé. Et cette logique d'équité, Marité Carlotti nous a rendu grâce de ce côté-là. Une fois que j'ai dit cela, moi je voudrais être très clair. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est-à-dire que je suis tellement déstabilisé
quand vous êtes gentil, que j'en oublie votre nom. Je vous confonds avec quelqu'un d'autre. Je vous prie de m'excuser, Marité Mariotti. Alors, non mais très rapidement, il y a un reproche ou une inquiétude qu'il faut lever, c'est celle d'ingérence dans le choix qui sont faits souverainement par les communes. Et je voudrais rappeler un certain nombre de points au plan juridique et au plan politique. D'abord, moi j'ai lu le communiqué de l'Association des maires, on parle de mise sous tutelle, etc. Ça choque, ça inquiète, mais je veux, puisque nous sommes de bonne foi les uns et les autres, écarter d'un revers de main ce grief et cette inquiétude. D'abord rappeler qu'une dotation, une subvention plus exactement, la dotation quinquennale est une subvention est une libéralité. Et que une collectivité qui accorde une subvention a, et c'est la jurisprudence constante du Conseil d'État, a la possibilité de fixer un certain nombre de critères pour délivrer toute ou partie de cette subvention. Ça, c'est le premier point, il est essentiel. Je vais vous prendre un seul exemple. C'est l'arrêt du Conseil d'État qui est un arrêt d'assemblée. C'est-à-dire un arrêt d'assemblée, c'est le plus important, c'est celui qui fixe une règle. C'est en 2003, le 12 décembre 2003, et c'est un arrêt qui concerne le département des Landes qui était à l'époque présidé par Henri Emmanuel, qui était PS. Qu'est-ce qu'avait fait le département des Landes? Il avait mis en place un mécanisme de subvention pour financer les travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement en disant si vous mettez en régie votre exploitation, vous avez plus 5% de subvention et si vous le donnez en délégation de service public ou en affermage, vous avez moins 5%. Vous voyez bien qu'en arrière-plan de cette approche technique, les deux visions politiques différentes. D'un côté, quelqu'un de gauche qui veut encourager et soutenir, y compris à travers un bonus, la mise en régie, et de l'autre côté, des opposants de droite qui, eux, considèrent que c'est la liberté communale que d'aller vers l'affermage ou la concession de délégation de service public et que instituer une différence de subvention, c'est une atteinte à leur liberté, à la libre administration des principes, de libre administration des collectivités locales. Et ça va jusqu'à un arrêt d'Assemblée du Conseil d'État qui dit très clairement que la délibération litigieuse a entendu, par une modulation du taux des subventions, inciter financièrement les communes ou leurs syndicats à gérer en régie leur réseau d'eau et d'assainissement plutôt que de les affermer, et que, dans ces conditions, elle est dans son droit. Donc, cette délibération, d'un point de vue du droit, est strictement inattaquable. En tout cas, c'est là à l'époque, et le règlement des aides, et je termine, et je serai plus politique à la fin. Il faut être clair sur le règlement des aides qu'on vous propose aujourd'hui. C'est pour ça que nous allons, avec esprit d'ouverture et confiance, vers le travail en commission. D'abord, rappeler qu'effectivement, on demande, de façon générale, dans ce règlement, à ce que les communes globalement riches contribuent plus que les communes pauvres. C'est conforme à notre politique. On veut aider les petites communes, et notamment les petites communes pauvres et les petites intercommunalités. Lorsqu'on a fait les projections avec les services, et notamment lorsqu'on a regardé, en gros, le potentiel fiscal et les réserves financières de telle ou telle commune, on s'est rendu compte que si on appliquait mécaniquement les critères auxquels nous avions pensé, il y avait des communes et des intercommunalités, mais surtout des communes qui allaient se retrouver avec des diminutions de 26%, de 15%, de 20% de leur dotation quinquennale. Et quelquefois même des grosses communes, des communes riches. Mais pour nous, c'était inacceptable, a fortiori dans un contexte politique actuel. Donc, nous avons mis les effets atténuateurs, plus 5%, moins 5%, pour limiter
logique de solidarité, mais logique de solidarité supportable, y compris pour les plus riches. Et puis ensuite, nous nous sommes dit, comment on peut faire aujourd'hui, et c'est vrai, c'est une logique de pacte, pour identifier des objectifs sur lesquels, en respectant la libre administration des collectivités territoriales, nous pouvons être tous d'accord. Et nous, très sincèrement, mais vous nous l'avez dit, même Christelle nous l'a dit, c'est-à-dire la plupart des critères que nous souhaitons mettre en œuvre de façon progressive, puisque c'est dans 4 ans que sera débloquée la dernière tranche de 20%, sont des critères que les communes, y compris qui ne sont pas d'ores et déjà appliqués. Et donc, il n'y a aucun problème, y compris si on vote ce règlement, les 20% seront débloqués. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre, nous? D'abord, on s'est dit, les petites communes n'ont pas les moyens, souvent, par exemple, d'avoir rapidement un PLU. Donc, on a neutralisé. On a dit, au-dessous des 1000, ça ne bouge pas. Et on a maintenu l'enveloppe globale de toutes les petites communes. Et on va le faire encore plus parfaitement dans le cas des discussions. S'il y a un amendement en ce sens, on l'a déjà dit par principe. Donc, de ce côté-là, tout le monde est rassuré. De la même façon, le volume global est maintenu, reste les 20%. Trois catégories d'objectifs. La langue. La langue, on a voté ici, à plusieurs reprises, à l'unanimité, pour un statut de la langue et pour un bilinguisme intégral. Et toutes les communes, qu'elles soient de gauche, de droite, nationalistes, sans étiquette, sont d'accord. Et nous sommes tous d'accord pour dire que la langue, dans l'espace social et sociétal, c'est d'abord au niveau de la commune qu'elle se vit. Qu'est-ce qu'on dit simplement? On dit, on se fixe comme objectif, on pourra le compléter, eh bien que, ensemble, avec les communes, on accepte d'atteindre les objectifs qui sont ceux de la charte de Pierre Jong et qui vont être remis dans le cadre de la discussion, et nous allons le faire ensemble, dans la charte Paez et Chida Immersive. Autrement dit, c'est l'éco-conditionnalité saluée par Pierre Jong, et c'est ce qu'on nous a reproché. On avait une charte qui est très belle, mais on n'a pas de moyen de vérifier qu'elle rentre. Et il y a une incitation aux communes à le faire, et dans le cadre contractuel, avec des votes unanimes que nous avons déjà tous eus. Le deuxième exemple, la protection des terres agricoles. Odidi. Toutes les communes sont prêtes à le faire et le font, et quelle que soit leur couleur politique. Les docobas, c'est la base, c'est la loi, c'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas s'affliger d'un côté en se disant les espaces agricoles reculent, les agriculteurs n'ont plus de terre, nous sommes soumis à une logique de spéculation, et ne pas accepter tous ensemble de dire, eh bien, en 4 ans, pas demain matin, hein, en 4 ans, on va se doter d'un docobase. Et troisième et dernier critère, et c'est celui qui a fait le plus de difficultés, semble-t-il, à ce stade, et je voudrais bien l'expliquer, c'est la lutte contre la spéculation. La lutte contre la spéculation, qu'est-ce qu'on dit aux communes? On dit, vous avez des moyens qui sont aujourd'hui prévus par la loi, que vous pouvez utiliser, nous vous demandons de les utiliser, et parce que nous avons un consensus politique et social sur la mise en œuvre de ces moyens, eh bien, on intègre cela dans le périmètre du pacte que nous passons ensemble. Passons en revue les 3 critères. La servitude d'urbanisme prévue par la loi Le Maire. Le Meur, pardon, décidément, avec le nom. Bon, loi Le Maire. Je veux dire, Le Meur. La loi oui, la Tchérise. Ils sont 2, il ne faut pas l'oublier. Qui est contre? Excusez-moi. Moi, j'ai vu des maires de droite, j'ai vu des maires de gauche, j'ai vu des maires nationalistes, ils sont d'accord pour le mettre en œuvre. C'est eux qui vont décider de le mettre en œuvre. Mais si vous... Moi, j'ai le droit aussi aujourd'hui, et nous, majorité territoriale, on a le droit de dire, alors qu'on se bat et qu'on a voté à l'unanimité pour un statut de résident dans le domaine immobilier, cette Assemblée, elle a voté à l'unanimité pour un statut de résident dans le domaine immobilier. Le maire ou la commune qui n'est pas prête à envisager la mise en œuvre d'une servitude d'urbanisme qui a été votée par le Parlement français pour lutter contre la spéculation, eh bien moi je considère qu'effectivement, à un moment donné, il y a la normalité de dire on va aider plus ceux qui le font que ceux qui ne le font pas. Et nous l'assumons. Le deuxième exemple, c'est celui de la lutte contre les meublés de tourisme. On ne vous demande pas d'inventer des règles. On dit aux maires,
et aux intercos. Aujourd'hui, le système juridique fait que c'est vous qui avez la compétence pour faire. Et souvent, vous avez déjà commencé à faire. Faites-le. Et vous avez vu que les professionnels du tourisme sont d'accord. On n'est pas contre les Corses qui ont un meublé de tourisme déclaré. On est dans une logique d'activation d'une loi française qui existe et qui permet de limiter les activités et notamment de sanctionner celles qui se font dans des conditions illégales. Vous l'avez dit vous-même, la municipalité d'Ajaccio ne peut pas être suspecte d'être proche politiquement du Conseil exécutif. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait, on est dans le périmètre de notre pacte, vous avez activé la loi, on y est. Le troisième et dernier exemple, c'est celui de la résidence secondaire. C'est celui qui fait le plus problème. Et moi j'entends, Pierre, et on s'est cassé la tête aussi. Le problème, c'est qu'on est confronté à une loi qui est mal faite pour nous. Et là, je vais reprendre le travail qui avait été commencé il y a quelques années. C'est une question orale, il faut le dire, de Jean-Félix Aquavivre. Le 19 février 2019, il disait chez nous, il y a beaucoup de résidences secondaires spéculatives et on a aussi des résidences secondaires patrimoniales. Ouvrez-nous un chemin législatif pour que l'on puisse distinguer entre les résidences secondaires spéculatives et les résidences secondaires patrimoniales. Et la réponse, le 3 décembre 2019, ça avait été non. Et depuis 6 ans, on ne peut plus bouger. Sauf que la différence, c'est que depuis 6 ans, les résidences secondaires patrimoniales, elles n'ont pas augmenté, ou très peu, tandis que les résidences secondaires spéculatives, elles continuent à se multiplier. Et donc, nous, d'un refus, une fois de plus, du gouvernement et du Parlement français d'entendre nos problèmes et de nous donner les moyens législatifs de les régler, et la nécessité de lutter contre un phénomène de spéculation massive. Donc, nous, on fait primer. Et qu'est-ce qu'on demande? On demande l'activation de la loi qui existe partout, qui permet d'aller de 50% à 60%. On ne dit pas aller au maximum de la loi. On dit aller à 40%. Et Jean-Christophe Angelini a rappelé que c'était le taux qui avait été fixé d'un commun accord entre les maires de son intercommunalité, où il y a des gens, me semble-t-il, nationalistes de gauche et de droite. Donc là aussi, on le fait déjà. Et en quoi ça gêne alors qu'on le mette dans le pacte? Et comme nous étions inquiets, on a mis des mesures. Où est-ce que ça s'applique, cette proposition? Ça s'applique au-dessus de 1000 habitants. Parce qu'au-dessous de 1000 habitants, dans la plupart des villages, on les a passés au peigne fin. Il y a beaucoup de résidences patrimoniales. Et on s'est adossé notamment à une étude de l'INSEE que vous avez aussi. Résidences secondaires, le taux le plus élevé de France, 37%. Un logement sur 3. Que se passe-t-il? Eh bien, dans les petits villages, beaucoup sont des résidences patrimoniales. Et dans les communes de plus de 1000 habitants, beaucoup sont des résidences secondaires, pur jus, qui appartiennent souvent à des gens qui font de la spéculation ou qui l'alimentent. Et donc, nous voulons taxer ces gens. Et c'est vrai qu'il y a un effet de bord. Il y a, à la marge, des gens qui ont des résidences patrimoniales, qui sont corses et qui vont être taxés. Mais c'est déjà le cas, quand on fait 40% à Porto Vecchio, ou quand on fait 50 ou 60% ailleurs, ou quand Angèle Bastiani le fait à l'île Rousse. Elle taxe aussi des résidences secondaires patrimoniales. Et nous, comme on veut que vous ayez, vous, maire, qui prenez cette décision, quelque chose, maire de commune de plus de 1000 habitants, quelque chose à proposer, eh bien, on a travaillé juridiquement et on dit il peut y avoir une possibilité, créer un fonds, la loi vous y autorise, et vous affectez une partie de la recette globale des résidences secondaires en mettant en place des critères qui permettent, en gros, eh bien, aux personnes qui ont des résidences patrimoniales, qui sont souvent des biens de famille, de les améliorer. Ce que ceux-là, qui sont au sens de la loi française, des propriétaires de résidences secondaires, payent d'une main, à travers l'augmentation de la taxe, eh bien, vous leur redonnez de l'autre, à travers un financement qui va leur permettre d'améliorer leur maison de village ou de ville. Donc nous, ce mécanisme-là, on l'assume, et je termine. Là aussi, il n'y a rien de combinatoire. Par contre, il y a de notre côté, je me tourne notamment vers les nationalistes de l'hémicycle, qui sont dans l'opposition. Vous ne pouvez pas nous avoir dit pendant des années, notamment à l'occasion des budgets, il n'y a pas suffisamment de marqueurs nationalistes dans vos choix.
et venir aujourd'hui, au nom d'arguties juridiques, contester un règlement qui organise politiquement, en concertation avec les communes et à partir d'objectifs que nous avons tous unanimement votés à plusieurs reprises, nous dire on ne veut pas aller sur ce chemin. En tout cas, c'est mon analyse politique et vous êtes bien sûr totalement libre de vos choix et de vos analyses. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce règlement, il s'adresse aux maires, mais il s'adresse aussi aux Corses. On ne peut pas dire d'un côté, on perd la langue, on perd la terre, on disparaît dans les villages, il n'y a plus de terre pour nos agriculteurs, on n'a pas le statut de résident, on n'a pas la révision constitutionnelle, on n'a pas l'autonomie, on ne veut plus de bombes et ne rien faire pour essayer d'apporter des réponses. Et les réponses qu'on vous propose d'apporter, ce n'est pas la loi de la Corse sur la réserve. C'est 3 lois françaises qui existent partout et que tout le monde met en œuvre dans les zones soumises à forte spéculation. Allons vers le travail d'amendement et essayons de trouver les bons points d'équilibre. Équilibre sera le mot de la fin de cette matinée. Donc, pause méridienne. Enfin, on n'est plus méridienne maintenant. Voilà. Donc, dans 20 minutes, nous avons le prix Andrea Vazzi. Je suggère qu'à 15 h, la commission se réunisse. Non, les deux, on ne peut pas, sinon on n'a plus de... À 15 h. Oui. Donc, la commission, la Cédénat, les deux, ce n'est pas possible parce que sinon, on ne peut pas continuer à travailler. Et nous avons encore 15 rapports aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, je propose, Monsieur le Président, la Cédénat, avec votre accord. Et par contre, bien évidemment, vous pouvez y assister. Voilà. Présidente, pourquoi on ne peut pas faire conjoint avec les finances? Pourquoi quoi? Pourquoi on ne peut pas Parce qu'il n'y a plus de quorum dans l'hémicycle. Oui, mais si les deux commissions sortent... Mais quelqu'un peut y aller quand même. Mais écoutez, assurez-vous de laisser vos procurations pour que l'on puisse voter sur les autres rapports. Voilà. Mais uniquement les membres de la commission des finances, pas les autres.
Madame la conseillère, donc nous sommes prêts pour passer le rapport sur l'égalité homme-femme. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers. Un rapport traditionnel, annuel. Et peut-être pour commencer mon propos, revenir un petit peu sur l'actualité. En 2017, le président Macron proclamait la lutte contre les violences faites aux femmes grande cause nationale. Et il y a quelques semaines, nous avions droit au terme salconne employé par Brigitte Macron pour qualifier des militantes féministes. Alors une question s'impose quand même. Où en sommes-nous réellement de l'égalité entre les femmes et les hommes en 2025? Pourquoi ce combat dérange-t-il encore autant? Et pourquoi il suscite toujours autant de polémiques? Cette actualité nous rappelle à quel point cette cause est finalement à la fois essentielle et fragile. Essentielle parce qu'elle constitue un fondement de toute société démocratique, et fragile puisqu'en période de tension, de crise, elle est souvent reléguée, caricaturée, voire même instrumentalisée. Entendre la première dame de France employer un tel qualificatif, même si elle a pu après s'en expliquer, surprend, d'autant qu'elle l'a elle-même suivi, parfois malgré elle, un parcours de femme libre, en décalage, peut-être même parfois en rupture avec les normes sociales. Et pourtant, la critique qu'elle formule est le reflet d'une forme de discours populiste qui cherche à discréditer ce combat au risque de minimiser les avancées qu'il a pourtant été rendu possible. Alors, vous le savez, mon engagement, il est clair en matière d'égalité femmes-hommes. Ici, ce n'est pas une option, c'est une exigence démocratique, un levier de transformation sociale et on fait en sorte, nous, en tant que collectivité, d'agir en tant qu'employeur et qu'acteur du territoire. On a fait le choix également d'aller au-delà des obligations légales pour que cette égalité soit un engagement fort et durable. Donc le rapport qui est présenté annuellement, il vient évaluer les progrès et rappeler aussi que l'égalité doit pouvoir guider l'ensemble des politiques publiques. Il poursuit cette démarche en dressant évidemment un état des lieux de l'égalité professionnelle interne et en présentant les actions qui sont menées aussi sur le territoire, toujours dans cette volonté claire d'affirmer une politique publique forte et durable pour une société juste et apaisée. J'ai pu le dire hier et c'est important, le score de l'égalité professionnelle est aussi le reflet de l'engagement de la collectivité de Corse, puisque nous avons un score qui atteint 95 points contre 74 en 2023. Ça témoigne quand même d'un progrès significatif puisque nous sommes au-dessus du seuil requis et ce résultat traduit les engagements de notre collectivité en matière d'égalité professionnelle. Il illustre des pratiques de gestion en ressources humaines attentives à l'équité, tant sur les rémunérations que sur les parcours professionnels et il permet de renforcer l'image d'une administration engagée dans ce domaine. Donc synthétiquement, puisque je sais que vous avez bien lu le rapport et qu'il y avait aussi d'autres rapports sur ce domaine qui ont été passés hier en commission permanente, aujourd'hui on note des avancées significatives puisque les femmes sont plus nombreuses que les hommes au poste de directrice générale adjointe avec le soutien du président et du directeur général des services. Bon, évidemment, des tendances persistent en matière d'encadrement, encore largement masculin. Les métiers du social sont fortement féminisés, contrairement aux filières techniques et on note toujours des inégalités de rémunération et de carrière. En revanche, il y a toujours ces actions qui sont menées de la part de la collectivité pour un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et aussi pour une égalité des opportunités et l'accès à une rémunération équivalente. Bien évidemment, des enjeux futurs sont à voir dans le cadre de renforcement de l'accès des femmes aux postes à responsabilité, la réduction des inégalités salariales et aussi pour faciliter l'accès à la formation professionnelle à toutes et à tous. Il convient aussi maintenant d'aborder l'aspect plutôt politique public en faveur de l'égalité femmes-hommes que nous avons mené sur le territoire. Au fil des années, nous avons souhaité intensifier notre action contre les discriminations, contre les stéréotypes de genre et aussi contre les violences sexistes et sexuelles en accordant une attention particulière à la sensibilisation des jeunes. Donc, nous avons toujours maintenu
j'allais dire, notre action en faveur des aides apportées auprès des jeunes, mais aussi de nos différents partenaires. Nous avons poursuivi notre engagement depuis 2021 dans le cadre de l'accès des filles aux métiers scientifiques. C'est l'esprit du prix Femini Chance, mais aussi des différents challenges artistiques donnés d'e-Chance qui permettent aussi de valoriser les femmes scientifiques et leur contribution à travers différentes formes d'expression. Je pense que c'est important aussi de le mettre dans cet axe-là, c'est l'engagement de l'ODARC en faveur de l'installation de jeunes agricultrices, puisque cette année, nous comptons sur 49 installations, 24 installations qui concernent des jeunes femmes, et c'est un montant d'un peu plus de 1 300 000 €, et je pense que c'est important aussi de soulever cela et de saluer l'engagement de l'ODARC et de ses équipes. Évidemment, favoriser l'égalité des chances, c'est aussi lutter contre un des signes les plus visibles de la précarité des femmes, et notamment les jeunes avec la question de la précarité menstruelle. Aujourd'hui, on est sur 4 millions de femmes touchées sur le territoire français, et on sait que ça a des impacts importants sur la vie des jeunes filles qui peuvent entraîner du décrochage scolaire, un isolement social, mais aussi un impact en matière de santé. Donc on a décidé de poursuivre et de maintenir le déploiement des dispositifs au sein des établissements scolaires. C'est quand même 12 000 élèves qui peuvent en bénéficier. Et on sait aussi que même si les jeunes filles récupèrent ces protections, ça bénéficie aussi à l'entourage familial. Donc il y a aussi une réflexion à avoir pour élargir ce dispositif, notamment au sein des CFA, des missions locales, de tout, j'allais dire, de toutes ces enceintes qui touchent un public de jeunes qui peut rencontrer ces difficultés. Évidemment, donc au niveau des aides directes et indirectes, il convient aussi de rappeler l'essence même du Patudia Juventud qui permet d'attribuer donc des aides aux jeunes en vue de faciliter leur engagement dans la vie active. Et les données récentes là d'il y a quelques jours montrent que plus de 15 000 jeunes ont pu bénéficier d'un accompagnement de la part de la collectivité de Corse dans le cadre des dispositifs d'aide. Évidemment, lorsqu'on parle d'égalité femmes-hommes, on est évidemment obligé d'évoquer, j'allais dire, et d'agir contre les violences, qu'elles soient conjugales et ou intrafamiliales. La Corse, vous le savez, vous en êtes convaincus, est loin d'être épargnée par ce fléau, puisqu'à la fin octobre 2015, nous avons recensé 918 cas de violences intrafamiliales. C'est à peu près 3 faits par jour qui surviennent, en grande majorité dans le cadre familial, conjugal. Et c'est important aussi pour la collectivité, et notamment les services de ma collègue Bianca Fazzi qui s'engagent très régulièrement auprès des acteurs de terrain que sont le CIDFF pour Monte-Cismonte et la FALEP, la Corsavem. Et d'ailleurs, Jean-Christophe Angéline n'est pas là, mais un accueil a été ouvert à Portivecchio il y a quelques jours. Évidemment, il y a des aides directes, mais il est aussi important de sensibiliser la société, notamment par la pratique artistique, culturelle et le sport. Je me tourne aussi vers Elisa Tramogne qui est convaincue du vecteur culturel en tant que transmission de valeurs sur le territoire. Et vous l'avez compris, l'enjeu, il est quand même de sensibiliser l'ensemble de la société, les jeunes certes, mais aussi l'ensemble de la société, car c'est l'affaire de toutes et tous. Il faut éveiller les consciences, informer et éduquer. C'est aussi le rôle et le devoir de la collectivité. L'art, la culture, le sport sont à la fois des moyens d'expression, de cohésion et de transmission de valeurs. Et c'est vrai que nous avons décidé de poursuivre notre action au sein de ces politiques publiques. Il y a un travail considérable qui a été fait dans la mise en valeur de la présence des femmes dans les arts visuels en Corse. Les musées se sont fait fort de véhiculer, j'allais dire, ces images positives des femmes dans le milieu artistique. Le FRAC, notamment, à travers ses acquisitions et ses expositions, a démontré sa valeur d'accroître la reconnaissance envers les femmes dans le monde de l'art. Et d'ailleurs, les dernières expositions en sont le reflet, puisque le musée
musées, et notamment de Corse, a proposé plusieurs expositions mettant le féminin à l'honneur. Je pense à l'exposition Féminise ou alors l'exposition Féminin singulier, qui a permis aussi de réunir des artistes qui, eux, ont souhaité montrer et représenter ce que représentait la condition des femmes dans, j'allais dire, dans l'art, avec un grand art. Dans le milieu du sport, pareil, il y a un effort qui est fait pour maintenir l'incitation de la pratique sportive des femmes. La collectivité accompagne les clubs qui sont engagés de cette démarche. Je pense notamment au HAC à Ajaccio pour le handball ou encore le roller derby Bastiach. Mais ça peut être aussi le cas à un moment donné d'Eponet qui était investi dans un championnat national et de toutes ces initiatives où on met au cœur du sport la pratique féminine et la sensibilisation de valeurs. Évidemment, parler d'égalité femmes-hommes, c'est aussi sensibiliser notre jeunesse. C'est essentiel de lutter dès le plus jeune âge contre les stéréotypes, de promouvoir le respect et de bâtir une société plus juste, plus inclusive et plus durable. Donc on a souhaité mettre un focus sur l'engagement de la collectivité auprès de ce public. Il me paraissait aussi important de faire apparaître et de présenter à votre Assemblée comme action phare le fait d'avoir souhaité s'impliquer avec la direction de la jeunesse dans le cadre de la lutte contre les pratiques mafieuses, puisqu'on estime que les jeunes sont le plus souvent le public le plus vulnérable, le plus influençable face à ce fléau, et qu'il était de notre responsabilité collective de les protéger et de les accompagner. Et c'est donc dans cet esprit que nous avons mis en place à Corti les 2 et 3 octobre dernier une formation à destination des acteurs de jeunesse intitulée « Comment promouvoir l'éducation à la légalité chez les jeunes ». Ça a été mené en partenariat avec le Forum français pour la sécurité urbaine. Ça a été une formation qu'on a voulu profondément humaine, profondément aussi ancrée sur les réalités de notre territoire. Et l'objectif était de pouvoir comprendre les logiques d'engagement, pouvoir déconstruire les fantasmes et explorer les réalités sociales et culturelles qui peuvent traverser notre jeunesse. Cette action, elle a quand même eu pour ambition d'apprendre à dire non à la violence, et je pense que c'est important de pouvoir le dire, de refuser les discriminations et de dénoncer les injustices en permettant à chaque jeune d'être un acteur éclairé et engagé dans son parcours de vie, comme le veut Uba Tudi Adiuentu. Plus largement encore, le service Informazione Gioventù a impliqué près de 400 jeunes dans des actions innovantes sur l'égalité, la santé sexuelle et aussi la question du consentement. Et je pense qu'aussi, pour illustrer un petit peu concrètement mon propos, dans le cadre de la politique de sensibilisation de la société par l'art, par la jeunesse et par son engagement, on a pu présenter l'exposition de la classe art première et terminale de Sarthet. Ce qu'on imprime, c'est ce qu'on crie. Donc une exposition qui a été portée par les élèves et leur professeur, Monsieur Cangioni, avec le CIDFF Poumonte. Et je pense que c'était une bonne illustration aussi de montrer cette jeunesse qui se saisit de sujets de société, qui en fait une force, qui le sublime et qui permet aussi de le diffuser. Alors certes, aux élus de l'Assemblée de Corse, mais aussi plus largement, puisque cette exposition a vocation à être itinérante et à se diffuser dans tous les lieux de vie pour sensibiliser et, je dirais aussi, saluer l'engagement de cette jeunesse. Donc, à travers cette présentation, vous pourrez noter que les actions menées cette année, elles illustrent à la fois la solidité, la cohérence et la constance de notre engagement. Les contributions de l'Assemblée Adi Adiuentu, directement pour le coup concernées par ce rapport, sont particulièrement encourageantes, puisqu'elles témoignent d'une jeunesse impliquée, lucide et consciente de son rôle déterminant dans la construction de son avenir. Cet engagement est également partagé par le CESEC
dont l'avis favorable, constructif et riche de propositions constitue aussi une source d'inspiration pour renforcer et améliorer notre action publique dans les années à venir. Toutefois, il faut aussi être lucide et réaliste. 2025, ça a été marqué par de forts paradoxes et de forts contrastes. Nous avons célébré des avancées majeures pour le droit des femmes, les 50 ans de la loi Veil, les 30 ans de la déclaration de Beijing ou encore l'attribution du prix Nobel de la paix à Maria Corina Machado pour son courage et son engagement démocratique dans son pays, le Venezuela. Mais malgré tout, les violences sexistes et sexuelles demeurent à un niveau plus que préoccupant. De nouvelles idéologies telles que le masculinisme, le virilisme, enfin toutes ces nouvelles conceptions du mal alpha connaissent une diffusion croissante, en particulier auprès d'un public jeune et fortement connecté, puisque c'est quand même très répandu sur les réseaux sociaux et c'est totalement décomplexé. Et ces paradoxes nous rappellent combien le progrès acquis reste fragile et exige une vigilance constante. La lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes doit à la fois résister au discours de remise en cause et convaincre les jeunes générations, filles comme garçons, de la nécessité de cet engagement pour leur bien-être présent et futur. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que le Parlement vient d'adopter ce matin même une loi qui réhabilite les femmes condamnées pour avortement avant la loi Veil de 1975, en reconnaissant la responsabilité de l'État dans des lois ayant porté atteinte au droit, à la santé, à l'autonomie et finalement à la liberté des femmes. Ce texte, qualifié d'acte historique par les associations féministes, permet à la France de refermer un chapitre douloureux de son histoire et de réaffirmer avec force son attachement aux libertés fondamentales de ces femmes, parce que le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la défense des droits universels, c'est la lutte contre les rapports de domination, c'est la protection de notre démocratie, parce que ce combat dit préserver nos jeunes des idéologies autoritaires fondées sur l'exclusion, la peur, les fake news et les inégalités, parce que ce combat est l'affaire de toutes et de tous et qu'il doit constituer l'un des meilleurs remparts contre l'extrême droite. J'en appelle évidemment à votre conscience et à votre engagement. Il est de notre devoir de préserver la Corse, sa jeunesse, de la montée des extrémismes qui menacent nos libertés les plus fondamentales, comme cela se multiplie malheureusement aujourd'hui partout en Europe et dans le monde. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère exécutive. Donc, il s'agit d'un rapport d'information, je le rappelle, mais qui néanmoins est très important. Comme vous l'avez rappelé, merci beaucoup pour toutes les actions que vous initiez en faveur de l'égalité homme-femme. Je vais passer la parole à l'assistance qui souhaite s'exprimer. Oui, je vous en prie. Santa. Merci Madame la Présidente. Madame la conseillère exécutive, bien que nous soyons dans le cadre d'un exercice imposé par la loi qui prévoit qu'avant l'examen du budget primitif soit présenté un focus sur l'égalité femmes-hommes de l'année N-1. Cet exercice nous permet d'avoir une vision de la situation à l'échelle insulaire. On constate au sein de la CDC que les indicateurs concernant les femmes progressent, même si l'on peut comprendre que certains métiers restent encore moins accessibles. Tout de même, un élément du rapport m'a particulièrement marqué, c'est le nombre de violences conjugales ou familiales recensées sur ces 10 premiers mois de l'année 2025. On parle de 918 situations, ce qui fait en moyenne 3 par jour, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je trouve ce chiffre vraiment très élevé à l'échelle de la Corse. Cela rappelle à quel point les dispositifs d'hébergement d'urgence sont essentiels et combien l'engagement financier de la collectivité est important pour permettre une mise à l'abri rapide de ces victimes. Cette situation rejoint la récente communication de la CLE, Coordination de lutte contre l'exclusion, faite la semaine dernière par le Dr Pernin, ainsi que de nombreuses associations, sur l'augmentation des besoins combinés à la baisse des moyens dans le projet de loi de finances qui menace directement les centres d'hébergement d'urgence. Une proposition d'ailleurs relayée au CESEC par une motion qui a été votée et qui nous a été transmise hier. Selon eux, 60 personnes entre Ajaccio et Bastia pourraient se retrouver en difficulté. Madame la conseillère, même si je sais que ces compétences ne relèvent pas directement de notre collectivité, il m'a semblé important de prendre en compte cet élément et à l'intégrer dans notre réflexion sur l'action sociale. Je vous remercie. Merci Santa. D'autres interventions? Oui, Muriel Fagne. Oui, merci Madame la Présidente.
car conseillère exécutive. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, c'est un rapport qui revient tous les ans, mais c'est un rapport aussi qui nous permet de voir les actions qui sont passées, qui sont déroulées. Donc je vais reprendre les adjectifs que vous avez employés, essentiel et fragile. C'est vrai que c'est essentiel et que c'est fragile. Santa vient de nous rappeler aussi ces chiffres, ces tristes chiffres. Simplement, donc c'est vrai que c'est la loi qui nous impose ce rapport tous les ans, mais cette année, je trouve qu'il marque vraiment une volonté d'agir d'une manière encore plus intégrée qu'avant et aussi pour avoir une vision beaucoup plus globale sur ce volet qui est le volet de l'égalité femmes-hommes. Et il s'inscrit évidemment dans cette démarche que l'on veut de progression et une égalité réelle au-delà de l'égalité formelle. Et ça, c'est important. Et ainsi, il va nous permettre de réduire les inégalités qui, malheureusement, persistent encore. Aringradiav. Merci. D'autres interventions? Oui, Cathy Cognetti. Juste, merci Madame la Présidente. Juste pour saluer le travail qui est engagé au quotidien par notre conseillère exécutive, dans la continuité des propos tenus dans cet hémicycle, y compris par l'amie et collègue Santa Duval. Je dirais qu'un effort particulier a été fait, surtout dans les collèges, lycées et les centres de formation. Et nous commençons maintenant à voir les résultats de cette démarche. Et il nous faut continuer en ce sens. C'est le rôle de la collectivité, un rôle qu'elle remplit pleinement. Je tenais à le souligner. Je vous remercie. Merci. D'autres interventions? Non. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure au moment de la remise des prix, mais la plupart étaient des jeunes filles, même la majorité pratiquement, étaient des jeunes filles. Donc il n'y a pas d'inégalité entre hommes et femmes ou femmes et hommes, je dirais, à la naissance, de manière naturelle. Ce sont les conditions sociologiques qui créent l'inégalité. Dans un monde qui a été pensé d'abord et avant tout par les hommes. On ne va pas refaire l'histoire cet après-midi. Donc c'est la mise en place précisément des conditions nécessaires pour que les femmes puissent exercer tous les métiers, quels qu'ils soient, puissent réaliser leurs désirs en matière professionnelle, en matière personnelle, etc. C'est la mise en place de ces conditions nécessaires, de ces conditions favorisantes qui pèsent le plus. Et c'est ce à quoi s'emploie ici la collectivité à travers le travail de l'Auda Guidicelli et des services. Et c'est ça qu'il faut rappeler en permanence. Il y a un point essentiel qu'on passe sous silence parce que souvent on considère qu'il relève de l'intime, mais c'est le gros travail qui a été réalisé pour la mise à disposition de protection contre la lutte, pour la lutte contre la précarité menstruelle. C'est essentiel. Moi, j'ai vu le dispositif mis en place à l'université et je suis d'accord avec le CESE qu'il faudrait l'étendre à d'autres organismes, les CFA et d'autres organismes de formation. C'est essentiel. Il y a aussi la question de l'aménagement du temps de travail. Je sais que certaines collectivités s'y sont engagées. L'aménagement du temps de travail pour les femmes atteintes d'endométriose qui est fondamental. Et enfin, une inquiétude aussi, quand même, toujours en matière de diagnostic sociétal, c'est le trop fort taux de recours à l'avortement comme moyen de contraception. Je dis bien comme moyen de contraception. Et ça, c'est un vrai sujet sur lesquels il faut s'y atteler, même si je sais que ça ne relève pas des compétences de Lauda Guidicelli, ça concerne aussi Bianca Fazzi et tout le monde, bien évidemment, en termes d'éducation. C'est fondamental. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, avec le souci permanent de lutter, on l'a dit le mois dernier, contre les violences faites aux femmes, qui sont bien trop importantes sur notre île. Merci beaucoup, Madame la conseillère exécutive. Je vous rends la parole.
Merci Madame la Présidente, merci à toutes. Peut-être juste pour répondre à Santa Duval, c'est important ce que vous avez souligné sur, j'allais dire, les baisses de financement, l'arrêt pour les centres d'hébergement d'urgence. Il y a en effet une menace parce que c'est souvent aussi des publics en situation de précarité qui ont besoin d'être soutenus, mais Bianca Faz est pleinement engagée et si je ne me trompe pas, une réunion est prévue aujourd'hui ou demain pour recevoir les acteurs de la clé, pour pouvoir discuter des difficultés qu'ils rencontrent, qui sont quand même, je le dis, un des engagements de l'État sur, j'allais dire, une compétence qui me paraît plus que nécessaire pour pouvoir, j'allais dire, accompagner tout le monde avec dignité et décence. Vous avez raison de le souligner, Madame la conseillère. Demain après-midi, nous avons rendez-vous, Bianca Fadi et moi, avec le docteur Pernin et la clé pour les centres d'hébergement d'urgence. Bien, donc cette Assemblée prend acte de votre rapport et nous vous en remercions à nouveau. Donc, je me tourne vers l'exécutif. Je crois que devait être présenté le rapport sur le développement durable ou sur le développement durable. Très bien. Donc, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Office de l'environnement. Merci Madame la Présidente. Donc je vais m'improviser, vous l'avez compris, hein, c'est un rapport qu'aurait dû présenter le Président, mais il est en commission et donc je vais m'y coller, comme on dit. Donc il s'agit d'un rapport important qui nous ramène au développement durable, aux Huilou Palonganda, et en préambule, permettez-moi de remercier les services et Madame Davia Mourati qui s'est beaucoup impliquée sur ce rapport. Donc un grand merci à elle. Juste vous dire que, bien évidemment, dans le contexte actuel du dérèglement climatique, le RADD n'est pas simplement un exercice qui devrait se valoir réglementaire, mais bien au contraire, il constitue un outil d'observation, de cohérence et de transparence qui permet d'apprécier la manière dont le développement durable irrigue l'ensemble des politiques publiques de la collectivité de Corse. Et on sait qu'en termes de transversalité, ce sont des rapports qui sont extrêmement importants. Que doit-on retenir si on devait dégager des enseignements importants? C'est que ce RADD met en évidence plusieurs dynamiques structurantes qui sont positives, le renforcement des politiques d'adaptation, bien sûr, au changement climatique, la montée en puissance des actions de préservation de la biodiversité, le développement de politiques de cohésion sociale et de services publics de proximité, l'accélération de la transition énergétique du patrimoine public et le soutien à une économie insulaire plus durable et plus souveraine. Ces avancées attestent que le développement durable n'est pas simplement traité comme une politique isolée, mais quel est bien le lien qu'il doit se faire en transversalité avec l'action publique que porte la collectivité de Corse. Pour la première fois, l'exemplarité du fonctionnement interne est affirmée comme un axe transversal à part entière. Et cette approche traduit une volonté politique claire qui aligne les pratiques internes de l'institution. Plusieurs points se déclinent ainsi. Une trajectoire progressive de sobriété énergétique et de réduction de l'empreinte carbone, du patrimoine et des usages internes. L'engagement de la collectivité dans les énergies renouvelables citoyennes, notamment via son adhésion au réseau Energia Nostra. La montée en puissance d'outils de pilotage, de suivi et d'évaluation fondés sur des indicateurs partagés. Et enfin, la diffusion d'une culture commune du développement durable auprès des agents, des élus et des partenaires. Par cette démarche, la collectivité de Corse se dote des fondations nécessaires pour renforcer à terme l'articulation entre stratégie, politique publique et choix budgétaires dans la perspective d'un budget vert adapté aux réalités insulaires. Quelques chiffres et quelques exemples en attestent. Mais grosso modo, ce sont 23 actions valorisées en 2025 sur l'ODD, éducation de qualité, 12 actions valorisées sur l'accès à la santé et 10 actions liées à la réduction des inégalités sociales. Je pourrais continuer de citer les 34,2% de l'électricité consommée en Corse issue des ENR ou les 117 millions d'euros de fonds FEDER plus FSE gérés par la collectivité de Corse orientés vers la durabilité.
autant de trajectoires importantes que nous avons à accompagner afin que la transition écologique soit pleinement retenue. Une structuration conforme au cadre juridique appelée à évoluer sur la méthode et le contenu. Le RADD 2025 assume pleinement sa vocation première, offrir une vision consolidée et qualitative des actions engagées. Il constitue une étape importante dans la structuration d'un outil de suivi et de pilotage partagé. Il est structuré autour des 5 grandes finalités du développement durable, conformément au cadre français et international. Ce choix garantit la solidité juridique et méthodologique du document. C'est aujourd'hui un document institutionnel, dense, qui répond à une exigence de consolidation et de traçabilité des politiques publiques. Mais cette densité peut en effet constituer un frein à son appropriation. C'est pourquoi même, si ce cadre reste nécessaire, il devra bien évidemment évoluer. Dès 2026, nous souhaitons donc travailler sur une évolution éditoriale du rapport qui permettrait, d'une part, de conserver un document socle, solide et complet, et d'autre part, de produire des formats plus accessibles qui seraient dédiés à une synthèse pour le grand public, des infographies entre différentes thématiques qui permettraient une lecture plus directe des enjeux à venir. À ce jour, le RADD fait l'objet d'une publication sur le site de l'Assemblée de Corse. Bien sûr, il est disponible et consultable au plus grand nombre. Un véritable plan de communication autour du document pourra être engagé en 2026 afin de renforcer son appropriation, tant en interne qu'auprès des acteurs du territoire et du grand public. Donc, des articulations avec les documents budgétaires, bien évidemment, confirment les actions engagées. Le RADD occupe aujourd'hui une place charnière entre documents de bilan, outils de pilotage et supports de communication institutionnels. Cette position intermédiaire est une richesse, mais elle appelle aussi à renforcer les liens entre les documents budgétaires. L'ambition portée par la collectivité de Corse est de faire progressivement converger les politiques publiques, leur traduction financière et les objectifs de développement durable. C'est dans cette perspective que s'inscrit la volonté à terme de se doter d'un véritable budget vert. L'articulation entre le RADD et les autres documents budgétaires constitue également un levier fort de transparence démocratique et son amélioration permettra de rendre plus lisible pour les élus comme pour les citoyens l'impact réel des choix budgétaires sur les transitions à l'œuvre en Corse. La transversalité et le décloisonnement des approches, le choix d'un découpage par finalité permet une lecture structurée, mais il peut parfois atténuer la perception des interactions entre enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Or, la réalité corse montre combien ces dimensions sont interdépendantes. C'est pourquoi une évolution vers des approches plus transversales, par des grands enjeux territoriaux, est envisagée dès 2026. Nous avons eu donc un avis favorable du Conseil social et environnemental de la Corse, du CESEC. Et le RADD n'est ni un aboutissement, ni un document figé. C'est un outil en construction qui est appelé à évoluer et il marque une étape dans une démarche d'amélioration continue. Ringraziabi, cara Presidente. Ringraziabi. Alors, qui souhaite, c'est également un avis, un rapport, pardon, pour information. Donc, il y a eu quand même un rapport de l'Assemblée Adiouentou et du CESEC qui sont favorables, bien sûr. Qui souhaite s'exprimer? Oui, Christelle. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le conseiller exécutif, on est là effectivement dans un exercice qui est réglementaire, qui est habituel et qui précède le budget. Mais votre rapport est un catalogue qui compile pléthore de données au-delà même de l'année qui vient de s'écouler. L'introduction de l'axe transversal parle de l'exemplarité de l'action de la CDC qui aligne ses politiques internes sur les objectifs qu'elle fixe pour la Corse. Alors permettez-moi quelques nuances. Regardez ce qu'il se passe ici même, au niveau des déchets du Grand Hôtel. Il n'y a pas de tri dans les bureaux, ni même de bac à l'étage des groupes, ce qui paraît quand même aberrant. Même si on n'est là que 2 jours, on génère quand même beaucoup de déchets
et notamment en matière informatique. Donc la culture de la sobriété y est, selon nous, illusoire. Plus globalement, sur la politique des déchets, vous vous contentez d'aligner des chiffres prospectifs sur les tonnages et les CSR. Quelques dates de réunion qui ont été passées, mais rien de décisionnel, ni même de précis. Il ne s'est rien passé depuis la validation de votre plan. Dans le même état d'esprit que l'absence de tri, dans 10 ans, en 2035, la réglementation européenne prévoit que les véhicules thermiques ne pourront plus être commercialisés. Alors que le nombre de bornes de recharge augmente dans l'île, la collectivité devrait être équipée avec, comme ça se fait sur les parkings publics, des places réservées au sein de l'hôtel de région. La CDC ne montre pas l'exemple et ne suit pas ses propres prescriptions. Pour finir, en corrélant avec le budget, puisque ce rapport y est rattaché, et c'est ce que le CESEC justement révèle, l'axe relatif au développement durable et au respect de l'environnement reste faible. 4% des crédits alloués sur le total budgétisé. Une réalité inversement proportionnelle au nombre de pages de votre rapport. Merci. Qui d'autre souhaite s'exprimer? Oui, Donjo. Ringraziavi, signora Presidente, non contaio mica di pigliare la parola, ma quantunque dipeta l'intervenzione un po' riduttrici di a signora Combette, ci tocca quantunque mettere a nome del gruppo Va Popolo Insieme sul rapporto che è un esercizio reglementario in prospettiva. Ce n'est pas seulement un exercice réglementaire et le développement durable, ce n'est pas seulement un slogan. En tout cas, pour notre majorité, le Conseil exécutif et le groupe Va Popolo Insieme qui l'appuie, c'est le socle de notre projet de société. Et tous les choix qui sont faits par cette majorité, et parfois à des majorités élargies, voire à l'unanimité, s'inscrivent dans une perspective de développement durable. Quand on envisage, et qu'on le fait, d'annualiser les flux touristiques à travers notamment le dispositif d'achat de flux aériens, quand on a une politique de promotion touristique, et Madame la Présidente de l'Assemblée, vous connaissez très bien le sujet, ainsi que Madame Angèle Bastian, présidente de la CC, respectueuse de l'identité de notre peuple et de l'environnement de ce pays, quand on développe et qu'on met en place un schéma territorial, Monsieur le Président de l'Office de l'Environnement, des espaces naturels sensibles à la hauteur des enjeux, quand on développe, et Gilles Joanangi, qui n'est pas là, est très attentif à ce sujet, pour cause, un modèle comme la SKIC d'Orezza, avec des retombées économiques et sociales pour le territoire, à Pieve di Lorezza, à Castagniccia, avec des retombées économiques et sociales, y compris pour les salariés, on est pleinement inscrit dans une logique de développement durable. Alors bien sûr, il y a des marges de progression, il y a des perspectives d'évolution. D'ailleurs, c'est inscrit dans le rapport, hein. On s'inscrit dans le cadre de grandes transitions stratégiques, mais on ne peut pas laisser entendre une présentation qui serait exclusivement sombre de la politique de développement durable. On pourrait parler de la montée en puissance de l'intermodalité, la montée en puissance notamment du train, les tram-trains. On pourrait parler du développement, y compris sur Ajaccio, sur le pays ajaccien et au-delà, des mobilités actives, la voie douce, la voie verte, etc. Donc on voit bien, et ça nous l'assumons pour notre part, nous défendons une vision du développement économique basé sur le développement durable. Un développement respectueux de notre identité, un développement qui limite son impact environnemental et ça structure l'ensemble de nos choix, de nos décisions et de nos politiques publiques. Et a nome du gruppo Va Popolo Insieme, di la quantunque, e ma continua non tasavia. Ringraziavi. Ringraziati, altre domande di parola? No, io volevo figida i servizi per sul travaglione, perché chiaro che non è mica facile dare indicatori e dati per poter illustrare tutti i lavori che sono fatti, tutti i nostri investimenti,
tutti gli impatti da un punto di vista ecologico e ambientale, lo sviluppo a Longanda non è mica solo l'ecologia, di noi lo sociale, e come l'ha detta Don Gio, di beraghi i nazionalisti hanno aperto più di 60 anni fa a Uia di protezione dell'ambiente, questo la dilla, è storico e scientifico. Di così siamo stati i primi, forse i bretoni, a difendere il nostro ambiente, il nostro litorale, il marittimo, e questo ce l'ha incalcata. A seconda di chi tutte le nostre scelte sono fatte a pro dell'ambiente, mai contro e anche burro delle orte se le difficili, perché gente so contro e anche l'opposizione, delle orte agiscono. Dunque, abbiamo sempre fatto scelte che sono a pro dell'ambiente. E d'altronde, quando si fa un rapporto non allo sviluppo a lungo andare, non si può mica fare solo filosofia. Allora, quando noi abbiamo troppo filosofia o troppo teorica, ci dice che non c'è mica abbastanza dati e abbastanza statistiche e abbastanza indicatori, quando noi mettiamo assai indicatori, ci dice che non c'è mica abbastanza filosofia. Bon, di questo punto di vista, io non mica essere più lunga, ma la filosofia l'abbiamo perché è nostra di arraigata da poi 60 anni e a oggi gli indicatori vuol dire che abbiamo da una parte e a teoria e a pratica e qua pratica e a grammatica si avanza a lungo andare. Ecco, avete la parola. Ringrazio la Presidente. Non aveva mica previsto di presentare il suo rapporto, ma le circostanze hanno fatto che io l'ho presentato e mi pone un po' di questioni, ma voglio rispondere, perché meritano una risposta. Vous avez évoqué en 3 points les déchets, vous avez évoqué les déchets au sein de la collectivité de Corse, la DGA est ici présente. Nous avons un projet, effectivement, pour que vous puissiez, à terme, et le plus rapidement possible, pouvoir trier vos déchets dans tous les étages. Et ça fait partie de la politique qui, évidemment, contribue au tri et à la mise en place du tri, aussi bien au Grand Palazzo qu'à la Cupola Bastia et qu'ailleurs. Et puis, vous avez dérapé sur la politique des déchets. Vous avez évoqué la valorisation énergétique, vous avez évoqué un manque prégnant entre l'idéologie et l'action, mais excusez-moi, je crois savoir qu'en conseil d'administration, pas plus tard qu'il y a 8 jours, j'ai présenté un rapport de valorisation énergétique. Voilà, il est là, oui, c'est écrit noir sur blanc. Mais votre groupe n'était pas représenté. Donc forcément, vous ne pouviez pas le savoir, mais encore moins le deviner. Bon. Ceci étant, l'action ne traînera plus. L'action ne traînera plus, puisque non seulement nous avons eu un rapport, mais nous avons engagé les discussions avec les gens en capacité de pouvoir recevoir ce centre qui va nous permettre effectivement de passer à la 2e phase du plan. Je vous rappelle quand même de manière très directe que le rôle du conseiller exécutif que je suis sous la direction du PCE ont dans leur escarcelle de construire le plan. C'est ce que nous avons fait et il a quasiment, et je crois que vous y avez contribué. Vous avez participé au vote de ce plan-là qui aujourd'hui doit se cascader. Mais en termes de traitement, nous ne sommes pas les seuls acteurs. Il y a les intercos, il y a le CIVADEC, mais nous continuons à travailler. Et nous faisons preuve, je dirais, de portage fort, puisque en termes de biomasse et de CSR, le projet est quasiment ficelé. Voilà. Donc il faudra le temps au temps pour qu'il revienne probablement ici, que l'on puisse l'évoquer ensemble, que je vous donne tous les contours, mais je vous invite quand même à venir assister à nos séances de travail afin que l'on puisse définir les choses ensemble. Bon, en termes de véhicules thermiques, vous avez raison, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'Europe est en train de revenir sur les véhicules électriques, ils sont en train de rembobiner parce que les choses ne se passent pas spécialement comme c'est prévu. Donc il faut que l'on soit suffisamment intelligent pour faire les choses, vous avez raison, il faut des bornes pour pouvoir s'équiper, mais je crois qu'il faut mesurer les choses et il faut essayer de les faire en bonne intelligence. Donc voilà, ce sont les 3 points que je voulais voir avec vous.
en toute amitié et avec beaucoup d'affection, mais je tenais à vous le dire. A ringraziarvi, cara Presidente, e cari colleghi. Bien, donc nous prenons acte de ce rapport sur le développement durable, à moins que quelqu'un de l'exécutif veuille intervenir. C'est bon? Très bien. Merci, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement. Donc nous nous tournons vers le Président. Nous n'avons pas d'informations en direct de la commission qui analyse les amendements. Donc ça semble encore un peu long. Donc Monsieur le Président, vous avez la parole. Pour quel rapport? Per presentare un rapporto nella stampiglia Paese Città Immersivi. Baba. Allora, andate burro. Allora, si tratta così di passare a una seconda tappa dopo a voto all'unanimità mentre la sessione d'ottobre passato di un rapporto che presentava questa stampiglia cosiddetta Paese Città Immersivi. Lo scopo del regolamento è di permettere a ogni paese o città di Corsica che ha rama di partecipare a spargere la lingua corsa in tutti gli spazi di vita di tutti i giorni. Pensiamo che i comuni sono forse le collettività è meglio piazzate per mette in ballo sul genere di politica. Abbiamo detto d'ottobre che aveva arrivato davanti alla vostra assemblea per proporre e di lo scopo sul secondo rapporto per proporre modalità di governanza e di messa in ballo di fase preliminare di messa in opera, posto che abbiamo mentuato un principio, cioè la rifletta a maniera da conciare questa stampiglia. L'idea è sempre la stessa, prima è di ridere che la lingua corsa faccia l'unanimità nella nostra assemblea, il primo punto, secondamente faccia l'unanimità in quasi tutte le comuni di Corsica e terzo punto faccia l'unanimità in il nostro popolo e la nostra società. Allora, abbiamo parlato di una prima carta che esiste, è stata messa in ballo all'iniziativa di un nostro collega amico Pedro Gionga e sicuramente che se non c'era stato assai adesione e assai sostegno, forse che a un livello operativo non era mica stato a riuscire che non possiamo godere e sperare. Dunque oggi abbiamo cercato di riflettere insieme, mica solo a collettività di Corsica, ma in lei stretta in quel comune, e a cercare di riflettere insieme a un livello politico, ma soprattutto a un livello tecnico, a maniera di costruire questa stampiglia e come va perché non sia mica solo una dichiarazione teorica, ma che la diventi veramente un arnese forte al servizio di un bilinguismo e di un rinforzo della lingua corsa in dei lati di tutti i giorni. Allora, si tratta così di mettere in ballo una manifestazione di interesse per il comune cosiddette pilote, ma tenga di che non si agisce mica così di ridere comune canadese stampigliate. Soprattutto che siamo un tempo di elezione, abbiamo messo da qui a poco tempo di elezione, dunque ciò che lo sia solo un lavoro tecnico per permettere di arrivare davanti all'Assemblea di Corsica per proporre una carta, una maniera di lavorare e una stampiglia in cui uso contenuto, concreto. Dunque l'idea è di lampare una fiamma perché i comuni che vogliono fare si possano avvicinare ai servizi della collettività di Corsica perché noi possiamo riflettere insieme, ripeto, a livello tecnico, a un stato di luoghi, a riflettere a ciò che possono essere i strati organizzazionali, i bisogni, i mezzi di informazione della gente, le difficoltà o gli inciampi tecnici, giuridici, finanziari, so che l'aspettano di noi è comune che le siano più che mezzano grandi per essere sostenute e accompagnate
in der sua andatura di spardiera progressiva di lingua corsa. Dunque l'Ampemu Sadiam, lo scopo è di avere o manco una grande città, una città mezzana e un paesolo, di sicuro se l'ugge domani 7, 8, 10 candidature, e abbiamo, cercheremo di pigliare tutto per avere un lavoro più fine possibile. Dunque, una diamo amministrazione di interesse se l'Assemblea vota un rapporto, di gennaio di gennaio a Zaradura di Stadiama, a fine del mese di gennaio una presentazione di comuni che hanno lavorato con noi e di febbraio a aprile 2026, vale a dire per tutta la campagna elettorale di municipale, un lavoro tecnico per tenerci lontano di municipale. Dopo l'elezione municipale, d'aprile 2026, voltiamo davanti all'Assemblea di Corsica per presentare, dopo un lavoro di sicuro in commissione, a carta finalizzata, paese città immersiva, per poi, se lo vuole, modificarla e adoperarla e che la sia proposta a tutti i paesi di Corsica che vorranno riunire a di marcia. Ci è apparso questa maniera di lavorare a un livello di filosofia e a un livello tecnico, un mezzo più sicuro e più aggravato di permette un lavoro di co-costruzione tra la collettività di Corsica e il comune per preparare Starnese e fare che lo sia il più utile e il più efficace possibile. Ringraziamo il Presidente, ne approfitto per salutare i traduttori che sono qui. Dunque, sono mica quelli che sono qui oggi, in particolare, ma normalmente non c'è 2 giorni di sessione c'è Filippo Perrault, Marilene Giamarchi, Marie-Ange Geronimi e Gian Pasquale Graziani. Ecco, ringraziarli per l'aiuto. Dunque, quelli che vogliono pigliare la parola, ma prima c'è un rapporto di Commissione di Agricoltura. Ci ha a un minimo un risultato di Commissione. Madame la Présidente, la Commission a émis un avis favorable avec une non-participation des groupes sauf UNO et une absence des groupes Altastrad et Avansem a Rigradiabi. Ringraziabi, c'è di noi un avviso favorevole di un Consiglio economico e sociale e di noi di l'Assemblea di gioventù all'unanimità. Ecco, dunque, la parola che ha ora è Lisa Dramoni. Ringraziavi. Per imparare una lingua di maniera veramente efficace, si consiglia spesso agli enti di fare un soggiorno in un paese in cui questa lingua è adoperata di maniera quotidiana. L'immersione crea condizioni di imparare ideali in cui la persona si ritrova in un ambito in cui la lingua non è più solo un oggetto di studio, ma un arneso indispensabile per poter campare nella società, per poter comunicare, per poter spiazzarsi e creare alleanze con gli altri. Ciò che fa la riuscita di questo tipo di imparare è l'assenza di alternativa alla lingua. Il soggetto è obbligato ad adoperare la lingua straniera per poter campare nella società, tanto la lingua diventa necessaria. E questa necessità porta gli enti a fare lo sforzo di parlare, a sbagliarsi, a imparare. Tanto l'imparare non si fa mica solo per via di teoria, ma diventa una realtà udica. Oggi in questo rapporto non si tratta mica di andare a imparare corto in altro, ma da piegare su metodo direttamente nel territorio, con una lingua presente in situazioni che francano il quadro dell'educazione e della sociolinguistica. I dimarti come qui da Missimbado in suo rapporto con un comitato di pilotaggio plurale e una consultazione di comuni traducono una volontà da podiarsi nel terreno, di sbucare una soluzione concreta e poter ogni forza fare di Corsica un modello di immersione appiegato mica solo per chi di lavoro, ma di noi in priorità per il popolo. A ringraziarvi. A ringraziati Veronique Pietri.
Vi ringrazio, signora Presidente. Allora, io giusto qualche parola nanta su soggetto, un volta Radio Mica nanta o vondo di un label, un dispositivo interessante e pratico, in duvido di a cartula di già in piazza in dei comuni, ne mi di già parlato. Vogliamo insistere durante o voto, nella necessità di andare al di là di un simbolico per entrare in una logica concreta con mezzi identificati che siano finanziari, di ingegneria o di risorse umane. Di suo punto di vista, sul rapporto risponde a queste domande, mettendo in piazza un copil. Volidi dando infine una risposta all'operatività della politica linguistica, ma sul rapporto mette di noi in rilievo a mancanza strutturale di quadro di lavoro per la lingua. Se esiste un vero ufficio di lingua o un luogo di lavoro, qualsiasi uso nome, che aduni a tutti gli attori istituzionali, universitari, associativi, eccetera, non ci sarebbe bisogno di mettere in piazza un comitato di pilotaggio ad hoc per sul rapporto e per sul dispositivo. I diagnostici di terreno, le valutazioni e le informazioni saranno di già presenti. Tutto il lavoro necessario a messa in opera di un label sarebbe già in onda a mezzo a tanti altri lavori e progetti costruiti di maniera durevole. Sul rapporto è dunque operativo e da salutare. Spero che quantunque che saranno riuniti tutte le condizioni tecniche di risorse umane soprattutto per poter tenere il calendario previsto. Per noi viene un po' tardi e mi didia stamani parlato dell'avanzata della nostra mandatura e di un tempo che passa. La sfida è sempre maggiore, il bisogno di dati concreti c'è e in tutti i casi siamo pronti, sicuri a partecipare al suo lavoro. Vi ringrazio. A ringraziati Veronique. Altre domande di parola, sicura Pierre Chonga. Vi ringrazio, Madame Presidente. Due parole per dire che sono felice veramente da messa in ballo di questa politica concreta a pro della nostra lingua, perché di bere diamo un simbolo fino a ora e spero che noi sboccheremo in politiche concrete che faranno avanzare a causa della nostra lingua e siamo pronti a lavorare per gli unici. Altre domande di parola? No, serio. Obrigado. Of course. Of course. Of course. Of course. Of course. No, ringrazio. Giusto due remarche perché siamo di transito, di un rapporto che marca una tappa, di un seguito e domanda e detta un'impalcatura di maniera a essere efficace. Ma questa non sono mica qui per il contrario né per scominciare niente di parlare a corso. Questa è la verità che non siamo mica questi punti qui. Giusto tre o quattro remarche non un rapporto, rimarche, piuttosto forse un appoggio o mi pare a me che sia forse una maniera di aiutare a avanzare appena nel suo cartolare. Siamo comunque, non siamo mica a punto zero. Questa è l'idea, ma il punto zero sono già a base di anni, ancora di più. Credo sia comunque qualcosa. L'elementato il fatto che parecchi comuni si sono impegnati, ne posso parlare, anche abbiamo un comune, posto che quando andate in Ghisonaccia, guardate tutti le divisi pubblici sono bislingui. È stato parlo per Ghisonaccia, ma posso parlare per parecchi paesi e parecchie città. Dunque c'è stato di noi
una bocca di informazione di personali comunali, perché quando si parla di immersivi mi piace assai perché mi face appena paura quando dite, se poi immersivo un becchio ma domandate di che ne parliamo è del tempo a sbattizzarlo e trovare un'altra battezzare un altro nome. Io penso che c'è di noi dunque questo dispositivo il fatto di poi allargare alle comunità di comune perché mi pare più efficace di buttare un progetto di territorio piuttosto che un progetto comunale in certi luoghi. Non parlo mica per i rossi comuni, ma quando si parla di certe bieve, c'è una scuola per esempio, RPI, déjà che vuol dire RPI, chers collègues, regroupement pédagogique intercommunale. Dunque l'idea di in certi luoghi se c'è comunità di via piuttosto l'idea di una bieve, in tutti i casi di un compamento, direi così, di comune, per darle un senso, così no, se proprio non pesa a mezzo a 100 paesi, lasciano dire, chi fa? No, che si pieno per scemi, una palla corsa, la sapete come si passa in corsa. Dunque l'idea di allargare forse a Diamma, in tutti i casi, di cercare di pensare a struttura intercomunale. Dopo c'è di nuovo un'altra questione che sarà buona, adesso è quella dell'Egitto. Chi ce n'ha, e quanto c'è e chi poi muove. Questa, la gente non si sente l'oggettivo, la cosa, ma quanto c'è, questa sapete noi. Dopo c'è l'affare di noi, di Aleia, ne parlavo di RPI, Aleia con l'educazione. Se non c'è mica questa Aleia, dunque c'è un lavoro a fare con le scuole, in priorità, ma mica solo, con le giudiziarie, forse anche con la Sogi, ma c'è tutto un liame così a mettere in piazza l'ambiente comunale e forse intercomunale. Così no, è una giusta ferede, ma l'affare non sarà mica sviluppato. Dernier point. Oggi in corso. L'affare è stata detta prima da una collega a valutazione di appena come per l'educazione nazionale quando vede un ispettore per 300 comuni, un ispettore di corso, l'ha detto il rettore a studio anno e l'ha ripetuta, quando vede risorse umane che sono più che dice radio, sono scarse. Diciamo così, sono scarse, ed è un ispettore di corso per controllare centinaia di scuole, non ci sono stati mica. Dunque, lì a Guidino, e qui parlo che c'è a saluto a rettrice della direzione della lingua, se non c'è mica una direzione a sviluppare solo una quindicina per barra poco questo, se non sono mica 30 o 40 la cade Burugoro non ci sbloccheremo mica. Qui è una politica che sulla gente non to terreno, se vede gente non terreno puoi fare qualcosa perché c'è valutazione, c'è consiglio, c'è controllo, tutto, forse è un finanziamento, così non ci sblocchiamo. Dunque lei con l'educazione, un rinforzamento di squadre della direzione della lingua e dopo questo dovrebbe che non siamo mica a punto zero, c'è già, e penso che non farà fa di noi, va un bilancio di ciò che si basa. Perché in certi luoghi l'azione deve essere forte, in certi luoghi l'azione deve essere per accompagnare ciò che è stato fatto e sapete che in certi comuni facciano uno sforzo, anche i piccoli comuni, più a testimone un maire di una comune di Castagniccia, più da comune di Ortiborio, si sono passati al suo anno, c'è 2 scuole, di un bene e un sente, vedo un lavoro, c'è un sforzo della comune e di comune in giro. Perché se dico l'idea di parlare di comunità di comune mi pare più che interessante per giusto appunto e ultimo punto il fatto che tutto questo manca dunque l'idea di formazione, l'idea di esempio della collettività che è là in noi mi pare che sia o di incapacità di estrarre qualcosa e di mostrare l'esempio.
Questo è uno. E due, ultimo punto, è un vecchio punto, di l'idea di sviluppare o più così buono centri immersivi in certi paesi, per avere un centro di Loreto, un centro di Ostetica, ma dopo in qua e là un po' di punti di referenza, ma manca mi pare, ed è questa che forse può creare una dinamica in questo progetto, questo rapporto, di moltiplicare i centri immersivi, forse sotto un'altra forma, mica questa forma a 300.000 euro per l'annata, ma forse anche di maniera puntuale, ma creare centri immersivi nei paesi e forse anche in città, perché la maggior parte di Sicilia sapete che va scolarizzato nelle città e manca, che sia in Bastione Aiaccio, in Parmica di Lassuci, manca comunque punti di radio di riverenza e punti da unida. Ecco. Ringraziati. Altre domande di parola? No? Bon, allora, prima a ringraziare il servizio e il Presidente di noi per questa idea di stampiglia, per egidare i paesi immersivi, di veramente un'ernese interessante. La seconda rimarca è che non avevamo mica designazione a fare, Saduga Bidua, per conto dell'Assemblea di Corsica, portughi saranno presenti già onde a governanza i presidenti di gruppi e di noi Josefa Giacometti, ma bisogna vari presentare i presidenti, se volete, di sicuro ci sarà il presidente dell'esecutivo e io stesso. E voglio dire di noi che non è mica non questo rapporto, ma per un rapporto portato da Romain Colonna come presidente di commissione ad hoc a Nanta Lingua Corsa, questo rapporto giungerà di gennaio, perché abbiamo altre audizioni a fare, in particolare di gente che vengono, di specialisti che vengono canavene di Sardegna, un po' non mica vengono subito, dunque verranno al principio a metà di gennaio, e dopo così compieremo questo rapporto tutti insieme e o presenterà. Ecco, oggi il Presidente dell'Esecutivo, Biogo a parola. Ringraziabili a tutte e a tutti per l'impegno. A livello amministrativo io voglio rammentare che abbiamo fatto la scelta sotto l'autorità del Direttore Generale dei Servizi di riorganizzare un po' i servizi, particolarmente di creare una delegazione generale detta Lingua Europa, Mediterraneo, internazionale e valorizzazione istituzionale sotto l'autorità di Lesia Sargentini, che saluto. Sapete che abbiamo una nuova direttrice, Maria Domenica Cesari. Saluto di noi al resto della squadra che è presente, Bernard Ferrari di sicuro, direttore storico di Geradio, Cristine Torre Massoni, Pedro Lucioni, Jean-Louis Harry, Doria Ussé, sono mica tutti qui, ma parecchi hanno di noi di essere presenti e di sicuro voglio ringraziare. Sapete di noi che da un quadro generale dove in dei parecchi servizi c'è una mancanza di risorse umane, di realtà di noi che la gampa oggi a direzione della lingua corsa, dunque non so, ma un poco chi resta e chi ferma è impegnato assai, a cercare a sostenerli, a accompagnarli e a rinforzarli. Di noi che abbiamo fatto la scelta, mi giro per di Pedro Gionga, mica solo, di rinforzare l'impiantazione della lingua corsa in Corti, e che sarà una manifestazione di noi a ricerca di un equilibrio territoriale a livello di servizi, mi si pare per ragioni storiche, simboliche, di sinergia di noi, per esempio con l'università, ma mica solo, con la comune di noi e con tutti gli attori della lingua, per praticare la lingua e il resto delle case della lingua. Mi si pare che Corti sia veramente un luogo dove si può pensare che lo giovane è una presenza
forte della nostra istituzione in giro alla lingua corsa. A un livello di politico dell'organizzazione aspettiamo dunque un rapporto della commissione ad hoc. Sapete che siamo parecchi a pensare che c'è a riflettere a un'istanza, un luogo, un ufficio o un altro nome in dove si potrà accadastrare tutte le misure, organizzare riflessione, più un'epoca di decisione o fare un'epoca di proposte, e penso che farà parte del nostro lavoro a un mese di gennaio. Di modo generale abbiamo ancora a rimessa di un premio Andrea Vazzi, ed ho visto questi zidelli e zidelle che parlano corso, i suoi professori, le sue famiglie, proprio una stonda di piacere e di felicità. Tengo a salutare di noi l'impegno dell'Accademia di Corsica, di un rettore, con la convenzione che abbiamo cifrato, c'è adesso un rinforzo massiccio dell'insegnamento immersivo, è stata resa possibile questo cambiamento, è stato reso possibile di noi da un lavoro che è stato fatto da Scuola Corsa a livello associativo. La Scuola Corsa è stato sostenuto dalla nostra istituzione all'unanimità, e a riconoscenza della qualità del suo lavoro è venuta di noi attraverso la contrattualizzazione anticipata in cui Stato. Dunque si mettono pianamente bene, e cercheremo di fare che la oggi appena di più in furia tutti i puntelli della nostra politica linguistica. È una premura maggiore di un Consiglio esecutivo e dell'Assemblea di Corsica, e penso che l'annata 2026 in cui questa stampiglia ci permetterà veramente di rinforzare la nostra andatura in questo dominio essenziale. Ringraziabi oggi Presidente do Rukawacho a Buda, di sicuro. Faccio un pezzo che non budemo mica, ci manca appena. Toutes ces prises d'actes, c'est bien, mais bon, perdimmo a mano. Alors, si dei pronti, qual è chi è contro, qual è con bode mica, astensione, qual è chi bode a pro, tutto il mondo dunque è adottato all'unanimità, a ringraziabi. Ecco. Allora, so 5 ore, ci abbiamo un piccolo dè, con un piccolo biscottello accanto, ci viene un'ora, che ne pensa? È un'ora. Bon, mica non dici, lascia, quando è so, la commissione a sedenate. Autorizzazione? Yeah. Allora, aspettate. No, non avete mica l'autorizzazione. Scusatemi, oggi, Presidente, con tutto il rispetto a Gadio Beboi, ma per avere un bugia di mica, per piacere, abbiamo Ubuntu. Dunque, abbiamo passato tutto e abbiamo attaccato. Ils ont 8 amendements examinés encore. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, abbiamo un pacchetto di cartolari finanziari e budgetari. Dunque, cioè reba 3 carchisia per impianzabi. Per il budgetto, il Consiglio esecutivo incaricato di presentarlo è qui, e se c'è un accordo dell'Assemblea possiamo iniziare i nostri lavori. Mandè il Consiglio. E qui devo correre, ma... Aspetta l'autorizzazione per allora, è ben venuto, che lui ne è sicuro, e poi può andare. Ti ringrazio, devo andare a cercare. Buon lavoro. Merci. E poi cerca di fare un sala affari, per piacere. Voglio a cercarlo. Per ora ne so amica di l'amendamento. Non ta serie c'è un ce 8 che sono stati analizzati. Allora, aspettiamo il consigliere che ci ha presentato i calcolari budgetari. On a dit qu'on commence par la D.
Allora, diamo un mandat a Santovani per piacere, Luigi Presidente, se vuoi devane. E gli lasciamo Brigura a Muriel Fagni, posto che voi ne avete già una. D'accordo, avete Brigura. Alors, vous avez la parole, monsieur le conseiller exécutif, pour présenter le budget ou alors les petits dossiers avant. L'ADM, oui, exactement. Allez. Merci, monsieur le président. Alors, je vous propose donc, comme premier rapport, l'ADM qui concerne le toilettage budgétaire des AP et AE. Vous le savez, c'est là aussi une EDM habituelle que l'on passe chaque année et qui souligne déjà le travail qu'on a entrepris depuis plusieurs années, de toilettage efficient, je crois, parce que je le rappelais lors du DOB, et on le verra tout à l'heure aussi rapidement dans le budget, on a une gestion des autorisations de programmes qui s'est largement améliorée, que ce soit en AP comme en AE. Donc cette année, nous avons procédé en deux étapes. La première étape a concerné, pour l'exercice 2025, à annuler des opérations les plus anciennes qui étaient affectées mais non engagées sur les millésimes 2018 et 2019. Puis, la deuxième étape a consisté à annuler les reliquats d'AP et d'AE portant sur des opérations terminées ou devenues caduques sur les autres millésimes. Ce qui nous emmène à toiletter cette année un montant total de 61 millions d'euros, 41 millions en AP et 19 millions en AE. Si on rentre un peu plus dans le détail de ce toilettage, pour les AP, c'est 41 millions. Ils se répartissent pour 28% d'entre elles sur le chapitre aménagement des territoires et habitat, 11 millions 732. Sur le chapitre services généraux, 25%, soit 10 millions 156. Et sur le chapitre action économique, 15%, un peu plus de 6 millions. Concernant le toilettage des AE, à peu près une vingtaine de millions, ils se répartissent pour 41% d'entre elles sur le secteur des services généraux et 11% concernent le secteur de la sécurité. Voilà pour ces opérations, comme je vous disais, annuelles, qui démontrent aussi aujourd'hui notre capacité à bien maîtriser
notre gestion des stocks. Je vous rappelle que l'on a des ratios de couverture de stocks extrêmement bons en AP. C'est à peu près 3 années entre le moment où on programme une opération et on la réalise. Et pour les autorisations d'engagement, on est sur 0,3, c'est-à-dire à peu près 3 mois. Donc, des niveaux de rotation extrêmement intéressants. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, il y a un avis de la Commission des finances. Qui est un avis favorable avec la non-participation des groupes Unsofiuno, Avancemo et Corre in Fronte. Ringrazia. Donc, j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Savi et son groupe. Et Unsofiuno. Qui est pour? Donc, le rapport est adopté. Et vous avez la parole pour le rapport suivant. Alors, est-ce que vous pouvez qu'on présente le budget, même s'il manque quelques ténors des groupes, ou est-ce qu'on passe les labos ou un certain nombre de dossiers Très bien, on fait comme ça. Annoncez le numéro et comme ça... Rapport numéro 354, celui qui concerne la reprise et constitution de dépréciation de créances de la collectivité de Corse. Bon, là aussi, c'est un rapport habituel. Les dépréciations de créances, elles ont pour objet de constater la potentielle irrécoverabilité totale ou partielle des titres de recettes. Donc, il y a un process qui consiste dans un premier temps à reprendre l'ensemble des dépréciations de l'année précédente pour un montant de 4 679 € et 4 679 € et dans un deuxième temps de constituer des dépréciations de créances pour l'ensemble des risques d'irrécouvrabilité identifiés pour un montant total de 3 992 000 €, globalement le même montant. Donc vous avez compris, on reprend les dépréciations en fin d'année et bien sûr on inscrit pour l'année à venir tous les risques concernant l'irrécovrabilité de créances nouvelles pour l'ensemble de l'année 2026. Très bien, merci. Il y a un avis de la Commission des finances. Oui, qui est un avis favorable avec la non-participation des groupes Unsofiuno, Avancemo et Corre in Fronte. Très bien, donc j'ouvre le débat. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? On ne voit pas. Donc, je vais mettre ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, le rapport est adopté. Je crois qu'on peut passer au rapport 353. Alors le rapport 353 dans la suite, cette fois-ci c'est l'admission en non-valeur des créances éteintes. On a vu que tout à l'heure on passait des provisions. Cette fois-ci on constate la non-valeur de certaines créances qui sont éteintes en fonction du motif d'irrécouvrabilité. Alors l'admission de non-valeur est demandée par le comptable lorsqu'il rapporte les éléments propres à démontrer que malgré toutes les diligences qu'il a été effectué, il ne peut pas en obtenir le recouvrement. Alors, ça ne veut pas dire que les créances ne sont plus valides juridiquement, mais elles sont éteintes du point de vue comptable. Vous avez ici le montant de l'ensemble des créances qui s'élève à 74 239 €. Merci. Avis de la Commission des finances. C'est un avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsofiuno, Avancemo et Corre in Fronte. Ringrazia. Demande d'intervention. Il n'y en a pas. Donc, je mets le rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour?
que le rapport est adopté. On peut passer au suivant. Le rapport 361, la constitution de provisions pour risque 2025. On constitue ces provisions lorsqu'il y a bien sûr un contentieux entre la collectivité de Corse et un tiers. Automatiquement, nous évaluons ce risque financier et on pratique une provision. Donc, vous avez ici les provisions réalisées pour l'année 2025 pour un montant qui s'élève à un montant de 150 000 € et une autorisation de constituer des provisions au budget supplémentaire pour un montant de 712 213. Merci. Avis de la Commission des finances. Alors, avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsofiuno, Avancem et Cor in Fronte. Ringraziabili. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Je mets le rapport au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. Donc le rapport suivant, dans le même état d'esprit. Le dernier rapport, le 360, dans le rapport précédent, nous avons constitué des provisions pour risque pour contentieux. Cette fois-ci, on fait une reprise de provisions concernant des contentieux qui se sont éteints. Donc vous avez l'ensemble des contentieux sous les yeux, et ce qui nous fait un montant total de reprise sur provision de 5 568 756 au titre du BP 2025, auquel s'ajoutent 252 085 au titre du budget supplémentaire 2025. Ecco. Merci. Avis de la Commission des finances. Déjà entendu. Alors, avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Unsofiuno, Avancem et Cor in Fronte. Ringraziabili. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Qui n'est mica. Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, sauf Avancem et Cor in Fronte. Qui est pour? Le rapport est adopté. Merci pour votre rapidité dans la présentation. Donc, en attendant les budgets, je pense qu'on peut passer au rapport sur les labos, puisque la conseillère exécutive est là. Donc, on commence par celui que vous voulez, vous nous dites. Alors, je vais faire une présentation générale. Et après, on passe 2 fois au vote, comme on fait d'habitude, Monsieur le Président. Mais je crois qu'il y en a un, le 367, c'est une reprise de provision. Pardon? Il y a le 367, c'est une reprise de provision. Je crois qu'il faut le présenter. Il y a une reprise de provision, 367. À part, Non, mais sur le labo, reprise de provision sur le... Sur les 2 labos, il y a 2 rapports de reprise de provision. 2 rapports de reprise de provision. Vous présentez tout en même temps? Alors, moi, je vais présenter les labos et après, on va voir sur les reprises de provision du... Mais c'est des reprises de provision qui concernent les labos. Hein. Oui. Très bien, comme vous voulez. Alors, sur les labos, on va aller assez vite sur la présentation. Je vais un peu m'attarder sur l'état d'avancement de la fusion, puisque je vous avais promis de revenir vers vous dire où ça en était. Donc, en dépenses, la subvention d'équilibre global augmente de 4% environ, du fait d'abord d'une augmentation importante de l'investissement lié au LIMS, qui est obligatoire, et une augmentation maîtrisée des charges de fonctionnement, puisqu'il y a une augmentation de la masse salariale continue à 1%, et ce qui représente dans le fonctionnement 3/4 des dépenses de fonctionnement. Des augmentations liées à l'évolution des coûts des charges générales avec l'achat de fournitures spécifiques et les prestations de services et les fluides. Les subventions d'équilibre de chaque laboratoire varient de façon différente puisque dans le Cismont, elle augmente de 7,5%. Et pour le poumon, c'est 2%. Cela s'explique par les activités différentes d'une part, mais aussi par le fait que le Cismont porte l'investissement du LIMS pour les 2 laboratoires. Sur l'état d'avancement de la fusion, il y a un rapport intermédiaire pour mémoire
un rapport intermédiaire d'état des lieux approfondi qui a été restitué en juillet 2025. Des propositions alternatives de scénarii de restructuration ont été formalisées en octobre 2025 et sont en cours d'approfondissement après arbitrage. Il est à noter à ce stade, et c'est très important, que quelle que soit l'option à retenir in fine, elle fera nécessairement l'objet d'un échange préalable avec les organisations syndicales des laboratoires. À titre liminaire, il n'est pas inutile de rappeler que parallèlement à ce travail de préfiguration qui avait été mis en place, puisque vous savez qu'il y a un préfigurateur qui avait été mis en place, des efforts de pilotage et de gestion conséquents des services des deux laboratoires qui ont permis d'abord, premièrement, d'enrayer la tendance haussière des budgets à compter de l'année 2023 et de stabiliser l'évolution de la subvention d'équilibre qui s'est trouvée largement impactée malgré une masse salariale maîtrisée par les investissements qui étaient nécessaires, tels que notamment la construction d'une salle d'autopsie en Chismont et la mise à niveau du système informatique des deux laboratoires. Et aussi d'améliorer la prévision budgétaire et les niveaux de consommation des crédits. Aussi, à l'aune de la réorganisation des services de la collectivité de Corse en mai dernier, si 2 établissements ont été maintenus du fait de leur agrément et accréditation respectifs, puisque chaque laboratoire a son propre SIRET, une direction adjointe unique, laboratoire territorial, a été créée en lieu et place des 2 précédemment. Donc le prédiagnostic a été restitué en juillet dernier. L'analyse des 2 structures confirme la réalisation de missions différentes, bien qu'ils sont tous les 2 issus de la lignée des laboratoires vétérinaires départementaux, avec 2 activités historiques principales, la santé vétérinaire et la sécurité alimentaire. Les différentes activités ont été classifiées selon qu'elles relèvent d'une mission de service public obligatoire ou pas. Et si elles n'en sont pas, si elles sont justifiées par les spécificités objectives du territoire. Il est aussi souligné qu'actuellement l'activité s'exerce sur 3 sites, Bastia et Corti pour le Chismont et Ajaccio pour le Piemonte. En Chismont, le laboratoire de Bastia, notamment construit il y a une vingtaine d'années, est encore tout à fait adapté à la taille des équipes et des activités du laboratoire Chismont tel qu'il existe aujourd'hui. L'ajout d'une salle d'autopsie en 2024 offre un service supplémentaire au territoire. En Piemonte, les locaux sont totalement obsolètes depuis de nombreuses années, puisque je crois que le premier rapport date de 2001. Et inadapté aux activités. Donc la nécessaire reconstruction d'un laboratoire impacte fortement les scénarios de restructuration. Pour finir, s'agissant de la masse salariale qui pèse lourdement sur le budget, soit plus de 80 agents environ, il convient de signaler un fort taux d'absentéisme au laboratoire pour monter. Les options des 4 scénarios ont été abordées en octobre. D'abord, il est rappelé qu'un laboratoire est un outil à la disposition des territoires au service des politiques d'aménagement et de développement territorial. C'est un maillon essentiel de l'agriculture et en particulier de l'élevage, mais aussi des politiques touristiques, qualité de baignade par exemple. Sa structure doit induire un fonctionnement souple et doit permettre la réactivité. L'audit des 2 laboratoires a démontré les capacités techniques des équipes, le caractère très obsolète du site Piemonte, la lourdeur d'un fonctionnement administratif. Les scénarios envisagés tiennent compte des personnels et de leur métier d'une part, et de l'impératif de maîtrise des coûts d'autre part. 4 scénarios ont été envisagés, donc, je vous le disais, à combiner entre eux, en tenant compte ou pas de l'option incluant le laboratoire de l'Office d'équipement hydraulique, qui serait à combiner le cas échéant. Alors, l'option 1, proximité et moindre coût. Il s'agit principalement de répartir les activités entre Chismont et Piemonte et de transférer celles relatives à l'eau-environnement à l'Office d'équipement hydraulique. L'activité est saisonnalisée et le dimensionnement des équipes est minimum et sur 2 sites uniquement, soit l'abandon du site de Corte et un site Piemonte à reconstruire. Option 2, redistribution, ce que l'AMO a appelé redistribution, c'est-à-dire les activités actuelles sont largement revues. Le laboratoire territorial ne réalise plus que des missions relatives à la santé animale. Les activités de prélèvement sont externalisées. Les missions alimentaires et eau sont transférées à des opérateurs de la CDC ou externalisées. L'option 3, c'est ce qu'on appelle le reparamétrage. Le périmètre des activités évolue peu, mais avec une réorganisation d'une même activité à chaque fois que possible sur un seul site. Chaque site, Chismont et Piemonte, devient spécialisé. L'administratif et les équipes de préleveurs sont mutualisés, y compris avec l'Office.
Un site en Poumonte doit être construit. Sous option, le site de Corti disparaît. Sous option 2, le site de Corti devient le site principal avec 2 antennes locales. Et l'option 4, développement. C'est un catalogue plus large. Comme pour l'option 3, toutes les activités sont maintenues et développées à condition d'investissements conséquents en plus de la reconstruction du laboratoire Poumonte. Donc pour conclure, les scénarios sont toujours en cours d'affinage. Ils nécessitent probablement d'être combinés entre eux. À ce stade, l'option 4 ne paraît pas envisageable à court terme. Le choix entre les différents scénarios dépend d'arbitrages politiques, desquels découleront le projet industriel, puis le modèle juridique et l'optimisation financière. La rationalisation des activités et le projet de fusion des laboratoires dans une version optimisée impactent nécessairement le laboratoire de l'Office, ce qui pose des questions statutaires nouvelles qui doivent être approfondies. Le préalable indispensable porte probablement sur le portage politique. Il ne s'agit pas que d'une question d'eau, mais d'une politique publique plus vaste de sécurité sanitaire, environnementale, au sein de laquelle se distinguent des sujets au environnement d'une part, qui reviendrait à confier à l'Office hydraulique les missions correspondantes et concentrer le laboratoire uniquement de la CDC sur celles relatives à la santé animale. Donc en fait, l'AMO a travaillé. À nous de discuter maintenant. D'abord, la première discussion va se faire avec les organisations syndicales au préalable. Et il y aura par la suite un arbitrage budgétaire, notamment en investissement au regard du bâtiment. Normalement, l'arbitrage sera terminé fin de premier trimestre 2026. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Donc, je commence Peugismonte. Donc, avis de la Commission des Finances. Avis favorable de la Commission des Finances avec la non-participation des groupes Unsofjuno ou Avancemo et Corps in Fronte. Alors, Peugismonte, est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention pour le Gismonte. Donc, je mets aux voix de 371 le budget du Gismonte. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Contre. Donc contre Oussof et Avancé. Qui ne participe pas? Rifond. Qui est pour? Très bien. Donc pour le Poumonte, avis de la Commission des Finances. Avis favorable de la Commission des Finances avec la non-participation des groupes Unsofjuno, Avancemo et Corps in Fronte. Intervention pour le Poumonte. Georges. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est une réponse groupée sur les 2 labos qui viennent d'être explicités. Brièvement, hélas, avec redondance, comme je le dis souvent, nous retenons concernant les labos qu'entre le CA 2018, année 1 de la collectivité unique et ce BP, les subventions d'équilibre cumulées des 2 labos ont maudit de 25%, passant de 4 millions d'euros en 2018 à 5 millions maintenant. Sur le labo de 2002A, on augmente de 2% prévisionnel de subventions d'équilibre avec 3,2 millions comme cela a été précisé. Sur les dépenses de fonctionnement qui augmentent globalement de 1,6%, on constate que les charges à caractère général qui avaient baissé de 15% en 2024, avant d'augmenter de 12,5% en 2025, augmentent encore pour cet exercice budgétaire de 12,9% pour atteindre 872 000 euros. C'est justifié en page 3 par l'augmentation de fournitures et les contrats différents de prestations de services. Les dépenses de personnel, quant à elles, ont pour une fois baissé de 0,75% et c'est à souligner. En 2B, la subvention d'équilibre est estimée à 1,9 million contre 1,8 l'an dernier, soit une augmentation de 7,5%. Les charges au 0,11 ont augmenté de 10% lorsque les dépenses au 0,12 ont baissé de 2,5%. Dans les 2 cas, on reste à des niveaux élevés. Alors, c'est vrai, chaque année, l'exécutif, comme pour l'emprunt général jusqu'à il y a peu, estime une hausse de subvention d'équilibre.
plus importante qu'elle le mérite et au compte financier unique se réjouit lorsque celle-ci est constatée inférieure à la prévision. Ce rapport aurait pu être l'occasion de revenir sur les travaux de fusion ou du moins de convergence entre les 3 labos, même si des choses ont été exprimées et ont été dites, mais de façon peut-être moins précise que ce que l'on était censé attendre depuis le temps. En commission des finances, pendant la présentation du rapport 347 sur l'actualisation du catalogue des tarifs des prestations des labos, Jean-François Grandon a indiqué qu'une AMO avait été lancée pour disposer d'une comptabilité analytique et d'une analyse des coûts de revient des prestations des labos en distinguant ce qui relève du domaine concurrentiel ou non. Cette AMO, il est vrai, s'inscrit dans la préfiguration de la fusion des labos. L'idée est de pouvoir définir, bien entendu, et nous sommes tout à fait en phase, une stratégie commerciale dans l'optique de baisser le niveau de la subvention d'équilibre qui sera versée après la fusion par rapport à ce qui est versé actuellement aux différentes structures. Nous vous disons donc que nous sommes intéressés par la chose et restons vigilants quant aux travaux de fusion et de laboratoire qui relèvent de la normalité. Je vous remercie. Henri Gradia, d'autres interventions? Non. Madame la conseillère exécutive. Merci, Monsieur le Président. Oui, on refait le même constat tous les ans. C'est bien pour ça qu'on a lancé l'AMO et qu'on avance sur la fusion des laboratoires, qui n'est pas une normalité, qui est un enjeu, la fusion des laboratoires, et qui ne se fait pas en 3 mois. Donc là, on a les scénarios, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au préalable, on discute avec les organisations syndicales. On va faire les arbitrages au premier trimestre 2026. On reviendra vers vous une fois que les arbitrages sont faits. Je vous remercie. Merci. Donc, je vais mettre aux voix ce rapport. Qui est contre? Donc, sauf et Ansem et Joséphin. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, le rapport est adopté. Merci, Madame la conseillère exécutive. Si vous en êtes d'accord, on peut passer le 367. C'est la reprise et constitution de dépréciation de créances du laboratoire d'analyse du Houbou-Monte. Vous avez la parole. Ringrazio, Monsieur Presidente. Alors que oui, c'est Houbou-Monte. Donc, comme précédemment, les dépréciations de créances ont pour objet de constater la potentielle irrécouvrabilité totale ou partielle de titres de recettes. Donc la même mécanique que je vous ai expliqué pour le budget général. Il s'agit dans un premier temps, en accord avec le payeur, de reprendre l'ensemble des dépréciations de créances pour un montant de 1879,28 € et dans un deuxième temps, de constituer les dépréciations de créances pour l'ensemble des risques d'irrécouvrabilité identifiés pour un montant total de 2538,98 €. Très bien. Avis de la Commission des finances. Alors, avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Sofiuno, Avancem et Corin Fronte. Est-ce qu'il y a d'intervention? Non. Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Joséphin, Avancem, Sofiuno. Qui est pour? Le rapport est adopté. On peut passer au 372. Reprise et constitution de dépréciation de créances du laboratoire du Houbou-Monte. Exactement, donc c'est la même chose. Ici, en accord avec le payeur, il est proposé tout d'abord de reprendre l'ensemble des dépréciations de créances pour un montant de 1572,71 € et dans la foulée de constituer les nouvelles dépréciations de créances pour l'année 2026 pour l'ensemble des risques d'irrécouvrabilité identifiés pour un montant de 2094,53 €. Merci. Avis de la Commission des finances. Sans surprise, c'est un avis favorable de la Commission des finances avec la non-participation des groupes Sofiuno, Avancem et Corin Fronte. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui
Qui est pour? Ringraziamo, rapport adopté. Alors, si vous êtes d'accord, on peut passer au 368. C'est l'admission en non-valeur et créance éteinte du laboratoire d'analyse du Boumont. Et donc, ces créances éteintes s'élèvent à un montant de 4 660,59 €. Et je vous propose de délibérer sur ce montant, Monsieur le Président. Ringraziamo, avvisi alla Commissione des Finances. Évidemment, de la Commission des Finances, favorable avec la non-participation des groupes Soffiuno, Avancemo et Corps in Fronte. Ringraziamo. Colleghi, chi vuole la parola? Nimo. Dunque, metto questo rapporto a vuoto. Qual è che è contro? Qual è che si astiene? Qual è che partecipa agli amici? Josefa Di nous. Qui est pour? Le rapport est adopté. On peut passer au 369, donc admission en non-valeur et qui ont été du laboratoire du Gismonte. Et pour le Paugismonti, donc, un montant de 829,80 € d'admission en non-valeur de créances éteintes. Merci. Merci. Avis de la Commission des Finances. Favorable avec la non-participation des groupes Soffiuno, Avancemo et Corps in Fronte. Peut-être. Ringraziamo. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas, donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Soffiuno, Corps in Fronte, Avancemo et Josefa. Qui est pour? Le rapport est adopté. Donc, nous allons attendre pour la présentation du budget général. Nous, on est d'accord. On recherche le rapport. Non, mais demande. Le rapport 362. Alors, rapport 362, plan d'aménagement forestier des forêts de Coticciava, Ospedale, Gau, Vuibobu, Sant'Antone, etc. Et la parola. Yes. Je vous présente ce rapport. Bon, la collectivité de Corse, propriétaire de 53 522 hectares de forêt avec 36 forêts, s'appuie sur les plans d'aménagement forestier 15-20 ans élaborés par l'ONF. Ces documents validés par l'Assemblée de Corse définissent ses objectifs de gestion durable, production du bois, accueil du public, pastoralisme, défense contre les incendies et s'alignent sur les schémas régionaux et nationaux. Engagée dans la certification PEFC 2023-2027 et la marque Lignum Corse, la collectivité de Corse doit maintenir ses plans à jour pour préserver la filière bois. 4 forêts, Ospedale, Sant'Antone, Chiavari et Fiumorbo, ont vu leurs plans expirer, tandis que ceux de Rospazur, Tarche arriveront à échéance d'ici 2025. Pour éviter toute interruption de gestion, l'ONF propose des arrêtés d'aménagement transitoires 2025-2030 pour les 6 forêts concernées. Ces dispositifs prolongent les orientations existantes en attendant leur révision complète. Ces aménagements transitoires, essentiels pour maintenir la certification PEFC, permettent de poursuivre la gestion durable en attendant les révisions de l'Assemblée de Corse est invitée à les valider avant leur signature par le préfet pour entrer en vigueur en 2026. Ringraziamo. Donc j'ai sicuramente un avviso della Commissione, la parola. Avis favorable de la Commission, non-participation du groupe Soffiuno, absence du groupe Avancem et de Madame Josefa Giacometti-Piri. Ringraziamo. Qui veut intervenir sur ce dossier? Nimo. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Unanimité. Ringraziamo. Donc je me tourne vers l'exécutif. Est-ce qu'on suspend? Je pense qu'on
On peut suspendre en attendant. À moins qu'Annelot veuille nous présenter un petit dossier. Alors, il y avait le dossier 375, qui est un dossier sur l'opération du programme di Cidade La Bintou. Se voi volete presentare la parola. Pardon, Président. Donc c'est un rapport important. Il s'agit d'un rapport sur la deuxième opération du programme Cidade La Bintou, qui concerne l'aménagement et la valorisation des parcours extérieurs et la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la commune de Corte et la collectivité de Corse. C'est en quelques mots un projet structurel important, un projet aussi qui s'inscrit dans notre politique patrimoniale, qui met en avant, bien entendu, un lieu emblématique de l'histoire de la Corse, qui est la citadelle, Cidade La Bintou, et qui va faire de ce lieu un lieu de rayonnement de notre patrimoine, au-delà de la ville de Corte, bien entendu. Donc, depuis 2019, par le programme Cidade La Bintou, notre institution souhaite faire de la citadelle de Corte un lieu emblématique du renouveau de la politique patrimoniale insulaire. L'opération de ce deuxième programme constitue un jalon opérationnel structurant dans la requalification globale du site. Elle intervient, je pense que vous l'avez tous vu, après l'achèvement de l'opération numéro 1, qui a été consacrée à la restauration du nid d'aigle, qui a été illuminé dans le cadre de l'anniversaire du tricentenaire de Pasquale Bauli. Et il conditionne désormais l'accessibilité, la lisibilité et le fonctionnement global du site. Sur le plan technique, cette opération répond à deux enjeux identifiés, donc des enjeux fonctionnels qui permettent d'une part l'amélioration de l'accueil du public, bien entendu, la sécurité des cheminements et la lisibilité des accès aux équipements existants que sont le musée de la Corse, les usagers de la Casane Padoue, puisque vous savez que nous accueillons dans la Casane Padoue un certain nombre d'institutions, dont bien entendu le FRAC Corsica, que je vous invite à visiter, l'université et l'office du tourisme et bien entendu des associations. Donc d'autres enjeux, des enjeux patrimoniaux, par un traitement sobre et irréversible des sols, des seuils, des interfaces avec les maçonneries anciennes, respectueuses de l'identité militaire du site classé, et des enjeux, vous le verrez, paysagers et environnementaux importants, avec une intervention mesurée sur les sols, sur les terrassements qui seront limités, et sur la valorisation des paysages et la biodiversité insulaire. Donc le parvis est ainsi requalifié comme un véritable espace de seuil. Vous visualisez un petit peu le musée et l'espace du musée entre la Casane Padoue et le musée. Donc il y aura un traitement architectural pour valoriser le stationnement qui est aujourd'hui assez laid et pour le traiter architecturalement. Il y aura également la reprise des remparts, de la guérite d'accueil qui sera intégrée et bien sûr la mise en accessibilité PMR qui va garantir à la fois le confort et l'usage. Les jardins de la citadelle sur la partie haute du site vont venir compléter cette séance d'accueil et proposer un espace paysager à forte valeur pédagogique, scientifique mais également culturelle. Donc l'opération numéro 2 consiste ainsi en un investissement indispensable à la valorisation des équipements publics qui sont déjà financés et à la montée en puissance, bien entendu, de la citadelle, Cidade, comme pour nous un élément, et pour l'ensemble des Corses, je présume, de centralité culturelle du centre corse, n'est-ce pas, Madame l'adjointe à la ville de Pontelecce, Morosaille, puisque c'est important aussi pour vous. La réalisation des jardins traduit concrètement l'engagement de la collectivité en faveur de la transition écologique. Monsieur le Président de l'Office de l'environnement est ici présent, de la préservation de la biodiversité et surtout, pour nous et pour vous aussi, je suppose, de la valorisation des paysages insulaires.
Donc, par son exigence architecturale, paysagère, environnementale, cette opération incarne vraiment et pleinement la vision de notre collectivité, à savoir un projet qui conjugue la mémoire, mais aussi la création, mais aussi l'innovation, la transmission au service d'un territoire et de ceux qui vivent à l'année, au-delà de ceux qui viennent nous faire le plaisir de le visiter. Donc, les bénéficiaires de ce projet sont bien entendu les usagers, les visiteurs de la Cittadella di Gorti, les habitants de cet espace, les scolaires, les étudiants et bien entendu, effectivement, les touristes. Les équipements culturels, éducatifs et scientifiques implantés sur ce site seront ouverts à tous. La commune de Corti, bien entendu, et les acteurs économiques du territoire, Centugo, Siga, Cherkati. Donc les acteurs institutionnels et les partenaires culturels et environnementaux, bien entendu. Donc l'impact budgétaire est le suivant. Le coût prévisionnel des travaux s'élève à plus d'1 million d'euros. L'opération bénéficie d'un cofinancement de l'État au titre du PEI à la hauteur de 63%, limitant ainsi l'effort financier net de la collectivité de Corse à 37% du coût total. Ce niveau de cofinancement génère en effet un levier particulièrement favorable puisque chaque euro investi par la collectivité de Corse mobilisant près de 2 euros de financement externe avec un impact donc maîtrisé sur notre capacité d'autofinancement. Voilà en quelques mots l'essentiel de ce projet, Monsieur le Président. Merci. Donc, il y a l'avis de la Commission. Merci, Monsieur le Président. La Commission a émis un avis favorable avec une non-participation des groupes Unsofuno et Corinne Front et absence des groupes Alta Strada et Avanzem. Arrigradiabi. Arrigradiabi. Donc, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Cathy. Merci. Surtout pour saluer le travail qui est effectué, surtout pour nos territoires ruraux, simplement dans ce domaine, parce qu'on sait que les musées constituent un point d'ancrage du dispositif culturel. Il est important pour les jeunes, grâce aussi aux chemins de fer qui permettent une meilleure accessibilité, il faut le souligner, de pouvoir bénéficier de ces infrastructures. Merci. D'autres interventions? Filippo. Ringrazio Presidente. Giusto per principiare voleria comunque salutare la memoria dell'amico Antoine Ferracci che a suo progetto Gideni assai e mi ricordo all'epoca non era Micheletto ma era ricevuto perché eravamo presenti per portare la Sogi e mi ricordo di sua energia da Ivesa di suo progetto e di piazza di la Sogi n'entra au progetto Cittadella 21. Già voleria parlare di risultati a prima parte perché francamente io conosco la Cittadella e come i cortinesi la conoscono è vero che l'abbiamo conosciuto in più cattivo stato e fa veramente piacere di vedere il lavoro che è stato fatto, è magnifico, da lontano e da vicino. E penso che di un progetto importante che ci vuole continuare e a continuare così. Di un progetto strutturante ma per Corti e al di là di Corti, perché infatti è stata detta di un progetto strutturante di noi per il centro e ciò che ci vuole dire di noi è che è un progetto strutturante per Corti, il centro, ma di noi per il patrimonio. E ciò che è interessante in questo progetto, con la presenza dell'università, con la presenza di La Sogi, con la presenza di Barretti partenari, è che questo progetto mischia il lato patrimoniale e di memoria, ma di noi l'uso odinco e di noi ciò che si può fare in della bene. Dunque, ci va assai piacere e qui parlo da cortinese, bella sicura, ma mica solo, parlo di noi da eletto di Agorsica perché le muetta, Romain mi ha posto la questione innanzi, Romain Colonna, dimmi, non c'erano mica che i cortinesi che potevano parlare nella città della Igorti, è vero, perché chi Corti è di tutti e a capitale di tutti. Ecco, a ringraziare. A ringraziati. Piergiong. Due parole per completare ciò che ha detto Pedranto. Io sono felice di questo progetto perché
a fare una cosa, i corsi e i cortinesi sono più cullati in questo luogo di poi 1840. Chi c'era Agostino si sponde? C'era un pubetto vertiere i corti che si chiama Castellacce. Era un luogo dove i soldati francesi erano appena in pericolo, si facevano sfirzare nelle piccole strade e l'armata ha preso la decisione di lampallo e di fare che la gente farghino nelle piazze. E dunque, con questo progetto, abbiamo reimparato questo luogo, perché ci entravamo ma di maniera appena, come si dice, senza autorizzazione quando eravamo giovani. E ora abbiamo conosciuto questo luogo che è veramente magnifico e quello da visitarlo è una serie di mica, come si dice, serie di contenti e felici di vederlo. A ringraziarvi. Nostra intervenzione, Cati andava alla piatto, No, per questo. io vorrei domandare ai gurtinesi se l'orso è sempre guassù, se è per tutto. No, c'è una tia storia, l'orso un corto, ci manca un suello sta. A ringraziarvi. Nostra umane. No, mamma così era. Hier, ringraziare vostre parole, ringraziare a Mme Agognette, à M. Philippe et au docteur Jonga. Queste parole, je pense qu'en quelques mots et en conclusion, on a parlé ce matin d'idéologie et c'est vraiment l'incarnation et la mise en œuvre d'une idéologie qui se transforme en projet de société, ça c'est important. Et au-delà de la réflexion patrimoniale, culturelle et mémorielle, cette réflexion et ce travail sont aussi, et c'est extrêmement important aussi, puisqu'on va parler de budget tout à l'heure, adossés à un travail de recherche, de cofinancement, donc la boucle est bouclée. Merci à tous. A ringraziarvi, donc je mets au voix ce dossier. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Le dossier est adopté. Donc on suspend le temps que la commission finisse et qu'on reprenne pour le budget général. A ringraziarvi. A dopo.
Bien, alors, quelques informations. Donc, à la suite de la commission qui s'est tenue dans l'après-midi, sous l'autorité de la présidente de la CDNAT, donc il y a plusieurs amendements qui ont été sous-amendés, voire sous-amendés. Donc, les services sont en train de mettre au propre tout cela et réglementairement, on doit vous renvoyer les versions finales. Donc, comme il y en a encore pour un moment, nous allons débuter la présentation du budget, si vous en êtes d'accord. Il vaut mieux. Bien. Et ensuite, on s'organisera en conséquence. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième, je me permets de le rappeler, la convocation à cette session couvre 2 journées. 2 journées. Vous êtes légalement, d'accord, convoqués pour 2 jours. Demain matin, il y a effectivement l'analyse des dossiers des rapports concessions ports et aéroports, où il y a de nombreux déports. Il n'en demeure pas moins que ceux qui n'ont pas à se déporter, parce qu'ils n'appartiennent pas au conseil d'administration installé lundi prochain ou pour d'autres raisons, eh bien, les autres doivent rester. Demain matin, ils sont convoqués. Voilà, moi je n'en dis pas plus. Maintenant, chacun prend ses responsabilités et réfléchit à la façon dont il veut fonctionner. Bien. Donc, maintenant, ceci étant dit, je vais passer la parole au président de l'ADEC qui doit nous présenter le budget. A ringraziarvi, signora Presidente. Alors, je vous propose ce budget primitif 2026, ne pas repartir dans les débats qui étaient les nôtres le mois dernier sur les orientations budgétaires, mais néanmoins vous rappeler 2 points essentiels qui ont été abordés longuement lors de ce débat. Premier point, bien sûr, on est obligé de le répéter, c'est la situation de contraintes fortes dans lesquelles on a préparé ce budget, un État français en crise économique et financière. Au moment où on se parle, il n'y a toujours pas de budget voté en France, vous le savez, et on se dirige peut-être même vers une loi spéciale pour pouvoir exécuter le budget d'ici le début de l'année prochaine. Ce niveau de contrainte, bien sûr, il impacte l'ensemble des collectivités territoriales et donc la collectivité de Corse. Le deuxième point important, c'est que face à ce climat d'incertitude et d'instabilité, nous avons, et je vous le disais lors du débat précédent, construit ce budget avec 2 grands choix politiques forts, qui sont aussi des obligations. Premier choix, c'est celui qui consiste à affirmer que nous avons voulu rester dans une zone d'acceptabilité budgétaire, préserver les grands équilibres, sécuriser au mieux la trajectoire budgétaire. Et en même temps, dire aussi, parce qu'on est face à une réalité dont on parle tous ici, qui nous concerne, qui concerne beaucoup de collectivités, et il ne s'agit pas pour nous d'être dans un déni de réalité. On connaît cette difficulté, on sait qu'on a une trajectoire budgétaire qui se dégrade, et j'ai entendu des commentateurs dire que c'était une injonction contradictoire que d'affirmer qu'on était dans cette trajectoire de dégradation et qu'en même temps, cette trajectoire était maîtrisée. Moi, je ne pense pas que ce soit une injonction contradictoire. Je crois que c'est un choix politique de gestion. C'est important. On fait le choix de maîtriser une trajectoire dont on voit bien qu'elle est difficile pour nous. Mais on considère aussi qu'on n'avait pas d'autre choix, ou du moins que l'autre choix qui s'offre à nous, et je reprends les propos parce que je les partage de Paul-Félix Bénédette sur l'analyse, l'autre choix qui s'offre à nous, il est simple, il est celui de l'austérité, de se dire que pour revenir dans une vertu budgétaire, pour aller vers le bon élève de la classe, il suffirait pour nous de réduire massivement notre investissement.
on en a parlé longuement ce matin et pendant la session sur l'aide aux communes. Si on a 315 millions prévus dans ce budget, on descend à 285 millions, on a réglé définitivement la question de la vertu budgétaire. On a réglé définitivement la question de l'emprunt. On passerait sous les 100 millions d'emprunts, on aurait des ratios qui d'un coup deviendraient extrêmement vertueux et on pourrait considérer que les problèmes sont derrière nous. Mais on ne fait pas ce choix-là. On ne le fait pas. En responsabilité, nous, on fait le choix inverse, qui consiste à dire on va maintenir notre investissement, on va préserver nos politiques publiques, y compris en assumant cette dégradation, tout en la maîtrisant, dont je vous rappelle que dans la projection qui a été présentée lors du DOB, en 2028, fin 2028, c'est-à-dire que 3 ans vont s'écouler, on aura des ratios qui resteront acceptables. 8 ans, un ratio de 8 ans de désendettement, 12,5 d'épargne brute, pourcentage de l'épargne brute. Donc c'est ce choix-là que nous faisons et que nous maintenons aujourd'hui parce que, au-delà, et ça a été dit aussi ce matin, au-delà de ces choix budgétaires, au-delà des indicateurs, il y a la réalité concrète. Et la réalité concrète, c'est qu'on a besoin d'investir dans ce pays. On a besoin de maintenir des investissements sur les infrastructures, on a besoin de continuer à soutenir les territoires, on a besoin de continuer à aider les communes pour qu'elles investissent aussi et qu'elles produisent aussi de l'appui à nos entreprises, à l'économie, et ça a été dit aussi, aux petites entreprises. Et c'est le deuxième volet, la deuxième obligation. Première obligation, on sait, mais on accepte une dégradation en maintenant les équilibres. Deuxième obligation, on ne renonce pas, je l'ai aussi dit lors du dernier débat, on ne renonce pas aux grands objectifs stratégiques de la mandature. On en a aussi parlé, c'est ce que j'ai qualifié moi de l'investissement, les 2 niveaux d'investissement. L'investissement dans l'humain, le social, la formation, la culture, la langue corse, la jeunesse, là-dessus, on ne va pas renoncer. Et en 2026, on a aussi identifié des priorités sur lesquelles on veut mettre un accent particulier. La politique sociale, dans une Corse qui se paupérise, dans une Corse qui se précarise, dans une Corse qui vieillit, on a l'obligation de maintenir ce niveau de politique sociale. Et là aussi, c'est un choix qu'on confirme et qu'on affirme à chaque session. La langue corse, j'en parlais aussi tout à l'heure, le pilier de notre identité collective, on a fait le choix d'augmenter les crédits, notamment pour développer de manière forte une politique d'éducation immersive. Le développement économique et les flux aériens, l'accessibilité hors saison, on sait bien que c'est un levier, les flux aériens, qui permettrait cette accessibilité hors saison et permettre la désaisonnalisation du tourisme. Et enfin, les investissements, et notamment les aides aux communes, on en a... Voilà les 2 grandes obligations qui vont se traduire maintenant par les chiffres que je vais vous présenter dans le BP 2026. Alors, sur les grands équilibres, un budget prévisionnel à 2,33 milliards, en augmentation de 2%. En réalité, en dépenses et recettes réelles, 1,525 milliard. 1,145 milliard en fonctionnement, 380 millions en investissement. Des dépenses de fonctionnement qui, facialement, de BP à BP, augmentent de 3%. La réalité, c'est que, en y intégrant, et nous l'avons fait maintenant, au moment où je vous parle, la DCT, rappelez-vous, lors du débat sur les orientations budgétaires, je vous ai dit que par prudence, nous n'avions pas intégré la DCT dans nos prévisions. Cette fois-ci, entre-temps, il y a eu et des débats à l'Assemblée et des débats au Sénat, avec des votes portés notamment par nos parlementaires favorables sur les 60 millions aussi bien de DCT, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat. Et il y a eu un courrier d'engagement du gouvernement, cette fois-ci à hauteur de 50 millions. Nous avons fait le choix, parce qu'on considère qu'aujourd'hui le pouvoir en France,
il est tout autant à l'Assemblée qu'au gouvernement. Nous avons fait le choix de maintenir les 60 millions aussi parce que ça correspond aux réels besoins. Et que si demain nous n'avions pas 60 millions, effectivement, ça poserait un problème budgétaire. À ce stade, nous faisons le pari de la volonté là aussi et nous inscrivons les 60 millions. Mécaniquement, c'est 10 millions de plus que l'année dernière et ça fait monter d'1% l'augmentation. Donc en réalité, c'est 2% de BP à BP. Si on compare, parce qu'on a les éléments de l'exécuté 2025, on est sur à peu près un peu plus d'1% d'augmentation qui correspond à notre volonté de maîtrise du fonctionnement, des charges de fonctionnement. Je vous l'ai dit, il faut qu'on tangente toujours autour de 1%, en tout cas en deçà de l'inflation. Les dépenses d'investissement, je vous le disais, 380 millions, 65 millions qui correspondent au remboursement du capital de l'emprunt. À ces 65 millions, si on ajoute les 32 millions d'intérêts, on est à 97 millions de remboursement annuel capital plus intérêt de nos emprunts. Ça reste acceptable. Là aussi, il faut qu'on s'entende, parce que on entend dire, on est au-delà du milliard, le milliard de dettes. Moi, je le réaffirme. Là aussi, il faut répéter. Il faut le répéter. Qu'on ait 1,168 milliard de dettes aujourd'hui, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Il faut le dire aux Corses. La question, c'est notre capacité à rembourser cette dette. Et aujourd'hui, notre capacité à rembourser, elle est de 7 années. Elle est largement en deçà de la zone d'alerte. Et de la même façon, dans notre projection qui vous a été présentée au DOB, elle sera de 8 années à la fin 2028. Donc là, il n'y a pas quand même, je crois qu'il faut être honnête, il n'y a pas un sujet qui doit être anxiogène en soi. Ce qu'il faut regarder, c'est la trajectoire. Et où je vous rejoins, c'est la question de la trajectoire. Comment on peut inverser cette courbe? Mais moi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On ne va pas faire le choix de réduire l'investissement pour financer, pour diminuer notre emprunt. Ce n'est pas notre choix. Aujourd'hui, globalement, vous le savez, 1 euro d'emprunt, ça veut dire 3 euros d'investissement, et c'est important qu'on maîtrise, on continue cette trajectoire. Et puis je suis allé plus loin, moi. On me dit, ça ne sert à rien. J'entendais, pour le citer, le député Chico nous dire, oui, les comparaisons qui sont faites par l'exécutif, ils se comparent à des régions qui sont en grande difficulté. Il faudrait se comparer à des régions, il citait l'Île-de-France ou la région Aura, qui effectivement, sur la période de 2000 à 2025, 6 années, ont vu en moyenne leur niveau d'emprunt augmenter autour de 1% par an. Nous, ce n'est pas le cas, c'est 5 ans. Mais la moyenne des régions, c'est important. Ce qui est important, c'est de se comparer à une moyenne. La moyenne des régions, c'est 3%. C'est 3%. Nous, 5%. Donc on est au-delà de la moyenne. Si on regarde dans le détail, l'Occitanie, sur la même période, c'est 4,9% d'augmentation. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 5,7% d'augmentation. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est 7,5% d'augmentation annuelle. Le Centre-Val de Loire, c'est 8,5% d'augmentation annuelle. Et la Normandie, c'est 12% d'augmentation annuelle. Donc on n'est pas quand même les plus mauvais de la classe, si on regarde et si on veut bien s'évaluer par rapport aux autres. Et en plus, si on ajoute la réalité de notre collectivité, qui à la fois a les compétences des régions françaises, mais qui en plus, vous le savez tous, a les compétences des départements. Et si on regarde la progression de l'endettement sur la même période 2020-2025 des départements, elle est de 7,5% par an. Donc la moyenne de la strate régionale et départementale, ça nous donne une progression d'endettement de 5%, identique à celle de la collectivité de Corse. Donc moi, j'essaye, y compris par ces éléments d'évaluation, d'expliquer à cette Assemblée et d'expliquer aux Corses que la question de l'emprunt, on peut l'agiter comme un totem en expliquant qu'il y a une dérive de la collectivité de Corse. Mais elle ne tient pas rapportée aux chiffres, rapportée aux faits. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une fuite en avant. Il faut le maîtriser, c'est un sujet.
pour l'instant, il est parfaitement maîtrisé. Sur la répartition des dépenses de fonctionnement, on a choisi 2 orientations. D'abord, la première orientation, c'est la maîtrise des charges. On le dit souvent, il y a un effort permanent continu à faire. On ne peut pas s'agir que d'agir sur les recettes, il faut aussi parfaitement maîtriser nos charges. Et on a fait ce travail ces dernières années, on l'a fait ce travail, on peut toujours faire mieux. Mais on l'a fait ce travail. Aujourd'hui, l'année dernière c'était 1,4, cette année ce sera autour d'1%. Et je vais vous prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est le 0,12, c'est le personnel. On a aussi beaucoup entendu des choses là-dessus, y compris sur la dérive des coûts de personnel, sur le clientélisme de la majorité territoriale, ou supposé clientélisme. La réalité, les chiffres aussi, elles vous la donnent. Vous savez qu'on a moins d'agents aujourd'hui, en 2025, 31-12-2025, qu'en 2018. Il y a moins d'agents à la collectivité en 2025 qu'en 2018. Ça, c'est la réalité des chiffres. C'est la réalité des chiffres. Par rapport à l'année dernière, nous avons plus de 40 agents en moins. Alors, est-ce qu'on peut s'en réjouir ou pas? Moi, je pense qu'il y a un travail qui a été fait, puissant, parce qu'il ne faut pas regarder que la réduction, il faut regarder les conditions, l'efficience du service, les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Globalement, je pense qu'on est dans une bonne trajectoire. Et les chiffres, ils nous le démontrent. Ils nous le démontrent. Deuxième point, c'est celui aussi qui est souvent invoqué, parce que quand on parle des agents de la collectivité, j'entends aussi dire régulièrement, oui, mais il y a ces chiffres-là, mais à côté de ça, vous ne parlez pas des agences et des offices qui, eux, seraient dans des augmentations budgétaires importantes. Ce n'est pas vrai. Si on regarde, en tout cas, la participation de la collectivité de Corse aux agences et offices, elle n'a pas évolué ces 2 dernières années, autour de 65 millions d'euros, hors Office des Transports, bien sûr, parce qu'il supporte la DCT. Donc là aussi, on a un travail mené en commun avec les conseillers exécutifs et les directrices et directeurs et l'encadrement des agents et des agences et offices pour rationaliser et optimiser les missions. Mais ça va au-delà. Vous avez vu ces derniers jours, vous l'avez entendu, on a eu un questionnement avec le président du parc naturel régional de la Corse, notre ami Jacques Costa, sur le financement, la participation au financement de la collectivité de Corse au parc. On a eu une discussion, un parc qui est extrêmement bien géré, et donc à qui on a demandé, et qui a donc quelques réserves, à qui on a demandé un effort. On a discuté parce qu'au début il y avait un malentendu, et puis on a trouvé le chemin de la raison et le chemin partagé de l'effort, qui démontre qu'aujourd'hui on est, y compris avec ce qui est appelé les satellites, dans une discussion, dans un rapport à la bonne gestion qui permet aussi à la collectivité de Corse de rationaliser ses interventions. Donc, une politique de maîtrise des coûts évidente sur une structure de dépenses de fonctionnement qui est extrêmement rigide. Hein, je vous en ai parlé, le social, notamment, qui augmente tous les ans et qui est extrêmement rigide en termes de possibilités et de rationalisation. Le deuxième point, c'est, je vous en parlais tout à l'heure, la volonté de maintenir un haut niveau de politique publique. Et en 2026, je vous disais, nous avons voulu prioriser l'action sociale, plus 3%, 3,5% exactement, plus 8 millions par rapport à 2024. Ça traduit aussi une réalité, hein, la nécessité de continuer à soutenir nos politiques en faveur des personnes âgées, du handicap, de la jeunesse, des personnes en grande difficulté, les politiques d'insertion, les politiques en faveur de l'enfance. Tout ça, aujourd'hui, nécessite 8 millions de participation en plus. 248 millions d'euros sont prévus, rien que pour les politiques sociales, en 2026. La culture, plus 1 million, choix politique majeur aussi, d'émancipation individuelle et collective,
Nous faisons les arbitrages là où les autres baissent, vous le savez tous et toutes. Nous maintenons et même nous augmentons d'1 million à la fois sur le fonctionnement et à la fois sur l'investissement, sur l'aide à l'audiovisuel. La langue, on en a parlé tout à l'heure, c'est 1 million d'euros supplémentaires sur la politique de soutien aux écoles immersives. Et avec une convention saluée avec l'Académie et notamment avec le recteur de Corse. L'économie, je vous en ai parlé, les flux aériens, nécessité, volonté de désaisonnaliser, levier puissant d'accessibilité, 5 millions d'euros seront rajoutés, en tout cas prévus au budget 2026. Et enfin, le fonds foncier, nous en parlions ce matin, la préservation des terres agricoles, tout le travail qui a été fait lors du PADUC aujourd'hui de préservation à travers les ESA doit se traduire maintenant par la mise en production, d'où la nécessité d'armer un fonds foncier pour pouvoir acquérir des terres et les mettre à disposition des agriculteurs. Et pour finir, la politique, on en a largement parlé, de soutien aux territoires, et notamment aux communes et aux intercommunalités. Voilà pour nos dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est des recettes, 1,304 milliard, une légère hausse, là aussi, de 2%, mais de la même façon, si on neutralise les 10 millions supplémentaires de la DCT, puisqu'on les a en recettes et en dépenses, on n'est qu'à 1% d'augmentation. Donc vous voyez bien, là aussi, on arrive à maîtriser nos dépenses au niveau d'1%, mais on a des recettes qui n'augmentent qu'1%. Il faut bien que, et vous le savez, que vous compreniez néanmoins que entre 2020 et 2023, nous avions des niveaux d'augmentation des recettes qui étaient au-delà de 3%, quand les dépenses étaient 2 à 2,5%. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Sur ces recettes, on peut noter une constante d'ailleurs depuis ces dernières années. Les recettes, elles n'augmentent pas par les dotations de l'État. Au contraire, elles sont augmentation de 0,2%. Elles augmentent par la fiscalité. Malgré les difficultés, c'est encore la fiscalité qui arrive à porter nos recettes. 801 millions d'euros de fiscalité, entre fiscalité directe et indirecte. Mais le président le rappelait ce matin, malgré le peu de marge de manœuvre, sur ces 801 millions, sur ces à peu près 20 millions d'augmentation de recettes fiscales, 5 millions, c'est l'augmentation que nous avons, nous, choisie. Là, on a pouvoir de taux sur les cartes grises, même si elle a pu être discutée et peu appréciée, nous avions besoin de mobiliser cette recette. 7 millions, ce sont les DMTO. Il y a un rebond sur les DMTO. Le marché de l'immobilier reprend, je l'espère de manière vertueuse par l'accession des résidences principales, mais c'est aussi une recette prévisionnelle supplémentaire. Et enfin, c'est les taxes de transport aussi qui évoluent un petit peu. Troisième point, les recettes sectorielles. Elles diminuent. Que sont les recettes sectorielles? C'est à peu près 114 millions. C'est essentiellement, pratiquement pour 75%, les recettes des compensations sociales versées par l'État. Et là aussi, on voit qu'elles diminuent. Je vous ai dit tout à l'heure, notre politique sociale, elle augmente de 3,5%. Et nos recettes sociales, elles diminuent de 3,5%. Le gap, en réalité, c'est 8%. C'est 8% le gap. Et quand vous voyez ça, vous comprenez pourquoi, en France, les départements sont à la rupture. Parce que ça, c'est une compétence des départements. Les départements, ils sont à la rupture parce qu'ils subissent ce que nous subissons. Et on l'a dit ce matin, je crois que c'est le président qui le rappelait ce matin, nous avons servi d'amortisseur. Nous avons intégré, nous, le budget de la collectivité de Corse, cette difficulté, cet effet ciseau que connaissent les départements français. Voilà pour ce qui était des recettes et dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est de l'investissement, sur les dépenses, je vous l'ai dit, 380 millions, 65 millions, c'est le remboursement du capital d'emprunt, 315 millions de dépenses sectorielles, avec deux grands pans de force équivalente ou de poids équivalent, 50% tous les deux. On en a parlé toute la journée, l'aide aux tiers, de manière générale, le soutien aux politiques d'équipement. C'est un choix politique majeur, unique. Il n'y a que la collectivité de Corse qui a fait ce choix politique. Il est assumé et nous le maintenons.
près un peu plus de 150 millions par an. Un peu plus de 150 millions par an sur l'aménagement du territoire et l'aide aux communes. Donc, on en a parlé, c'est 60 millions par an. 60 millions par an vers les communes, et ce sera le cas en 2026. 60 millions au service des communes, bien entendu, mais je le rappelle, de l'économie et de l'emploi des territoires. De la même façon, une chose que l'on ne dit pas assez, toujours au soutien de l'économie, l'action économique aujourd'hui, dans nos politiques d'investissement et dans le soutien aux tiers, donc le soutien aux entreprises, c'est 40 millions d'euros par an. 40 millions d'euros par an. L'ADEC, l'ATC, l'ODARC. En subvention, je vous parle de subvention, à ces 40 millions s'ajoutent les dispositifs et les outils financiers, c'est 20 millions de plus. Pour notre économie, pour nos TPE, pour nos PME et pour l'emploi donc. La politique de gestion de l'eau, 12,5 millions en faveur de l'office hydraulique, vous le savez tous, le plan qui a été voté en 2003, 240 millions d'investissements, 15 millions de mètres cubes de stockage supplémentaires à l'horizon 2035. Là aussi, un effort considérable qui n'a jamais été fait dans les années 2000, de 2000 à 2020. Combien de millions de stockage supplémentaires? 0. Nous, à l'horizon 2035, il y aura 15 millions. Et dans la programmation, il y en aura 15 autres d'ici 2045. Donc il y a un effort significatif. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien, on ne peut pas dire qu'on ne porte pas une politique volontariste dans le domaine. 12,5 vers l'office hydraulique, auxquels vont s'ajouter, bien sûr, les fonds PTIC, ce qui fera plus de 20 millions d'investissements par an. À ces 20 millions s'ajoutent 5 millions d'euros qui sont alloués aux communes à travers le dispositif de cofinancement de la Convention Agence de l'eau. C'est 20 millions en tout, là aussi, disponibles envers les communes pour financer le rattrapage et les politiques d'eau et d'assainissement. Enfin, le dernier point sur l'aide aux équipements et aux territoires, la sécurité et secours, on l'a dit, là aussi, assumer une volonté, on en parle aussi souvent, je crois, c'est les présidents des CIS qui en parlent mieux que moi. Il y a des choix politiques forts aujourd'hui, c'est-à-dire notamment le choix de maintenir des casernes dans le rural. Moi, le président Vagny en a parlé tout à l'heure en citant Antisanti. Mais des Antisanti, depuis que nous y sommes, il y en a eu combien? Moi, j'ai fait l'inauguration, j'ai eu la chance, c'était la première fois, de faire l'inauguration de la rénovation, de la construction de Pianotelli, de la caserne de Pianotelli. C'est remarquable, mais ça a un coût, c'est 11 millions, c'est un choix assumé, et là-dessus, on ne cède pas, on ne recule pas, malgré les difficultés, on maintient les budgets. 50%, je vous le disais, donc, de soutien aux équipements et aux territoires, 50% d'investissement en maîtrise d'ouvrage, collectivité de Corse. Sur ces 50%, ça fait à peu près un peu plus de 150 millions. 2 tiers, c'est la politique de transport. À peu près cette année, 102 millions, et vous le savez, on en a parlé, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Dans la PPI qui a été présentée par le conseiller exécutif, c'est un scénario qui existe, mais c'est le scénario insuffisant. Il y a un scénario intermédiaire, médian, à 115 millions, et c'est ce qui serait tout juste acceptable, en vérité, par rapport aux besoins. On a inscrit 102 millions. À l'époque, je vous avais dit, on a fait le choix de ne pas intégrer le PTIC. À ce stade, c'est toujours le choix qui prédomine, sauf que nos propositions, je pense à Josefa Giacometti, nos propositions exigeantes avec l'État, à l'État, fait que le curseur a bougé. Et c'est tant mieux. Ça prouve aussi que dans la discussion, dans l'affirmation, on arrive à obtenir, y compris des résultats, même s'ils sont toujours insuffisants. Rappelez-vous, nous, sur le PTIC, on a une ligne. Le structurant et la pluriannualité. L'État nous a longtemps répondu le projet et l'annualité. Sur ces domaines-là, sur le domaine des transports, on a gagné une partie,
puisqu'ils ont accepté la vision que l'on porte. Et aujourd'hui, on signera un contrat de projet d'ici la fin de l'année, même si ces fonds ne sont pas créés au BP, il y aura un réajustement au BS pour pouvoir monter au bon niveau. Et à la fois sur les routes et à la fois sur l'eau, nous avons été entendus. Donc on s'inscrit bien dans des programmes pluriannuels sur une vision qui est portée, thématique, deux grandes thématiques de la collectivité de Corse, les infrastructures routières et la politique de l'eau. C'est un point de départ, c'est une avancée, mais elle est importante, et en espérant que, et sur l'agriculture, et sur les EPLE, dès 2006, nous aurons le même résultat. Donc, 2/3 de l'investissement, le reste étant de l'investissement nécessaire sur les politiques d'enseignement, de formation professionnelle, de culture, de jeunesse et de sport pour à peu près 30 millions. Sur les recettes d'investissement, 220 millions de recettes, auxquelles vont s'ajouter les 160 millions d'épargne reportés. Sur les 220 millions, il y en a bien sûr 115 millions qui relèvent de l'emprunt que nous devrons contracter, et 105 millions, à peu près 82 millions de recettes sectorielles et 23 millions de FCTVA. Sur les recettes sectorielles, elles sont en augmentation de 10% quand même, par rapport à la dernière, ce qui prouve notre capacité à aller chercher du financement et du cofinancement. Ça doit continuer à être un effort fort de notre collectivité, mais il y a une progression notable. Sur trois chapitres importants sur ces recettes sectorielles, les transports, ça représente plus de 40 millions sur les 82 millions, 41 millions, donc 50%. On cofinance nos investissements dans les transports. Les fonds européens, 17 millions de recettes. Et là aussi, ça balaye les inquiétudes, j'espère, puisque dans cette Assemblée, à plusieurs reprises, il a été fait état d'inquiétudes sur la capacité de notre collectivité, en tout cas de la majorité, de mobiliser notamment le FEDER et le FSE. Nous, on a toujours répondu de manière très posée et stratégique sur ce sujet-là. C'est qu'on était dans une vision de planification, de stratégie et de planification. Nous avions conscience qu'il devait y avoir un départ difficile parce qu'il fallait clôturer le PO précédent et qu'on avait l'avantage d'avoir pu mobiliser des fonds supplémentaires FEDER REACT-EU. C'est ce que nous avons fait. Il y avait un problème d'engagement au démarrage. Je vous donne un chiffre, 3% de programmation en mars, c'est ce qui nous avait été présenté et cité. Au moment où je vous parle, 42% de programmation, donc c'est une progression significative. Nous avons reçu le comité de suivi des fonds européens la semaine dernière, donc les commissaires des DG régiaux social, je crois, et emploi, et agri, pardon, et emploi, et qui ont signé l'effort de la collectivité, qui ont compris aussi que notre stratégie, et bien sûr, qui nous ont signalé qu'il ne fallait pas se relâcher parce qu'après 2025, il y aurait 2026, mais ce n'est pas notre habitude et ce n'est pas, là encore une fois, la planification qui a été élaborée, ce qui veut dire concrètement qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de dégagement d'office. Voilà, s'il y a eu des inquiétudes, eh bien, on veut vous rassurer, il n'y aura pas de dégagement d'office à la fin de l'année. On sera en deçà des 20 millions, ou peut-être on atteindra les 20 millions de consommés, le dégagement d'office se situant à 16 millions. Vous voyez bien que ce que nous avions dit, nous l'avons fait. Donc, le troisième et dernier chapitre de recettes, l'action économique, là aussi, 12 millions de recettes, et c'est important de le dire, parce qu'on est sur une logique d'optimisation, de retour de fonds, que l'on fait mieux que ce que l'on faisait avant, il faut le dire. Peut-être parce qu'il y avait une exigence d'aller chercher de la recette. C'est un travail qu'on a mené avec les services de la collectivité, Madame la DGA, et ceux de l'ADEC. Je crois que c'est un travail d'engagement qui porte ses fruits. Vous le savez, la collectivité de Corse, via l'ADEC, investit dans des outils financiers dont je vous parlais tout à l'heure, qui servent le financement de l'entreprise. Et il y a une période d'investissement, une période de désinvestissement, puis une période de retour de fonds. On est vraiment dans une mécanique vertueuse. Et cette période de retour de fonds, aujourd'hui, elle va prévoir un montant de 12 millions de recettes
en 2026 qu'on pourra, bien sûr, si on le souhaite, réinvestir au profit à nouveau de l'économie. Voilà pour les dépenses d'investissement. Vous dire, pour clôturer ce rapport, la programmation financière, des choses habituelles, puisqu'on en a parlé tout à l'heure dans un rapport précédent, la question des stocks, des autorisations de programme. Donc là, je vous le précisais dans le rapport précédent, on est un bon élève, on est à des ratios de couverture en AP de 3 ans et en AE de 0,3 d'un trimestre, pratiquement par an, donc c'est extrêmement positif. Cette année, en AP, on va ouvrir 331 millions, plus 3% par rapport à 2025, mais qui s'explique justement par une ouverture plus importante de fonds européens, puisqu'on consomme bien. Eh bien, on va appeler plus de recettes, et c'est intéressant, et par une ouverture supplémentaire de crédits pour l'enseignement, la formation, la culture et la jeunesse et les sports. On ne peut que s'en réjouir lorsqu'on programme en faveur di a nostra gioventù. En conclusion, d'abord, un BP qui est fidèle aux orientations budgétaires. On est dans la poursuite, mais on est complètement fidèle à ce que nous avions annoncé le mois précédent. Un budget à la fois de vérité et de volonté. De vérité, c'est parce qu'on nie pas notre réalité. On connaît nos difficultés, on connaît la ligne de crête. Mais malgré tout, on maintient le cap et le chemin parce que l'on sait que le rebond va venir. On sait que le rebond va venir. Le rebond, il est là en 2026 avec le processus d'autonomie. Nous, on croit fermement que l'autonomie, y compris en 2026, elle est à portée de main, que le processus il est à portée de main. Alors, vous pouvez être dubitatif, mais nous, on a en tout cas le devoir d'y croire et de tout faire pour y arriver. Au-delà, il y a la nécessité du rebond par la mobilisation du PTIC, par l'obtention d'une DCT conforme aux besoins de la Corse, 60 millions, pérennisés, indexés sur la progression de TVA. C'est des choses qu'on doit pouvoir atteindre dans les mois et les années à venir. Donc vérité et volonté aussi d'agir, d'être toujours aux côtés des Corses et des besoins des Corses. Et vous rappelez enfin, et c'est important, moi je veux le souligner, on a voté, en tout cas on a débattu des orientations budgétaires en novembre, on vous présente un budget en décembre, ça aussi ça traduit une volonté d'amélioration, c'est une volonté aussi de coller à la réalité, y compris des besoins des Corses et des acteurs, des entreprises, des communes et des intercommunalités, pour qu'on soit plus adapté, leur apporter des réponses plus efficaces et plus adaptées. Moi, je veux signaler le travail important, engageant des services, Madame la DGA, je vois Mathieu Ferracci aussi, parce que ça a été un travail d'adaptation à ce rythme et à ce cycle budgétaire qui a été pour nous, bien sûr, aussi important et, je ne vous cache pas, parfois un peu difficile. Et nous y sommes arrivés et vraiment, je veux saluer le travail de nos services. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, abbiamo parecchi cartolari, rapporti, non abbiamo mica leggi tutto, c'è di sicuro un rapporto di commissione di finanze, di fiscalità. La commission des finances a émis un avis favorable sur le rapport avec la non-participation des groupes Sofiono, Avancem et Corin Fronte. A ringraziarvi, quindi primo c'è stato un avviso dell'Assemblea di gioventù, ecco. Allora, chi di riservata, non mica contro, ecco. Dunque, qui l'avete ricevuto e dopo c'è Zezek che ha preso atto di UBP. Ecco, Zezek è lungo, Dunque, io l'ho letto, le dite. Ecco, qual è chi vuole la parola? Paul Félix Benedetti. Oh, je vais être court parce que c'est ma 4e redite.
Je vous ai fait un intérim de 6 ans de vacances. Mais alors, la sincérité du budget, c'est une évidence. Vous en félicitez, mais je n'en doute pas. Sinon, vous ne seriez pas là demain. Donc, la réalité d'une conjoncture, oui. La réalité de la non-appréciation de l'évolution de la conjoncture, en tout cas en 4 ans. Moi, je dis oui. Il y a aujourd'hui une réalité, c'est que on a un système de fonctionnement qui est routinier, que vous n'avez pas bousculé, ni durant les 6 premières années où je n'étais pas là, et ni durant les 4 années où j'étais là, où je vous ai titillé, mais peut-être pas assez, ou en tout cas, je n'avais pas assez de longues aiguilles. Ce qui fait qu'on est confronté aujourd'hui à cet examen préalable de l'exécution d'une année courante à venir, qui sera dans la monotonie des années antérieures. Et il y a de moins en moins de possibilités de changer la donne, sauf à changer de routine et donc changer de registre, et là je vous l'accorde, à changer de statut et à changer de perspective. Mais pour le moment, la réalité économique, c'est qu'on a un investissement à 360 millions d'euros, mais qui est atténué par les 65 millions d'euros de remboursement de capital annuel de la dette. On a un investissement, en gros, je vous le dis de tête, mais c'est 1,150 milliard d'euros, le réel, les transferts et les opérations d'ordre, je vous en fais grâce. Ça veut dire que on a la réalité finale, c'est le rôle d'un établissement public, bien entendu, c'est sa gestion en fonctionnement. On gère les services fondamentaux, entre autres toute l'action sociale qui nous a été transférée. On gère les établissements scolaires principaux. On gère un patrimoine et des fonctions qui sont fortes, et on a donc une consommation courante qui est exactement d'1 milliard. Parce que l'excédent disponible, ce sont les 160 millions d'euros qui arrivent en bas de tableau. Et lorsqu'on leur retranche les 65 millions d'euros du capital de la dette, il reste en investissement disponible 94 millions d'euros. Je vous le dis de tête, parce que c'est des chiffres qui m'ont marqué, c'est la première fois où la collectivité de Corse, en tout cas depuis que je connais les budgets de la collectivité de Corse, c'est-à-dire depuis 2010, elle passe sous les 100 millions d'euros. On était à 100 millions d'euros quand on était collectivité unique. C'était un autre temps, c'était une autre époque, c'était d'autres musiques. Mais ça veut dire qu'on a une conjoncture mondiale qui nous a rattrapés très vite. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la structure financière et que l'on met en perspective nos 160 millions d'euros et notre endettement réel à venir, on voit que la marge de manœuvre, elle va nous amener, même si vous avez l'objectivité dans les documents, en tout cas du document d'orientation budgétaire, de projeter 2028, si on a un emprunt courant annuel entre 115 et 125 millions d'euros, sachant que les taux d'intérêt ne sont pas à la déflation, ils se sont légèrement stabilisés, mais ils sont encore très hauts, en tout cas très hauts pour des emprunts à long terme dont ont besoin les collectivités. Ça veut dire que on va arriver très vite à une impasse. Cette année, vous avez quand même eu 2 embellis.
qui vous ont réduit l'emprunt de 10 millions d'euros. La première, vous avez augmenté les taxes de droits de mutation d'1,5%. Vous les avez budgétés à plus 7 millions d'euros en prévisionnel. Mais ce n'est pas tant que la spéculation redémarre. C'est plutôt qu'on a augmenté les taxations. Et ensuite, vous avez augmenté les cartes grises. Et là, on a aussi plus 4 millions d'euros prévisionnels. On verra si les prédictions sont valables. Mais c'est autant d'euros qui sont venus favorablement contrer une logique inflationniste des dépenses et qui permettent, alors que je pensais que vous auriez un emprunt qui tangenterait les 125 millions d'euros, de le cantonner au chiffre de 115. Et aussi, vous avez rajouté une prédiction. J'y crois moins, mais je voudrais y croire. C'est que vous avez rajouté 5 millions d'euros sur la taxe sur les transports en espérant que les achats de flux généreront ces 5 millions d'euros supplémentaires. Ce qui fait donc qu'on a 15 millions d'euros de recettes qui sont exceptionnelles. C'est-à-dire que l'an prochain, on ne pourra pas augmenter tout le temps. Les flux de passagers, si une fois qu'on a fait l'achat de flux, on a stabilisé la destination avec les 250 000 bord à bord en plus envisagés, ben, l'année d'après, il n'y aura pas 500 000 en plus par rapport à l'année N-2. Donc on est dans une logique qui tend vers le déséquilibre. Donc la stabilité des dépenses en fonctionnement courant, c'est une bonne chose, mais dans la perspective où on se dirige, à savoir ce manque de recettes et cette stagnation au mieux des dépenses, elle nous amène à l'impasse. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un effort qui soit encore plus conséquent sur les dépenses de fonctionnement. Il y a des dépenses qui sont très difficiles à contraindre, entre autres toutes les dépenses du secteur social, et on le sait, elles sont en deçà de ce que la réalité du tissu social corse devrait conduire à financer. Il y a énormément d'endroits qui ne se manifestent pas et qui font qu'on est seulement à 250 millions d'euros de dépenses sur le volet social, alors qu'une région de strate équivalente serait à 500 millions d'euros. Ce sont les chiffres de l'IGAS, ce n'est pas les miens. Ils ont même dit qu'on était en deçà de ce ratio de 1 pour 2 en déséquilibre. Donc tout ça pour dire que la situation n'est pas bonne. Alors, est-ce qu'on peut reprocher à l'équipe du moment d'avoir la pleine et entière responsabilité d'une trajectoire qui est mondiale? Cette trajectoire où il y a, entre autres pour ce qui concerne la France, parce que certains de vos voisins européens ne sont pas dans le même cas. Ils progressent et ils stabilisent. La France, elle régresse, et la Corse accrochée à la France, elle est en train de se noyer avec une vitesse un peu plus lente parce qu'elle a un peu plus de résilience, mais avec un destin tout aussi funeste. Donc, moi, je dirais le reproche que je vous fais, c'est de ne pas avoir été innovant dans la durée. Il est sûr qu'à l'échelle d'une année, il est dur de bousculer un équilibre. Mais je déplore que les emprunts à 115 millions d'euros, dans la réalité, non pas de la comptabilité publique, mais de la comptabilité d'épiciers, de chefs de famille, c'est 115 millions d'euros qui servent essentiellement à payer les 97 millions d'euros que coûte annuellement la dette. 65 millions d'euros de capital et 32 millions d'euros d'intérêt. Vous allez me dire, en comptabilité, ça ne marche pas comme ça en comptabilité publique. Mais dans la vie de tous les jours, si vous étiez à gérer votre portefeuille du ménage, vous l'intégreriez. Et ça vous alerterait de dire à la fin, il ne reste pas grand-chose. Donc, la logique de l'engagement des dépenses au même montant, c'est un choix politique. C'est un choix politique qui peut être considéré comme courageux, car elle oblige à faire des contorsions budgétaires très fortes, très très fortes. L'emprunt, il vient pour équilibrer ce manque. Aujourd'hui, l'emprunt, il est à plus d'un tiers sur le budget d'investissement réel.
Le budget d'investissement réel aujourd'hui, il est de 300 millions d'euros et il y a 115 millions d'euros d'emprunt, 94 millions d'euros de transfert de notre section d'investissement, donc des économies réelles faites sur le budget de fonctionnement. De mémoire, 85 millions d'euros de subventions et 22 millions de FCTVA. Même la maquette des subventions, elle n'est pas bonne. On voit que dans le cadre d'un partenariat avec l'État, la maquette de nos financements sous maîtrise d'ouvrage, elle nous impose une charge très forte. Le PTIC est le grand absent des compléments de financement stratégiques sous maîtrise propre de la collectivité territoriale. Moi, je dois le déplorer. Est-ce qu'on a manqué de pertinence dans la négociation? Est-ce qu'on est victime d'un affront permanent de l'État qui refuse le partenariat? On ne peut pas avoir un État qui, à un moment donné, nous vend une logique d'autonomie et de partenariat au plus haut niveau, et d'un autre côté, une logique arbitraire qui écarte une grande partie des financements publics en partenariat binaire sur des projets stratégiques. L'esprit du PEI à 70%, il n'a jamais existé. On l'a payé hier et on le paye encore plus aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que les logiques, elles sont dans des rapports de force, mais aussi dans un travail construit qui est basé sur un respect réciproque de tous les partenaires. Donc moi, je ne vais pas vous accabler plus que de besoin. Je connais la réalité. Je pense qu'en 4 ans, j'aurais pris des décisions différentes. J'aurais peut-être pris plus de risques, j'aurais peut-être échoué. Mais s'il n'y a pas de prise de risque en matière de stratégie, en matière de négociation, on vit dans la routine. Et aujourd'hui, la routine, elle est asphyxiante. Donc moi, je souhaite que sur, en tout cas, les 2 années qu'on va passer ensemble, qu'on réfléchisse à une stratégie de reprise en main des négociations, entre autres sur la partie investissement, qu'on recentre sur des projets stratégiques, qu'on ait des emprunts qui soient des emprunts adossés à du structurant, alors que là, on est sur des emprunts qui sont adossés à un besoin de continuité routinière. Je ne le conçois pas. J'admets que ce soit quelque chose qui soit inéluctable au vu des chiffres que le budget nous fait subir, mais j'estime que les personnes qui ont eu la chance d'être aux manettes aussi longtemps, elles auraient dû avoir soit à un moment donné le droit de dire stop, on arrête. On ne peut pas rester sur ce déséquilibre du système de fonctionnement. On se satisfait aujourd'hui d'avoir eu 60 millions d'euros, une nouvelle fois de manière exceptionnelle, de valorisation de la continuité territoriale, qui est gelée depuis bientôt 2 décennies, à 187 millions d'euros. Tout ça pour vous dire que je pense que dans votre action modérée, que vous pensiez pragmatique, vous êtes arrivé sur une logique qui est presque une logique d'impasse. Donc moi je souhaite, entre autres pour ce qui concerne la famille nationaliste, qu'on retrouve le sens de l'intérêt commun, de la lutte collective, non pas pour imposer des choses indues, mais pour qu'il y ait le respect de la Corse, le respect du besoin des Corses à tous les niveaux, à tous les étages et dans toutes les strates de la société, car le compte n'y est pas. On nous a trompés, on nous a vendu un PEI qui nous a endettés collectivement, on nous a imposé une cote de part à plus de 50% sur un projet qui a fini quasiment à 2 milliards, et tout ceci se retrouve dans les emprunts. Lorsque l'on aide des collectivités, ce matin, tout à l'heure, j'ai plaidé pour augmenter les taux de subvention, parce que les collectivités n'ont plus aucun partenaire autre que la collectivité territoriale. Il y a un désengagement flagrant de l'État. Et il nous appartient peut-être à financer moins, mais à financer très bien. Je crois que vous l'avez compris. Je vous ai demandé un rééquilibrage.
entre autres sur les dotations à titre onéreux qui doivent être versées aux communes. J'espère que vous prendrez l'engagement que vous réfléchirez à une répartition équitable, car la Corse elle a besoin de règles et elle a besoin que le soleil brille de la même manière, quel que soit le côté de la montagne où on se trouve. Vous aimez bien Cismonte et Pumonte, mais de temps en temps, il y a un côté qui a le bon soleil, de temps en temps, c'est un autre côté, comme si nous tournions nous-mêmes autour du soleil. Ce n'est pas la réalité. Donc, je vous invite à travailler collectivement à la construction, non pas d'un budget, mais d'un projet politique qui fait défaut, qui aurait dû être la matrice d'un engagement de 10 ans. Et moi, je vous invite à forcer le destin, à rompre avec cette monotonie de gestion et à savoir renverser la table. Par contre, malgré ce côté, cette empathie qui me traverse, je voterai quand même contre ce budget. Allora, altre domande di parola. Georges Mela. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, c'est notre 6e débat budgétaire en 10 mois. Le DOB, puis le BP 2025, le compte financier unique 2024, le BS 2025, le DOB 2026 en novembre et maintenant le BP 2026. Et pourtant, vos arguments sont les mêmes, tout comme les remarques que je me permettrai à nouveau de formuler. Je crois que vous voulez nous avoir à l'usure. Votre courte introduction commence par les réitérations de la demande d'un nouveau pacte budgétaire et fiscal pour conjurer le sous-dimensionnement des recettes que l'on connaît déjà, afin que la collectivité de Corse ait les moyens des politiques et les contraintes de mettre en place par la loi et de celles qu'elle veut mener en propre correspondant à la fois à ses engagements et à ses idéaux politiques, mais souvent sans avoir les moyens de les mettre en place. Mais malgré cela, vous résumez votre budget qui dépasse le 1,5 milliard d'euros comme étant bon, 315 millions d'investissements qui stagnent sur les 3 années futures, 115 millions d'emprunts qui augmentent pour arriver jusqu'à 135, une maîtrise du fonctionnement, une baisse des effectifs, sans oublier la poursuite de la mobilisation des recettes. Vous le considérez comme étant bon dans ce contexte, je vous laisse la paternité de ce jugement de valeur. J'ai bien entendu la position des services en commission qui ont relayé votre volonté de présenter le budget avant la fin de l'année pour une meilleure visibilité et lecture financière. Pourtant, j'ai tendance à penser l'exact contraire, et je vais vous dire pourquoi. Je m'interroge sur l'intérêt de voter un BP en décembre alors que l'on n'a pas le projet de loi de finances. À moins que cela ne soit une tactique et vous permette après coup de dire que les décisions parlementaires ont affecté l'équilibre budgétaire. Le DILICO d'abord, qui dans sa version initiale touche désormais la Corse. Le fameux dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités qui impose un effort pour freiner la dette publique selon des mobilités complexes qui pour l'instant restent indéfinies. De plus, le Sénat a amendé pour exonérer les communes, mais pas les EPCI, qui au niveau national devront contribuer à hauteur de 250 millions d'euros en fonction d'un indice en deçà duquel il y aura exonération. La collectivité de Corse, qui est à la fois département et région, devra dans ces strates contribuer à hauteur de 220 millions, et vous l'avez précisé. Le texte, certes, a été voté au Sénat lundi, et la CMP, si elle est conclusive, ne proposera un texte au vote que le 23 décembre, dans le meilleur des cas, voire à la rentrée. Donc vous le voyez bien, pour le moment, les effets qui seront produits par le DILICO en Corse ne sont malheureusement pas encore connus. D'autant plus
que la publication de la circulaire d'Illico 2026 n'interviendra qu'après la promulgation de la loi de finances et déclinera le dispositif parlementaire in fine retenu. Même chose pour la dotation de continuité territoriale, et vous avez fait illusion. Le BP part sur l'hypothèse que l'amendement adopté par le Sénat à 60 millions, comme prévu en page 15, ne bougera pas. Or, le rapporteur Husson et la ministre ont déjà annoncé qu'ils feront tomber la majoration à 50 millions. Vous n'avez pas manqué, et je vous l'accorde, de préciser la catastrophe que s'avérerait à ce moment-là pour notre budget. J'en viens à la mobilisation du PTIC et les fonds européens qui, eux, sont à notre disposition depuis plusieurs années, je l'ai dit lors du débat d'orientation budgétaire. Autant sur l'un que sur l'autre, je dirais nous avons été passifs. Et nous nous réveillons, et vous vous réveillez un peu tardivement. Je le disais lors du débat d'orientation budgétaire, vous avez fait de la mobilisation du PTIC une question essentiellement politique, et je le regrette, insistant pour avoir droit de regard et de veto sur la part réservée au bloc communal. Tout comme vous vous êtes offusqué du financement du centre de tri de valorisation de Monte sur le quota PTIC. Mais l'esprit de responsabilité qui aurait dû vous animer et nous animer tous, au-delà des prises de position et déclarations qui sont les vôtres, vous conduire à faire passer les dossiers au lieu de les bouder. Nous sommes exsangues à tous les échelons institutionnels avec une raréfaction croissante des recettes. Et vous nous expliquez que les conditions de mobilisation du plan n'étaient pas conformes à vos préceptes idéologiques. Vous êtes revenus à de meilleurs sentiments, et tant mieux, puisque vous avez cet été transmis à Monsieur le Préfet une série d'opérations pour lesquelles vous sollicitez le PTIC pour un montant total demandé de 80 millions d'euros. À ce sujet, avez-vous un retour depuis les propositions formulées? Sur les fonds européens, le rapport admet qu'on est passé de 3 à 42% en 10 mois, entre janvier et novembre, et que le seuil de dégagement d'office, qui était de 16 millions, sera atteint, voire dépassé avant la fin du mois. Mais à donner ces détails, vous vous trahissez quelque peu. Lorsque notre collègue Charles Vogel-Match vous interrogeait en mars dernier sur ce sujet, le risque était donc bien fondé. Là aussi, tant mieux, vous revenez à la raison. En termes de recettes, comme chaque année, le budget 2026 n'est pas catastrophique. Le CESEC, d'ailleurs, le relève dans son avis, et c'est plus l'utilisation de ces recettes qui nous pose problème. En effet, sur la fraction de TVA, page 12, où là encore, le PLF est mis en cause alors que rien n'est acté, et pour lesquels la collectivité de Corse s'estime lésée, il est prévu 257 millions en 2026 contre 257 800 000 en 2025. Vous enregistrez, je vous rappelle, que nous avions voté contre une augmentation de la carte grise, plus 4 millions d'euros, et donc plus 22%. La fiscalité, vous en avez parlé tout à l'heure, elle atteint un niveau record et elle dépasse légèrement les 800 millions d'euros, plus 3,1%, même s'il faut être prudent sur l'argumentation estimée à 7 millions des DMTO dans le contexte morose que nous connaissons tous. Mais je vous le répète, le plus inquiétant, c'est bien le fonctionnement et la dette qui dégradent tous les ratios. Depuis 3 ans, on consomme l'intégralité de l'emprunt d'équilibre qui augmente chaque année, alors que, souvenez-vous précédemment, OBS, vous nous aviez précisé qu'au nom de la vertu, vous n'aviez pas tout consommé, ce qui était la réalité. Aujourd'hui, tout y passe. L'emprunt augmente, la dette aussi, le fonctionnement prétendument jugulé aussi, alors que l'investissement stagne, et je l'ai précisé tout à l'heure. Facialement, oui, l'investissement augmente, passant de 376 millions à 379. Mais en réalité, il baisse de 0,3%. C'est vrai que ça n'est pas grand-chose. Une fois décompté l'annuité de remboursement du capital de la dette, et Paul Félix le disait tout à l'heure. D'ailleurs, l'explication en commission nous permet de comprendre pourquoi, en remboursant plus de capital en 2026, 65 millions contre 61, on rembourse autant d'intérêts
32 millions. Les dépenses de fonctionnement, oui, elles augmentent de 3%. Le ratio reste à 25% d'investissement pour 75% de fonctionnement. Pour 1 euro investi, je le dis souvent, la collectivité de Corse en dépense 3 pour fonctionner. L'épargne brute baisse de 4 millions d'euros. On note, et je vous l'accorde, une baisse des effectifs, même si on reste autour des 4300 agents maison mère. Alors qu'au BP 2024, on enregistrait plus 47 agents, au BP 2025, moins 20, on devrait en 2026 avoir une baisse de 48 agents au total. J'ouvre une parenthèse sur le rapport social unique, le RSU pour 2024, passé en commission permanente mercredi, dans lequel on peut lire que la pyramide des âges fait apparaître que 53% des agents ont plus de 50 ans et que le volume de départ devrait être important dans les 10 années. En 2024, on a enregistré 119 départs définitifs, dont 85 départs à la retraite. Un mot sur le poids de l'absentéisme, et vous en avez fait état puisque celui-ci est enfin reconnu dans le RSU pour mieux justifier le recours aux contractuels dont nous avons parlé une fois en commission des finances. Un taux d'absentéisme de 13,6% et une moyenne de 50 jours d'absence par an et par agent, dont 89% pour des raisons médicales. Entre 2020, pourtant année Covid, et 2024, l'absentéisme médical a progressé de 23%. La flambée du 0,12 commence par là, et vous le savez comme moi. Le rapport fait état aussi d'une progression de la dette de 50 millions, soit 4,5%. Aux 1,169 milliard auquel vous avez fait allusion tout à l'heure du 31 décembre annoncé dans le rapport, il convient d'ajouter les 115 millions d'emprunts prévus pour cet exercice et de retrancher ce dont je parlais tout à l'heure, les 65 millions d'euros de capital remboursé sur l'exercice 2026, ce qui ferait en réalité 1 219 millions d'euros. Tous les ans, l'encours progresse entre 50 et 60 millions d'euros. Le CESEC rappelle d'ailleurs dans son avis, et c'est important, que la dette en 2018 était de 776 millions d'euros. En 2018, comme je me suis permis de vous l'indiquer à plusieurs reprises, à vous seul, en l'espace de 7 ans, vous avez généré 400 millions d'euros de dette. C'est cette dérive que l'on pointe à chaque fois du doigt, avec un montant d'investissement constant. Vous voyez que l'endettement n'est pas un héritage du passé. De la même façon, la capacité de les endettements se dégrade. On est à 7,31 années pour 2026. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et les seuils d'alerte devraient être atteints en 2028. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il faut répéter les choses. Ben, je vais m'appliquer votre méthode, puisque je l'avais précisé. Et j'ai une pensée pour notre ami Jean Biancucci, si vous vous rappelez de ce que j'avais dit à ce sujet, qui, lors d'un budget présenté par Ange Santini, fustigeait une dette à 300 millions d'euros, après de multiples investissements tels que Bocconiano, le pont du Vecchio, le pont d'Abra, etc., et une capacité de désendettement qui était à 2,7 années, en considérant que nous étions à l'époque dans le rouge. La situation n'a rien de comparable, elle est bien pire. Et Paul Félix le disait tout à l'heure dans son intervention. Alors on peut recouper aussi l'ensemble des garanties d'emprunt, qui deviennent un luxe dans ces conditions. On a eu le tableau dans le passage sur la dette, comme l'avait demandé notre collègue Jean-Michel Savelli, lors de la commission des finances sur le DOB. On note 463 emprunts garantis par la collectivité de Corse pour un montant initial de 285 millions d'euros et 229 millions de capital restant dû. Sur ce total, les opérations OPH représentent 138 millions d'euros de capital initial, soit 48%, et 117 millions de capital restant dû, soit 51%. Vous le voyez bien. Il nous faut impérativement nous recentrer sur notre rôle d'investisseur. La collectivité doit être motrice
avec une véritable stratégie. Paul Félix le disait tout à l'heure. En page 33, on constate que les subventions d'investissement restent plus importantes. Vous en avez fait allusion dans votre présentation, 49 contre 51% en 2025, que les investissements sous maîtrise d'ouvrage, 48% contre 45% en 2025. Même s'il y a un regain de ces derniers et un équilibrage entre les deux, c'est bien là qu'il faut concentrer nos efforts. Et je vous rejoins sur l'analyse qui a été la vôtre lors de votre présentation. Le tableau, page 34, vous donne une vision des variations en investissement et en fonctionnement par chapitre. Vous vous êtes exprimé sur les hausses. Moi, je vais le faire sur les baisses. Les baisses les plus notables en investissement, malgré les efforts qui ont été faits, vous vous êtes permis de les rappeler, les casernes, etc. Et malheureusement, elles sont sur la sécurité, le chapitre sécurité, moins 27%. Et sur la santé, moins 22%. Aussi, je vous invite à regarder de plus près certaines dépenses d'investissement cruciales par le plus grand nombre. Vous avez parlé de la politique de l'eau. Oui, comme l'an dernier, malheureusement, on reste sur la base de 12,5 millions en investissement, et ça apparaît à la page 57, alors qu'un sursaut était attendu à ce niveau, et qu'on est loin des 20 millions annuels prévus lors du vote d'Aqua Nostra en 2020. Les déchets, c'est la même chose. Rien de notable, 970 000 € sans détail, 750 000 en investissement et 220 000 € en fonctionnement. La collectivité de Corse n'a malheureusement pas réalisé d'investissement majeur, alors même qu'elle est désormais dotée d'un plan que cette Assemblée a voté en juillet 2024, soit depuis 18 mois. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, pour ne pas décevoir notre ami le président de la Commission des Finances, notre collègue Louis Pozzo-di-Borgo. Les investissements dans les infrastructures de transport. On reste autour des 100 millions d'euros, vous l'avez dit tout à l'heure, avec un rééquilibrage interne au profit de la voirie départementale qui bénéficie de 5 millions de plus cette année, faisant baisser mécaniquement les moyens mis sur les routes territoriales, le rail, les ports et aéroports. Alors, juste une boutade pour finir sur les transports et en guise de conclusion. Dans le DOB, vous disiez qu'il fallait, je cite, valoriser le grand port de Bastia dans la chaîne intermodale. Lorsque l'on sait que l'on n'a pas avancé et que le grand port de Bastia n'est pas prêt de voir le jour, je mesure le fossé qui sépare la prise de décision des réalisés sur le terrain. Ce n'est pas parce que l'on a phosphoré en 2019 sur le nom ou la localisation qu'on avance. Cet exemple est révélateur. Mais le grand port de Bastia, celui dont toute la Corse a besoin, on ne l'a à ce jour, malheureusement, ni voté, ni financé, ni élaboré. Alors Monsieur le Président, je vais me permettre un chambrage à cette fin d'année. Ce n'est malheureusement pas au cours de celle-ci que vous serez le Seigneur des Anneaux. Je vous remercie. Oui. Donc, Georges a parlé 16 minutes. Avec une très belle chute. Je vous ai bien compris, Madame la Présidente. Je vais être concis le plus possible parce qu'il y aura un troisième locuteur, une troisième prise de parole pour notre groupe. Non, simplement, bon, Georges a été très exhaustif. Je dirais que c'est un petit peu le champion du monde hein, pour dire énormément de choses en un temps record. Non, moi, je vais être un peu plus, je dirais, je vais me focaliser un peu plus sur un domaine qui me semble aujourd'hui un peu préoccupant et qui concerne justement une activité, un dossier qui est très stratégique. Et vous avez compris qu'il s'agit bien de transport et notamment de la DCT. Dans votre présentation, Monsieur le Conseiller exécutif, vous vous êtes montré rassurant en disant, en gros, je vous cite, ce budget est rassurant, il n'y a rien d'anxiogène, nous avons optimisé, etc. Il s'avère que ce dossier de la DCT, on ne peut pas dire que
aujourd'hui ne soit pas anxiogène et que, de manière plus globale, que le dossier transport et que de continuité territoriale soit aujourd'hui un sujet acquis, sécurisé, etc. Donc, moi, je vais simplement revenir sur un peu l'historique de cette dotation de continuité territoriale, puisqu'on va partir de l'année 0, que je considère être l'année 2016, hein, c'est l'année de votre prise de responsabilité, où les besoins en service public s'élevaient à 130 millions d'euros. C'est très simple à calculer, c'était les 185 millions d'euros de l'année 2015, moins les 55 millions d'euros d'économies mécaniques qui se sont produits, qui s'est produite suite à la réduction du périmètre. Donc c'est très simple, les besoins étaient de 130 millions d'euros en 2016. Ils sont à la fin 2025 de 247 millions d'euros. Donc 130 à 247. C'est une augmentation de 90% en 10 ans, d'accord, quasiment un doublement. Et un doublement qui s'est bien sûr accéléré ces 4 dernières années à travers les rallonges qui ont été de 30 millions d'euros en 2023, de 40 en 2024, 50 en 2025 et 60 millions d'euros en 2026. Les rallonges ont doublé en 4 ans. C'est pas rien. Donc 100% d'augmentation en 10 ans de la base et les rallonges qui ont doublé en 4 ans. Alors, si ça, ce n'est pas des dérives, je me pose la question de ce qu'est une dérive. Je continue, je poursuis. Donc, nous sommes donc aujourd'hui en 2026 et vous nous justifiez cette augmentation de la DCT, non pas par des services, des améliorations de services ou des dessertes complémentaires. Vous justifiez essentiellement ces augmentations par la mise en place des ETS, donc c'est-à-dire des compensations carbone, qui sont venus se rajouter en cours de DSP. D'accord ? Alors, moi, de mémoire, ces ETS, ils sont connus depuis très longtemps. D'accord ? C'est quelque chose qui était largement prévisible. Et ce que je pense, c'est que vous n'avez pas prévu, à l'intérieur des conventions existantes, d'accord, des clauses qui permettaient de les prendre en compte, ces ETS. J'en suis pas certain. En tout cas, si c'est le cas, tant mieux. Mais quoi qu'il arrive, ça va poser un problème de distorsion de concurrence par rapport à d'autres compagnies qui sont soumises à ces ETS. Je précise aussi que, en tant que délégataire de service public, vous êtes exonéré aujourd'hui d'une taxe qui s'appelle la Fuel EU, d'accord, qui viendra bien sûr se rajouter à partir de 2029, y compris pour les compagnies délégataires. Donc moi ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de vouloir polémiquer, mais vous parlez d'anxiété ou le fait de ne pas être anxiogène, moi je le suis. Parce que je pense que ce dossier, aujourd'hui, il n'est plus sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'à travers ces rallonges, on est sorti aussi de ce que appelle l'Europe la juste compensation. Nous étions à la limite de la juste compensation il y a 3 ans. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dedans. Voilà, c'est tout. C'est ce que je pense. Alors, je vais aller plus rapidement par rapport à ce que j'avais prévu, mais simplement, pour être un peu plus concret par rapport à mes préoccupations, je vais rappeler quand même ce qui s'est passé en octobre 2025. C'est-à-dire la condamnation, l'indemnité qui s'est produite sur l'activité des distributions de carburant. D'accord ? Pourquoi je prends cet exemple-là ? Parce qu'en 2020, de mémoire, l'autorité de la concurrence avait mis le doigt sur 4 secteurs d'activité qui fonctionnaient comme des consortiums mais qui posaient des problèmes de concurrence. D'accord ? Et aujourd'hui, ma crainte, c'est que les causes qui ont mené à cette condamnation, on les retrouve de manière à peu près similaire dans le monde des transports maritimes tel qu'il existe aujourd'hui. D'accord ? Je pense notamment au droit de passage et je pense notamment aussi aux distorsions de concurrence qu'il peut y avoir entre les différentes compagnies. Donc moi, je ne suis pas aussi serein que vous et je vous engage vraiment à être vigilant sur ces points-là puisque c'est des sujets qui sont générateurs de contentieux et de contentieux de différentes natures. Donc, moi, ce que je vous dis simplement en résumé, c'est que et en quelque sorte, c'est un peu ma conclusion, c'est que je retourne de la question de Julien Pauline ce matin, qui disait « Allez-vous continuer à faire si tout ça n'existait pas ?» Je pense que ça s'applique aussi à vous. Je vous invite à ne pas faire, à continuer à faire tout ça
en pensant que ça n'existe pas. Je vous remercie. Ringraziabi. Josefa Giacometti. Merci. Monsieur le conseiller exécutif, vous avez introduit votre propos en posant, comme à chaque exercice, la situation budgétaire d'une France à la dérive et les conséquences de notre dépendance. J'y ajouterai bien sûr, et vous n'en serez pas étonné, l'absence... Jean-Michel, micro. L'absence de mise en œuvre d'une autre stratégie, au moins l'amorce d'une autre stratégie pour tenter de contrer les effets dévastateurs. Mais j'ai essayé aussi de me livrer à un exercice pour ne pas répéter encore la même chose à chaque exercice budgétaire. J'ai essayé de me livrer à un exercice de comparaison entre la littérature du débat d'orientation budgétaire et la réalité du budget primitif. E o scarto è quantunque appena maior, tra l'ideradura e la realidad. Attraverso le priorità che voi stessi avete messo in affissare. A lingua, una politica, da una politica linguistica a una politica di lingua. Così avete detto in francese, d'une politique linguistique à une politique de la langue. Ça veut dire qu'on change de stratégie. E infatti, non abbiamo mica visto in un documento budgetario in due strategie cambiare in senso qui. In un dominio agricolo c'è stato un annuncio di perenizzazione di certi fondi e a creazione di fondi nuovi per rispondere a un bisogno che la sia in sostegno all'installazione, che la sia per costituisce riserve fondarie e che la sia per accompagnare i rischi di finanziamenti che minacciano l'agricoltura. Je vais citer le CESEC. L'action déterminée n'est plus un choix. Donc, la fissera torna di una determinazione vera e di una traduzione in realtà di un budget, di finanze e di strategia finanziaria, non la vedo mica chiaro. In termini di cultura, avete detto un'aumentazione di 1 milione. Ne siamo rivenuti, voltato a 2024, a poco prezzo. E BDG l'anno scorso, che c'era un gioco che non conosciamo tra crediti di pagamento, les crédits de paiement et les autorisations d'engagement, qui permet d'afficher quelque chose en ensemble qui montre une cohérence en augmentation. Dans la réalité, on connaît l'exercice. Moi, sur la culture, ça ne m'a pas convaincu. En termes de politique sociale et de logement, il y a bien sûr une augmentation mécanique, notamment parce qu'il y a des prestations qui augmentent et qui s'additionnent. Vous le savez, je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire que vous l'ignorez. Ce qu'il nous faut en termes de social, et ce qu'il va nous falloir de plus en plus, vu la précarité galopante, c'est une véritable stratégie d'ingénierie sociale. Et ça va coûter de l'argent, des ressources humaines aussi, pour mettre en place une stratégie d'ingénierie sociale. Et on sera contraint, vous serez contraints de le faire, nous serons contraints de le faire. Voilà quelques exemples. Dans le débat d'orientation budgétaire du mois dernier, les 5 000 arrivants, comme d'habitude, maintenant, c'est presque devenu, d'ailleurs, ça se répand sur tous les bancs, ça me... Tanto meglio, puisque maintenant, quando noi abbiamo noi nazionalisti durante anni con si podia concepire aumentato senza avere una maestria della nostra politica che li sbarchesse noiante così senza controllo, ci facciamo saltare addosso. Mais ces 5 000 arrivants maintenant, qui se sont invités dans le débat d'orientation budgétaire le mois dernier, c'est vrai. Il va falloir poser les outils des mesurables, concrets,
de l'impact que ça peut avoir, bien sûr déstructurant, socialement, linguistiquement, économiquement, culturellement. Ici, nous sommes dans le débat d'orientation budgétaire, le poids mesurable des conséquences impactantes que ça a sur toutes les politiques, de nos politiques sociales, de nos politiques d'aménagement, à nos politiques d'urbanisme, à nos politiques de logement. Des outils mesurables pour faire quoi aussi? Et j'en viens, dans ma conclusion, à la question de la négociation. Vous avez avancé, pour un petit peu me répondre en guise de clin d'œil, espérant devancer ce que je vous dirais sur les exigences à l'égard de l'État, et vous avez dit, regardez, on a obtenu pour le PTIC le fait qu'on ait des entrées thématiques, on a obtenu les 60 millions d'euros de la DCT, on obtient à Petseabuko ce à quoi nous avons droit, finalement, en tombant dans ce qu'on veut bien nous donner. En tombant dans ce qu'on veut bien nous donner. Parce que, et là je vais m'inscrire en prospective, il va falloir une véritable négociation pour le futur pacte budgétaire et fiscal que vous annoncez. Il va falloir que nous demandions des données concrètes, dont certaines nous avons déjà abandonné les choses, alors que pour avoir une visibilité et ne pas négocier en asymétrie totale, nous avions fait la demande, d'ailleurs que vous aviez relayée au niveau de l'exécutif, que vous aviez fait inscrire au niveau de l'exécutif, d'avoir, je vais le dire de manière un peu triviale, le mouvement des flux financiers entre la Corse et la France. On ne nous les a jamais communiqués, jamais. On continue d'avancer à l'aveugle. Jamais, jamais on a répondu aux demandes de cette Assemblée. On continue à négocier à l'aveugle. Ça, c'est un élément d'un rapport de force, positif, lucide, tranquille, posé sur des faits. Et puis, je vais venir, puisque nous sommes aux 10 ans du bilan, des décennies, il n'y a pas eu de logique, effectivement, de rupture, de volonté d'enclencher d'autres stratégies, de logique de rupture sur un projet, une rupture positive, sur celle de configurer cette institution de manière différente en termes d'ingénierie financière, en termes de stratégie, en termes d'outils à mettre à disposition. Alors bien sûr qu'en 10 ans, elle n'aurait pas été transformée, mais au moins en faire l'amorce, au moins amorcer le virage qui nous permettrait de nous inscrire en anticipation du mur qui est en train d'arriver. Et puis, en rupture, mais je l'ai dit, dans la logique de négociation. Moi, j'ai écouté justement à l'occasion de ces rétrospectives le président du Conseil exécutif qui s'est exprimé et qui a mis en avant l'absence de rapport de force qui parfois peut-être, il l'a dit, a peut-être manqué. L'absence parfois de logique de rupture qui à certains moments avait peut-être manqué. Il a d'ailleurs fait état, puisque dans ces 10 ans, j'en prends ma part, il a d'ailleurs fait état de ce que ce manque, cette absence parfois de rapport de force, cette absence de logique de rupture avait été un point de divergence avec les partenaires d'alors, partenaires que nous étions, c'est vrai, parce que nous disions à un certain moment, dans la majorité, ce que je dis aujourd'hui dans l'opposition. Effectivement, ça a manqué. Et ça continue de manquer dans une approche stratégique différente. Riconoscere gli sbagli, i suoi sbagli tutto ognuno ne face. Riconoscere gli sbagli è un fatto. Tirare le elezioni per la bene è un altro affare. E questa ferma fa chi errare humanum est, perseverare diabolicum. Allora, altre domande di parola? Per quelli che hanno tempo, d'orna. Jean-Christophe. À cette heure tardive, on ne va pas trop jouer à qui craque le premier avec Louis. Voilà. Donc,
autant prendre les devants. Et ben oui, vos idées, un chat, et y aller d'emblée. Bon, ça a été dit par d'autres orateurs. C'est un débat qui malheureusement va ressembler à beaucoup d'autres. Ce qui me frappe, pour faire partie avec Jean-Martin et quelques autres ici, des jeunes vétérans des débats budgétaires au sein de cette Assemblée, bientôt 20 ans, de moins en moins, Peugeot, mais encore jeune. On est dans une espèce, pardonnez-moi, et ça n'est pas contre les autres, mais on se respecte assez, on se connaît assez, c'est quand même une espèce de dialogue de sourds. Alors nous parlons plusieurs langues, de façon polyphonique. Il y a des approches qui sont diverses en fonction des sensibilités politiques et des orateurs. Mais il y a, il faut le dire, sans complot ni axe du mal, pour emprunter à la dialectique du moment, il y a une forme de commun dénominateur. Et vous nous dites, avec une obstination qui entraîne le respect, que tout ne va pas si mal et qu'après tout, nous avons tendance à diaboliser et à noircir le tableau plus qu'il ne le faudrait. Moi, j'ai essayé avec mes amis, quand on a travaillé sur le document, le groupe, les attachés, un certain nombre de militants, de distinguer ce qui a pu être développé et ce que nous relevons, des points communs, avec des lectures politiques qui peuvent être différenciées, mais qui, pour ceux qui nous concernent, inquiètent fortement. Je vais passer sur les grands éléments. Le milliard, 5 ou presque, de dépenses réelles, les 115 millions d'emprunts nouveaux, les presque 100 millions de remboursements d'emprunts. Paul Félix l'a dit, avec un petit lapsus, ce n'est pas la collectivité unique qui investissait à hauteur d'à peu près 100 millions d'euros par an, mais la collectivité territoriale. Et cette année, effectivement, en dépenses d'investissement, vous nous proposez, pour ce qui regarde la conception que nous en avons, de descendre en dessous des 100 millions pour la première fois depuis fort longtemps. Ça, je crois qu'on en est tous d'accord. Je passe très vite là-dessus parce que ça a été égrené et je pense qu'il n'est pas utile d'y revenir à ce stade. Pour nous, à Avancem, il y a dans cette construction budgétaire au moins Xavier Luciani, lors du dernier débat d'orientation budgétaire, avait filé la métaphore religieuse. Je vais continuer, mais plutôt dans le domaine des péchés capitaux. Le premier d'entre eux, c'est toujours ce recours à l'emprunt. Vous nous disiez, en 2024, Georges en a parlé, lors du débat sur le compte financier unique, que nous emprunterions 119 millions. Nous avons terminé à 128 mobilisés, soit 9 supplémentaires. Vous nous dites, deuxième élément, que le recours à l'emprunt est maîtrisé et que nous demeurons en dessous des seuils d'alerte. Alors, on ne va pas épiloguer, mais la tendance qui est à l'œuvre, elle est nette. C'est que si nous en demeurons en dessous, nous ne cessons de nous en rapprocher. 3 ou 4 ans, il y a encore quelques exercices. 6, 7, 8, de votre point de vue, à la fin de la mandature. Je rappelle, pour ceux qui nous regarderaient à cette heure tardive, peut-être en existe-t-il encore, que le seuil est à 9. Et qu'aujourd'hui, incontestablement, on a un gros sujet. Le stock de dette. Il a donc cru
d'à peu près 50 millions par an. Et ça a été dit en d'autres termes. On voit bien donc que l'on a, avec cet encours dont vous avez dit vous-même, Président, qu'il serait au 1er janvier de l'ordre du 1,169 milliard, ce fameux mur de dette dont vous relativisez l'ampleur en le rapportant à la CAPDES, à la capacité de désendettement, en même temps qu'au train d'investissement que vous dites réaliser en parallèle, avec des dépenses de fonctionnement qui seraient contenues, confèrent notamment au titre du 0,12 le nombre d'emplois que vous dites maintenus à un niveau cohérent, voire en deçà de ce que nous avons pu récemment constater. La vérité, c'est que ces tendances que l'on respecte, elles relèvent d'une lecture politique et nous ramènent à un troisième sujet qui, lui, me semble-t-il, s'impose dans toute son évidence, c'est qu'en fonctionnement, on a un taux d'évolution des recettes qui est nettement inférieur au taux d'évolution des dépenses. On a donc une tendance à la diminution de nos marges de manœuvre qui est de plus en plus forte et qui maintenant nous oblige, à défaut de réduire complètement la voilure, à ajuster un certain nombre de dépenses, lesquelles sont par ailleurs, on le sait, extraordinairement contraintes. Je passe sur le point 4, même si vous l'avez dit très brièvement, trop brièvement à mon sens, la nature de nos recettes fiscales, qui faisait dire à Alex Vinciguer que nous étions, et beaucoup ici l'ont dit en des termes différents et avec beaucoup de respect, dans une fiscalité de réserve d'Indiens. Du tabac, de l'alcool, du carburant et, en l'espèce chez nous, à la faveur des DMTO, une forme, entre guillemets, de spéculation. Nous vous avions dit, peut-être faudrait-il envisager quelques pistes, et notamment le recours à l'épargne. Vous nous aviez objecté à l'époque que c'était compliqué, qu'on ne pouvait pas émettre de titres, qu'on ne pouvait pas défiscaliser, dès lors que cette Assemblée n'avait en l'occurrence pas de prérogative fiscale propre. Et nous avions répondu qu'il fallait réfléchir peut-être à un groupe d'études ou à une expertise, y compris indépendante. Vous avez commencé la mandature en disant pourquoi pas. Vous la terminez, ou presque, en disant en n'en parlant plus. Ça m'amène à une parenthèse sur la nature de la stratégie, parce que le budget, pour technique qu'il puisse être, n'est jamais que le premier instrument d'une politique. Et là, je m'adresse aux nationalistes, et au-delà, un certain nombre d'autres élus de la Corse, toute opinion politique confondue. C'est vrai qu'on a eu dans l'ancienne majorité, dans l'hémicycle aujourd'hui, des débats qui, comme tous les débats non tranchés, finissent bien par ressurgir. Avec deux options. Première option, relayée aujourd'hui par Josepha, sans surprise, et tant mieux, d'un rapport de force à organiser, Paul Fay, en d'autres termes, l'a également exprimé. Renverser la table, sortir de l'équation et demander à un moment donné politiquement ce qui, légitimement, peut l'être. On en a discuté. La vérité commande de dire, quels qu'aient pu être les avis des uns et des autres, que ce n'est pas le chemin qui a été emprunté. Et nous vous disions, sans que ce soit exclusif ou antinomique, qu'il fallait peut-être réfléchir à distinguer les choses et, pour le dire très trivialement, vite et mal, à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En d'autres termes, à distinguer le processus sur l'autonomie d'une négociation première, immédiate et impérieuse sur l'état de nos ressources. On s'est contenté de demander des chiffres qu'on ne nous a jamais donnés. Alors à chaque fois qu'on voit quelqu'un
comme si on lui demandait un service. On le tire par la manche, mais invariablement, la réponse est la même. C'est un peu circulé, il n'y a rien à voir. Et on est dans l'équation qui consiste à définir les bases d'une autonomie fiscale ou financière sans même connaître, alors que nous les demandons depuis plus d'une décennie, la nature exacte et objectivée des flux entre la Corse et l'État central. Dès lors, et Georges le disait, en l'absence de projet de loi de finances, l'exercice que vous nous proposez, pour une fois dans un temps théoriquement pertinent, mais concrètement compliqué, s'apparente à une mission impossible. Et je continue dans un domaine qui relève quasiment du mystique, bâtir cette projection sur ce que vous invoquez, on n'est plus, et je le dis avec beaucoup de respect, dans le champ des hypothèses. Ça confine à l'incantation, voire à la prière. Vous nous dites un nouveau pacte budgétaire et fiscal. On vient de part et d'autre, en des termes différents, mais assez convergents, me semble-t-il, d'en dire l'impossibilité. Et d'ailleurs, vous nous aviez objecté à l'époque, je prolonge un peu ma parenthèse sans être trop long, que nous n'avions pas intérêt politiquement, et nous l'avions entendu sans être tout à fait d'accord, à distinguer le sujet de l'autonomie fiscale, étant pour nous la première des autonomies, et je le redis très tranquillement, du reste du processus, au risque d'apparaître comme saucissonnant la solution politique et l'évolution statutaire et l'inscription dans la Constitution telle que nous appelions globalement et en bloc de nos vœux. On a joué le jeu. Moi, j'ai écouté, Président, ce que vous a dit le Cornu. Vous dites au printemps. Alors, il y a peut-être autre chose qui a été dit, et ce n'est pas un reproche, dans le secret des discussions, mais ce que les médias en ont, je dirais, permis d'appréhender, c'est en gros l'inscription du projet de loi, c'est entre maintenant et plus tard. Mais la date, les éléments factuels d'inscription à l'ordre du jour, et ce n'est pas un reproche que je vous fais, ce n'est pas vous qui le maîtrisez, ne nous sont, à ce stade, pas parvenus. Donc vous dites, on va avoir 60 millions de DCT, mais il n'y a pas encore de loi de finances. On va avoir un pacte budgétaire et fiscal, et on n'a pas les éléments qui permettent de le fonder, et on va avoir l'autonomie, alors que l'examen du projet de loi constitutionnelle n'est toujours pas inscrit. Les amis, ça devient compliqué. Et c'est un doux euphémisme. Alors je finis, ou presque, sur deux sujets. Toujours dans le domaine des péchés capitaux, ou plus sérieusement, des trous dans la raquette. Vous nous dites, l'État, sur le PTIC, n'est pas au rendez-vous, etc. On en discute. Mais nous avons invité à maintes reprises à nous donner les termes. Non pas simplement d'une PPI actualisée, ça a été un peu fait depuis, mais d'une projection dynamique de l'investissement, notamment sur le bloc CDC. Je vous renvoie au débat que nous avons eu durant toute la journée sur le bloc communal, au travers non pas du PTIC mais du règlement des aides. Bon, on voit bien qu'il y a un défaut d'articulation et au-delà, je le dis tranquillement et très sereinement, un défaut de projection. Alors, pour toutes ces raisons, dès lors qu'on aligne objectivement tous les indicateurs, y compris ceux que vous nous présentez, mais avec une lecture politique dont je concède qu'elle puisse être un peu différente. Au-delà des appréciations des uns ou des autres, émergent factuellement deux ou trois tendances et je conclurai par ça. La première, c'est qu'avec le seuil d'alerte se rapproche
2027, 2028, peut-être un peu plus tard. L'effet ciseau. Vous savez tous que même si le principe d'annualité budgétaire, qui est un principe fondamental en termes de comptabilité et de finances publiques, est reconnu, il y a aussi un principe de projection et de construction dans un temps plus long que le simple cadre d'une année. Or, quand on se projette sur ce temps-là en fonction des exercices passés, on voit bien qu'il nous aurait collectivement fallu poser ces bases-là très en amont. Au moment où nous parlons, et d'autant qu'elles ne sont pas pour beaucoup posées, et toujours, l'interrogation subsiste. Donc, nous vous le disons avec beaucoup de sérénité, mais vous l'aurez compris, une grande inquiétude. Nous sommes des militants de l'autonomie, de la solution politique, de l'autonomie fiscale, mais à ce stade des opérations, pour la 4e ou 5e fois, nous vous redisons, dans l'attente, espérons-le, fondée d'une inscription de ce projet de loi et d'un vrai débat devant les deux chambres, puis au Congrès, nous vous redisons qu'il serait de bon ton de discuter non pas simplement en financement, comme vous venez un peu de le faire pour le PTIC ou les fonds européens, mais aussi fiscalité dans un cadre à co-construire. Nous voyons difficilement comment y échapper, même si on ne peut pas vous suspecter d'autre chose. Nous vous y savons attentifs et en capacité d'y penser vous-même, sans qu'on ait besoin de vous le rappeler. Première idée. Deuxième idée, c'est un peu contenu dans le document budgétaire. Je le redis, même si vous avez, je crois, délibéré ou en tous les cas discuté ces derniers temps et qu'on va peut-être en discuter de nouveau demain, comme on était en commission, je n'ai pas pu suivre l'intégralité des choses avec Pierre, mais se pose la question de l'EPIC chambre à compter du 1er janvier. Je redis, comme je crois nous l'avons dit au titre du groupe ces dernières semaines, attention, peut-être s'agit-il là d'un possible effet d'aubaine qui ne dirait pas son nom au moment où nous parlons pour les finances de la collectivité. On voit les incertitudes qui pèsent sur le dossier transport. On voit les possibles contentieux qui menacent. Soyons prudents sur ces flux-là et ne les confondons pas. Dernier sujet. Si l'on partage un certain nombre d'éléments de constat que vous relativisez, que vous remettez en perspective et que vous nous appelez à transcender, on continue, nous, avec des chiffres à la fois distincts et convergents et une analyse politique constante, de pointer l'inquiétude. Nous, ce que nous voudrions de ce vote du budget primitif, sur lequel, sans surprise, nous exprimerons une position constante, à savoir un vote contre, c'est qu'à tout le moins, ils nous permettent de sortir des effets cosmétiques, même si pour les besoins du débat à l'Assemblée, on en fait tous un peu les uns les autres, pour nous concentrer sur le sujet politique. Guy Debord disait, et je finirai par ça, dans la société du spectacle, que beaucoup d'entre nous connaissent ici, dans une société renversée, le vrai n'est jamais qu'un moment du faux. Dans ces temps de fake news, d'interprétations contradictoires, et le débat du jour n'en a pas manqué, puisse-t-elle, cette discussion budgétaire, au moment où la mandature entame son dernier tiers, éclairée d'un jour nouveau, peut-être cru, peut-être douloureux, mais au moins réaliste, la trajectoire dans laquelle nous sommes et dont nous vous disons pour notre part, en tant que nationaliste corse et en tant qu'élu de cette Assemblée, qu'elle n'est pas exactement celle que vous décrivez,
mais dans une obstination qui aujourd'hui inquiète tout autre et à ce stade radicalement préoccupante. Je vous remercie. Alors, Pierre Tsonga avait demandé la parole. Madame Presidente, oggi Presidente, o odo di oggetto è un atto politico forte, dunque aigo subito a diaudà pro di sto oggetto. Mica perché sei entrato in una maggiorità femo-agorsica, ma perché faccio parte di una maggiorità ideologica per l'autonomia e una bene umanista e dispertera di popolo corso, di fronte a quelli che chiamano a segregazione societale, con so anche in questa assemblea, ma che si avvicinano. Da un punto di vista tecnico, tutto non è forse mica perfetto nella vostra proposta, ma in tempi di soli scarsi c'è la sottolinea ha messo in ballo di parecchie politiche importantissime. A Ebida e a Maestrada, la riorganizzazione amministrativa è fatta, l'aiuto ai territori importante e ben scoperto, l'azione sociale è forte, una politica di trasporti, di energia, dell'acqua e dell'agricoltura in deo filo di sviluppo a lungo andare. E ciò che mi piace di più, di una politica di prima drinca approdi a lingua corsa. Per compiere, penso che su oggetto approntare a prossima autonomia se la c'è concessa. Vi ringrazio. Ringraziati. Altre domande di parola? Louis. Merci Madame la Présidente. Alors, il commence à se faire tard. Je ne vais pas refaire le débat du DOB. Beaucoup de choses ont été dites et visiblement, si notre budget est fidèle à la présentation de notre DOB, eh bien les interventions des différents groupes et représentants de groupes le sont tout autant. Donc je ne vais pas réanalyser la situation nationale, vous resservir les chiffres sur les intercommunalités, sur les départements, sur les régions. Je crois que nous avons tous conscience de la situation, de ce qu'elle est. Et avec des mots différents, nous disons beaucoup de choses qui sont assez similaires. Alors j'y mettrai quelques bémols, vous l'aurez compris. Les situations qui peuvent être présentées par les uns et les autres, bien entendu, sont parfois, et c'est le jeu aussi politique, un petit peu, je dirais, noirci. Mes premiers points, c'est de vous dire que nous sommes inquiets. Nous sommes tous inquiets. En responsabilité, nous sommes inquiets d'une situation budgétaire qui n'est pas celle que nous souhaiterions. Pour autant, cette inquiétude ne doit pas détourner de notre objectif premier, c'est-à-dire de mener nos politiques publiques. Là-dessus, sans rentrer dans les chiffres, on se rend compte que les grandes masses sont maîtrisées, mais quand même, un triptyque de chiffres redondant, 247 millions pour le 0,12, qui est contenu pour la première année, après des années de travail sur le sujet, il est contenu à 247 millions avec une légère baisse, 247 millions pour le social, où là, pour le coup, nous avons une évolution, qui, malheureusement, nous pouvons le craindre, va continuer dans le temps. Et enfin, 247 millions sur les transports. 3 fois 247 millions. Là, déjà, on pose un bloc, un socle de dépenses sur lequel, et même pour le 0,12, nous avons difficilement la main, voire absolument pas la main. Nous l'avons déjà dit, sur les charges personnelles, des décisions qui sont, je dirais, exogènes à notre Assemblée, eh bien, nous coûtent chaque année. Donc là-dessus, 741 millions d'euros qui sont déjà figés. Si on rajoute à ça l'enseignement, nous franchissons les 60 millions d'euros par an pour environ 1,1 milliard de dépenses. Donc, je l'ai déjà dit, je le redis, difficile de se projeter dans une telle rigidité budgétaire. Pour autant, je crois que, et c'est Paul Félix qui l'a dit, sans le dire, en tout cas, prendre ce problème par le prisme des dépenses serait, selon moi, une erreur. Alors certes, la dépense est à maîtriser, certes, nous faisons des efforts, il y a sans doute des efforts encore à faire, mais le réel problème budgétaire de la collectivité de Corse tient à ses recettes.
faire une négation de cela, pour moi, relève aussi un petit peu de la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de recettes sur la collectivité de Corse. Nous n'avons pas les recettes qui nous permettent de couvrir l'intégralité ou qui nous permettraient de couvrir dans le temps l'intégralité de l'évolution de nos dépenses publiques. Là-dessus, alors, plusieurs visions, impact budgétaire et fiscal en dehors de l'autonomie, concomitant à l'autonomie, dans l'autonomie. Moi, je suis de ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut effectivement avoir une véritable discussion budgétaire avec l'État, mais pour avoir une discussion, pour négocier, Jean-Christophe, il faut être deux, vous le savez, hein, et malheureusement, souvent, nous nous retrouvons seuls. Pour autant, quand on parle de mur de dette notamment, ce mur de dette, alors oui, il y a une dette qui est importante, qui pour l'heure est gérable. Cette dette, nous pouvons la retrouver dans toutes les collectivités, et même si comparaison n'est pas raison, on ne peut pas simplement axer la critique sur cette dette. La dette fait partie de la vie d'une collectivité, qui plus est, lorsque nos dépenses stagnent, que nos recettes stagnent, que nos dépenses évoluent, et pour la plupart, je le disais, sans que nous puissions avoir le contrôle là-dessus, et que le besoin en investissement est de plus en plus criant et se fait de plus en plus sentir. Alors là-dessus, Paul Félix disait tout à l'heure, il faut savoir dire stop. J'ai envie de vous dire, collectivement, pour avoir fait 4 heures de commission tout à l'heure et 2 heures de présentation de l'aide aux communes, j'aurais bien aimé que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, sache dire stop. Mais j'ai entendu personne qui a dit « Oyante, stop, on n'y est plus ». On a défendu la clim sur telle commune, on a défendu la signalétique sur une autre commune, on a demandé l'inscription de tels travaux de voirie, on a même demandé, mon cher Jean-Christophe, c'est votre amendement numéro 11, je pense, 20 millions d'euros supplémentaires sur l'aide aux communes. Alors, dont acte. Le besoin y est, je peux partager, le besoin y est, mais on ne peut pas nous dire attention à ce que vous faites, faites des choix, et puis sur un dossier qui est présenté quelques minutes, quelques heures avant, nous demander un effort de 20% de majoration sur une enveloppe. Sinon, je m'y perds. Pour autant, là-dessus, je vous le disais, il y a tout de même des points, je dirais, positifs. Aujourd'hui, nous avons un investissement qui est encore de 315 millions, nous réussissons à le maintenir. Nous allons valider le nouveau règlement des aides aux communes avec 105 millions, vraisemblablement, si tous les amendements sont votés, une enveloppe de 105 millions sur la mandature qui arrive. Là encore, nous sommes la seule collectivité, je dirais, en France, à avoir un tel niveau d'aide aux communes. Là aussi, il y aurait peut-être sujet à discuter, mais nous l'avons vu, collectivement, nous ne souhaitons pas justement aller sur ce sujet-là et baisser l'aide aux communes, nous allons la maintenir, voire l'augmenter dans certains cas pour les communes du rural. Et enfin, j'ai l'impression, pour tout vous dire, ça sera un petit peu le moment cinéma aussi. Alors, c'est un petit peu, et Georges a repris le rôle iconique de Bill Murray en 1993 dans Un jour sans fin. On aurait pu changer le titre pour ce volume 2 et dire « Analyse sans fin d'un budget ». Parce que j'ai l'impression de réentendre et réentendre, d'un côté la présentation, d'un côté les critiques, sauf que on s'entend toujours sur la même chose. Problème de recettes, des dépenses qui aujourd'hui sont tout de même maîtrisées. Et donc la réalité, c'est qu'on se rend bien compte que nous n'avons peut-être pas les clés seuls ici. Il y a le bloc communal qui doit faire des efforts. Il y a bien entendu la collectivité qui est dans sa mue. Je vous rappelle qu'une fusion de l'ampleur de notre collectivité dans le temps, ça s'inscrit dans le temps long, c'est 10-15 ans. On ne peut pas en trouver les bénéfices au bout de 5, 6, 7 ans, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc il faut du temps. On voit bien que notamment sur la RH aujourd'hui, un travail remarquable a été fait avec les représentants, je dirais, des agents. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche qui nous permet de stabiliser ce 0,12, là où beaucoup de collectivités dérapent, et je le rappelle encore une fois, nous avons aussi cette contrainte, double contrainte, en tant que collectivité unique. Nous avons tous les inconvénients des départements et des régions, sans pour autant en avoir tous les bénéfices. Et sur les recettes, nous avons discussion à avoir, notamment sur les fractions de TVA, notamment. Derrière, sur l'investissement toujours, et de manière assez rapide, certes il y a eu le PEI, certes il y a le PTIC,
Mais là encore, et ça rejoint le rapport de cet après-midi, on se rend compte que ces dispositifs qui étaient censés justement venir modifier durablement notre territoire, opérer un rattrapage historique, eh bien, ils ont aussi malheureusement creusé la dette de la collectivité. Pourquoi? Parce que là où l'État s'est engagé à mettre des dispositifs en place avec des financements à hauteur de 80%, 70-80%, voire plus parfois, eh bien, on se retrouve avec des décisions unilatérales où ce fameux 80% se transforme en 50% de financement. Donc là-dessus, j'ai envie de vous dire, là encore, certes, il y a du financement, mais avec beaucoup de contraintes pour notre collectivité, et qu'il se fait en dehors de tout champ de discussion. Tout champ de discussion. On nous impose aujourd'hui de venir, en dehors de l'aide aux communes, venir soutenir les territoires qui investissent, ce PCI commune, via le PTIC, parfois à hauteur de 20 ou 30%. Et là encore, c'est une dépense supplémentaire qui n'était pas prévue en investissement. Donc oui, vu que nos recettes ne sont pas dynamiques, eh bien, il y a un besoin de l'emprunt de plus en plus important pour venir soutenir aussi les territoires en dehors des investissements qui sont réalisés par notre collectivité en tant que maître d'ouvrage. Enfin, pour revenir un petit peu sur ce que disait Georges aussi, c'est vrai que, Georges, j'ai envie de vous dire, le président ne sera sans doute pas le Seigneur des Anneaux cette année. En revanche, je vois dans différentes interventions bon nombre de gouloums qui cherchent à capter le précieux. Il ne manque pas dans cet hémicycle. Et j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, quand j'entends dire qu'il n'y a pas de marqueur politique, quand j'entends dire qu'il n'y a pas de ligne évidente, moi j'ai envie de vous répondre que la ligne politique, les marqueurs, ils y sont dans ce budget. Sur la langue corse, sur le soutien aux associations, à la culture. Après, il y a ce fossé. Il y a ce fossé entre l'exercice de la responsabilité et puis le discours qu'on peut tenir dans une opposition qui est forcément plus simple. Ce n'est pas une critique, hein, puisque je pense que bon nombre ici ont été, avant d'être aux responsabilités, sur les bancs de l'opposition. Je n'en faisais pas partie. Et c'est vrai qu'on a cette liberté de parole, cette liberté de promesse, cette liberté d'expression qui fait que tout paraît plus simple. Pour autant, les choses ne sont pas simples, mais nous présentons un budget qui tient la route. Nous présentons des prospectives budgétaires jusqu'à 2028, et je tiens à ce moment de mon propos à remercier Marianne Givas qui est ici, Mathieu qui est par là, je ne sais pas s'il est là, voilà, qui travaille très dur sur le budget, avec qui nous échangeons beaucoup. Et aujourd'hui, nous savons où nous allons, 2028 et sans doute après. Pour autant, si la réponse que vous attendez est si vous demandez si à ce rythme-là nous pouvons tenir dans le temps, nous avons tous conscience que nous avons besoin d'une vraie réforme budgétaire. Il y a l'horizon 2026, 2027, 2028, et puis après, j'ai envie de vous dire, bien malin qui peut se projeter au-delà. Vous l'avez dit, il n'y a pas de loi de finances pour 2026. Nous, la France a accouché d'une loi de finances 2025 dans la douleur, je vous le rappelle. Et nous ne savons pas quelle sauce nous allons être mangée sur 2027. Donc oui, nous faisons aujourd'hui, je dirais, beaucoup d'efforts. Nous naviguons pas à vue, simplement nous nous adaptons aussi aux contraintes nationales, puisque jusqu'à preuve du contraire, les dotations d'État viennent alimenter nos budgets, que ce soit la collectivité de Corse ou dans différentes strates telles que les EPCI ou les communes, et que oui, nous pensons, nous affirmons que c'est par le biais aujourd'hui d'une autonomie fiscale et d'un nouveau pacte budgétaire, alors je le dis, je le redis, je ne me cache pas derrière, que nous pourrons faire évoluer la situation. À périmètre constant, nous ne pourrons pas continuer à assurer le train de vie de ces collectivités encore de nombreuses années. Ce n'est pas possible. Et ce matin, je ne sais plus si c'est Marité ou Angèle qui parlait d'alternance, mais j'ai envie de vous dire, même s'il y a alternance, avec la maquette budgétaire actuelle, il n'y a personne qui fera de miracle. Alors, je tiens quand même à terminer mon propos pour rebondir sur les interventions de Jean-Michel, mais très rapidement, et Jean-Christophe qui l'a repris. Messieurs, sur les transports, à force d'appeler le contentieux, attention qu'il n'arrive pas. Nous en avons déjà subi un qui n'était pas de notre fait, qui nous a coûté très cher. Il ne faudrait pas réveiller des vieux démons et par l'incantation souhaiter ou soulever des problématiques de futurs contentieux qui pourraient arriver. Aujourd'hui, il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de sujet de contentieux, donc soyons raisonnables. Je pense sur nos DSP, elles ont été analysées par l'ordre notamment. Nous avons un modèle qui était un modèle sans doute unique, dont nous devons être fiers. Là encore, il y a une réforme qui est en cours, mais attention tout de même, je pense que nous n'avons pas les moyens de créer les conditions d'un appel du pied à un contentieux ou tout autre recours.
Monsieur le Président, vous l'aurez compris, notre groupe votera ce budget et nous vous faisons totalement confiance. Merci. Ringraziati. Lui, altre domande di parola, Jean-Martin Mondoloni. Merci, Madame la Présidente. Juste après Louis, que j'ai trouvé très raisonnable ce soir, très sage, sans verser dans ce qui est devenu, hélas, itératif depuis maintenant un certain nombre d'années, et sans suspense sans faux suspense sur les modalités de vote qui seront les nôtres, vous faire part d'une incompréhension quand même. Parce que qu'on se raconte la même chose, que vous fassiez pour le mieux chaque année, et qu'on ne soit pas d'accord, c'est presque écrit d'avance. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de réflexes d'autodéfense qu'on serait en droit d'attendre des gens qui posent désormais bien les difficultés qu'on ne voit pas pointer. C'est ça le vrai sujet. Les masses, elles sont connues. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Un désengagement croissant de l'État, vous appelez ça comme vous voulez, la trajectoire de l'État qui est alarmante et qui ne permet pas d'espérer que demain ou après-demain, les choses aillent mieux. En l'état actuel du statut qui est le nôtre. On a une démographie galopante, c'est-à-dire qu'on a plus de gens qui vivent sur ce territoire dont la sociologie est connue. Beaucoup de personnes en situation vulnérable et beaucoup de personnes qui vieillissent. Et donc la fonction sociale, celle on hérite des départements, qui va aller croissante. On essaye d'investir. Chaque fois qu'on investit, il faut entretenir le patrimoine qu'on investit. Je donne un exemple. Il a plu, c'était quand, dans la nuit de lundi à mardi. Et moi, dans ma fonction de proviseur, on a un groupe WhatsApp et puis on est en situation de fixer avec nos autorités l'état dans lequel se trouvent les établissements quand il y a de grandes intempéries. Il y a 46 EPLE, donc il y a 46 personnes qui répondent, au rectorat, tout ça. Il y avait 22 établissements qui étaient sous l'eau. Ce n'est pas imputable à cette majorité, mais ce patrimoine sur lequel on a investi un temps, qui date des lois de décentralisation et donc des bâtiments qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui aujourd'hui arrivent à un niveau d'entretien du patrimoine qui pose souci. Donc on a ce souci-là. Chaque fois qu'on investit, il faut entretenir le patrimoine sur lequel vous avez investi et d'autres ont investi avant vous. Ces masses-là, on les connaît. La fonction transport qui est coûteuse, elle est connue. Donc on a des charges croissantes. Et au sein de ces problématiques de masse, on a le personnel. On a les recherches de personnel. La personne qui est rentrée en 40 ans, elle coûte plus cher qu'il y a 40 ans. Et la personne que vous avez embauchée depuis 10 ans, elle va coûter plus cher qu'il y a 10 ans. Et dans 20 ans, elle sera encore là, dans 30 ans, parce qu'un fonctionnaire, chaque fois qu'on titularise un fonctionnaire, c'est comme si on est à la banque, on investit pour 2 millions d'euros. 2 millions d'euros à fonctionnaire, dans la durée, à euro constant. Moi, je ne sais pas ce que sera l'euro dans 40 ans. À euro constant, c'est 2 millions. Empêcher 10 personnes, c'est 20 millions, etc., etc. Donc ces masses-là, elles sont connues. La trajectoire de l'État, elle est connue. La trajectoire empruntée, si on ne fait rien, elle est connue aussi. Le problème, c'est qu'on ne fait rien. Et on a un discours un peu infantilisant, tendant à se décharger un peu sur un coup l'État et d'autres sujets. On n'a pas de l'autonomie. Bon, on attend toujours d'ailleurs la modélisation. Qu'est-ce qu'il en serait si on avait le fameux pacte budgétaire et fiscal? Je ne suis pas en situation de répondre dans la rue quand on me pose cette question. Est-ce que ça irait mieux? Moi, j'aimerais à la limite qu'on puisse dire oui sur la base d'une modélisation. Demain, les discussions s'ouvrent. Le corps appelle et dit « On vous attend demain matin ». Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'autonomie fiscale et budgétaire? Sur quels leviers fiscaux on joue? Sur du point de TVA, sur du transfert de fiscalité directe, sur la capacité à créer de l'impôt, sur la capacité à le percevoir? On ne sait pas. Et donc, ce qui vous est reproché, comme chaque année, mais chaque année de façon plus impérieuse, avec une gravité accrue, c'est quoi? C'est de ne pas nous édifier sur ce sujet. Et je le dis d'autant plus facilement pour être
non pas à charge, mais à décharge, qu'il y a un secteur dans lequel vous avez pris cette initiative, qui est passée un peu sous les ondes radar et qui s'est fait à bas bruit. C'est ce que vous avez fait à Aircourse, les gars. Moi, j'ai bien aimé ce que vous avez fait à Aircourse, les gars. La problématique Aircourse, elle est connue. Vous avez pris le taureau par les cornes et vous êtes emparé de ce sujet en essayant de mettre en perspective des solutions qui soient socialement digestes, avec des seuils d'acceptabilité dans le temps, qui puissent permettre de dire, voilà, on a une société qui est dans une difficulté, elle nous appartient, c'est notre rôle et notre responsabilité de s'attaquer à cette problématique. Moi, je ne comprends pas pourquoi on est capable de prendre la mesure d'une situation complexe à l'instant T et inévitablement complexe demain ou après-demain sur une société dont nous sommes propriétaires d'une certaine façon, au moins majoritairement au capital, et pourquoi ce modèle-là, on ne pourrait pas le transférer à ce qui est quand même le château d'eau de toutes les politiques publiques de cette maison. Si on ne résout pas le problème, on ne va plus pouvoir parler de culture. Vous pourrez regarder chacun des conseils exécutifs qui peuplent ces bancs-là, il n'y en a pas un qui ne va pas être impacté par la non-décision, par le manque d'initiative sur ce sujet. On ne comprend pas pourquoi entre nous, avant de chercher des responsabilités qu'on doit nécessairement pointer par ailleurs. On les a pointées maintenant, on sait ce qu'on doit attendre de l'État, on ne comprend pas pourquoi entre nous, d'ici, on n'essaye pas d'échafauder des solutions. Et on vous le répète tous les ans, nous on est prêts à vous accompagner. Sur le sujet que tu pointes, Louis, de cet après-midi, de ce qui s'est passé de cet après-midi, ce n'est pas de l'irresponsabilité. Mais la question se pose de savoir s'il n'y a pas un niveau d'impréparation qui fait qu'on va trop vite pour satisfaire des intérêts, des sommes d'intérêts individuels qui font certes un intérêt collectif. Mais si vous élargissez cette pratique à tout le reste, à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table et avoir la vérité de se dire, comme ça a été fait à Aircourse, les gars, il faut redresser la trajectoire. Et oui, il y a des efforts à faire. Et oui, ça se prépare avec le temps. Oui, ça se prépare, y compris en interne avec les personnels. Et 2028, le coup près de 2028, le seuil au-delà duquel on ne peut plus aller parce que le niveau d'endettement est considéré comme sous seuil d'alerte. Ça va arriver demain matin. Et la question, ce n'est pas celle de l'alternance, c'est celle de la responsabilité. Et je pense que là-dessus, plus tôt que de jouer en défense, Monsieur le Président, il serait temps de monter au filet sur ce sujet. Oui, je rappelle à toutes fins utiles que les arrivées, c'est 8000 personnes. Hein. Donc on suppose que 8000 personnes arrivent, donc s'installent, louent un appartement, etc., etc. Après, il y a 4000 qui repartent, certes, ça c'est le delta, mais il y en a 8000 qui arrivent. À un moment donné, la pression, elle se fait sur la base des 8000 économiquement ou sur le plan social, voilà. Ou environnemental aussi, hein, pourquoi ? Donc ça, il faut qu'on en reparle. On en reparlera à l'occasion de la présentation des scénarios Corsica Prospettiva. Romain Colonne a demandé la parole. Merci, Madame la Présidente. Cette heure tardive, je vais vraiment essayer d'être synthétique après tout ce qu'on a entendu. Pour dire, si j'ai bien compris, je vais essayer de résumer très rapidement. On a ce document budgétaire, dans son introduction, je crois la 3e ligne ou 4e ligne, nous dit, et je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus, nous dit que c'est un budget qui s'inscrit dans un cadre de recettes qui est un cadre de recettes de collectivités de droit commun. Monsieur le Président de la Commission des Finances, vous confirmez ? Bon. Si on part de ce principe-là, je pense qu'il est partagé par tout le monde et par tous les bancs de l'opposition. Donc on a un cadre de recettes fiscales qui relève du droit commun. Et si je comprends bien, on nous demande, et je le dis bien sûr avec beaucoup de respect, on nous demande d'un côté d'avoir des politiques, on va dire, nationalistes, comme si nous étions une nation indépendante, donc des politiques exceptionnelles au moment où je parle. Et d'un autre côté, on nous demande avec une fiscalité de droit commun de résoudre tous les maux MAUX de la Corse lorsque l'on est un territoire qui, à tous égards, est exceptionnel.
Donc, je répète, avec du droit commun, une fiscalité de droit commun, on devrait faire quelque chose de proprement exceptionnel. Moi, je le dis très clairement, Louis l'a dit avant moi, c'est juste pas possible. C'est pas possible et on l'assume politiquement. Et on dit aux Corses, sans rentrer, il y a des documents qui sont consultables, il n'y a aucun souci. Mais là, il faut qu'on ramène à sa juste part politique le vote. Il faut dire aussi aux Corses que cette demande d'exception, de budget d'exception, elle n'est pas possible aujourd'hui. C'est un budget qui est contraint. Or, en disant ça, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Martin, ça ne peut pas être un préalable à tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer tel ou tel secteur, mais quand bien même on améliorerait tel ou tel secteur, ça serait, et je pense que tout le monde peut partager cet avis, quelque chose qui resterait à la marge du budget. Il n'y aurait pas de réforme profonde des grands engagements financiers. Moi, la question que je pose à ce stade, et je m'inscris parfaitement dans les propos de mon collègue Louis, est-ce que, malgré ces contraintes qui pèsent sur notre budget, sur la collectivité de Corse, et malgré le caractère exceptionnel de notre société, en termes de besoins structurants, en termes d'insularité, en termes de marqueurs sociaux qui sont tous dans le rouge, non, même pas dans le rouge écarlate, avec l'accroissement de la population qui ne connaît pas de accroissement comparable ailleurs en Europe. Est-ce que cette collectivité de Corse, Monsieur le Conseil exécutif, à travers ce budget primitif, continue d'assurer les services publics que l'on doit aux Corses? Oui, très clairement, oui. On n'a pas cessé d'assurer tous les services publics auxquels les Corses ont le droit, notamment en termes sociaux, mais ça va aussi en termes culturels, ça va en termes d'aménagement du territoire, ça va en termes de transport. Bref, tout ce qui fait la vie quotidienne des Corses, cette collectivité continue d'assurer les services publics. Moi, j'ai envie de dire même qu'on les protège, les services publics, d'une certaine manière. Et dans cet hémicycle-là, en tout cas, la majorité et le courant politique pour lequel je parle a toujours voulu protéger les services publics. Et on s'est battu, notamment dans l'aérien et le maritime, pour ne citer que ceci, mais on pourrait en citer d'autres. Est-ce qu'on préserve, seconde question, l'investissement ? C'est une question importante lorsqu'on parle d'un BP. Oui, il y a un investissement. Il n'est peut-être pas suffisant aux yeux de certains, mais j'ai envie de vous dire, il n'est pas suffisant pour nous non plus. Il n'est pas suffisant pour nous non plus. Mais est-ce que pour autant on préserve l'investissement? Monsieur le Conseil exécutif, 315 millions d'investissements sur 3 ans, d'ici la fin de la mandature, ça fait grosso modo 1 milliard d'investissements au service des Corses. Dernière chose. On a eu un débat d'orientation budgétaire avec un document d'orientation budgétaire le mois dernier. Ce débat-là, c'est la trajectoire légale auquel on se soumet, bien évidemment. Ce débat-là nous a permis, de ce côté-ci, de la majorité et avec l'exécutif, d'affirmer un certain nombre de priorités politiques et d'affirmer globalement une vision politique, et c'est le rôle du DOB. Est-ce que, aujourd'hui, dernière question, le DOB, le BP correspond au choix que nous avons fait ou que nous avons affirmé dans le cadre du débat d'orientation budgétaire? Oui, il y a la vision politique du DOB et oui, il y a la traduction juridique et financière des orientations que nous avons eues. Donc après, on peut refaire le débat, mais nous, les grandes orientations budgétaires telles qu'on les a esquissées et approuvées le mois dernier, elles se traduisent d'un point de vue technique, d'un point de vue juridique et d'un point de vue financier, donc d'un point de vue politique dans ce BP. Donc nous, on est conforme à l'exercice budgétaire, et c'est pour ça, Louis l'a dit, qu'on l'approuve, mais je redis encore une fois, moi j'entends tous les reproches et ils sont parfaitement légitimes et respectables. Mais dire que cette majorité vis-à-vis du gouvernement ne s'est pas assez battue pour obtenir gain de cause dans tout un certain nombre de domaines, je trouve que la remarque est facile. On verra si un jour vous êtes en responsabilité dans cet hémicycle, de quelle manière vous vous battrez face à l'État. Mais en tout cas, on s'est souvent retrouvé seul face à l'État lorsqu'il fallait demander des choses, obtenir des choses et gain de cause au profit légitime du peuple corse. Ringraziati Romain. Altre domande di parola? No. Ecco.
Allora ora a dare a risposta di un consigliere esecutivo. Ringraziare Madame la Presidente di approva di rispondere poco presso a tutto il mondo. Merci d'abord Louis pour son intervention, je crois, c'est technique et exhaustive aussi sur les enjeux budgétaires. Romain et Pierre Diong aussi pour avoir reprécisé combien il est important de corréler ce budget à notre vision politique et à nos engagements stratégiques. Répondre à Georges, mais j'y reviendrai, oui, sur la constance et la cohérence quand on est en charge d'un budget. Je crois qu'il faut en faire preuve et effectivement sur un temps long, sinon ça n'a pas trop de sens. Et j'y rajouterai de la méthode, parce que c'est important, et je veux répondre à la fois à Paul Fay et à Jean-Christophe Angelini sur ces éléments de méthode qui sont, me semble-t-il, essentiels pour comprendre le choix et la stratégie que nous portons. Moi, je l'ai dit, nous partons d'une situation aujourd'hui, 2026 qui vous est proposé, avec des indicateurs qui sont largement acceptables. C'est le point de départ 2026 qui vous est proposé. Paul Fay nous fait une démonstration, y compris mathématique, sur l'épargne, sur les indicateurs, mais les chiffres, ils sont têtus. Notre épargne, il est à 13%, notre taux d'épargne brute, il est à 13%, il sera à 12,5 en 2028. Notre niveau notre capacité de désendettement, elle est à 7 années, elle sera à 8 années ou un peu plus en 2028, sous les radars, sous la zone d'alerte, vous le savez tous, et ça c'est la réalité, et c'est notre méthode de travail. Nous, on garantit aux Corses que pendant 3 ans, à droit constant, dans la situation actuelle, en investissant 315 millions d'euros par an, on reste dans une situation budgétaire soutenable. Voilà ce qu'on vous dit. Ce qu'on dit aux Corses et ce qu'on dit à cette Assemblée. Après, Jean-Christophe Angelini, que je connais bien, je connais par ailleurs pour son tempérament plutôt optimiste, je le sens là, un petit peu défaitiste dans ses positions quand il s'agit de se projeter. Moi, je l'ai dit aussi, et je le pense sincèrement, les questions budgétaires, c'est bien pour les collectivités, mais même pour les entreprises, c'est aussi des questions de rebond. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des cycles. Il y a des moments où c'est plus difficile, puis il y a des moments de rebond. Et il faut aussi faire ces paris-là. Et nous, nous le faisons, le pari de rebond. Mais c'est un rebond calculé. Le rebond, il passe sur les 3 années. On a à se battre pour arracher l'autonomie. Vous le savez, on a parlé de 2026 parce qu'il y a une fenêtre. On le sait tous en avril, le président l'a rappelé. Il faut, bien sûr, en profiter, essayer de l'ouvrir au plus possible et de s'y engouffrer. Mais on a 3 ans pour réussir, parce que la solution, c'est une solution de recettes. On se l'est tous dit, c'est la solution des recettes. Jean-Martin, c'est simple, l'autonomie. On le dit, le pacte fiscal et budgétaire. On sait au moins un levier, on l'a rappelé, au moins 2. La taxation de la spéculation immobilière, on sait que c'est plusieurs dizaines de millions qui sont à notre portée de main. Si demain, nous avons le pouvoir de pouvoir taxer, nous savons qu'il y a des dizaines de millions en jeu à mettre à disposition de la Corse et des Corses. Deuxième niveau, la TVA. On en a parlé aussi. On sait que là aussi, le transfert de TVA, du pouvoir fiscal sur la TVA, ça peut nous rapporter des dizaines de millions d'euros. Oui, mais certainement, c'est à négocier, bien sûr, c'est à négocier. Pour la taxation, non. Pour la taxation, ça n'a rien à voir avec les subventions. Pour la TVA, on peut effectivement discuter. Mais il y a à notre portée de main, l'autonomie, c'est ça. C'est la garantie, au moins sur ces 2 points-là, d'une garantie de recettes supplémentaires. Donc, il y a tout lieu de se battre et d'avancer dans ce sens-là. Après, ça ne veut pas dire que, notamment sur cette question de la TVA, il ne faut pas de manière transitoire négocier avec l'État, au moins d'avoir un transfert de TVA au niveau de ce qu'ont les autres régions de France. On a 15 points en dessous. Si on se met au niveau des régions, déjà c'est plusieurs dizaines de millions qu'on a en possibilité de recettes. Il y a ce débat-là, ça c'est vrai. Comme il y a un débat sur l'optimisation du PTIC, on en a parlé tout à l'heure. Il faut optimiser, il faut négocier, il faut discuter et être intransigeant avec l'État sur la nécessité de mieux mobiliser le PTIC. Enfin, Jean-Christophe Angelini en parlait.
sur la mobilisation de l'épargne populaire notamment. C'est complexe parce que ça demande des montages financiers et des agréments qui ne sont pas simples. Nous travaillons sur la banque territoriale, je l'ai déjà dit. Il y aura une saisine des commissions dès le début de l'année 2026 pour approfondir le travail qui a été déjà élaboré avec l'ADEC et présenté en Conseil exécutif. Et puis les commissions devront produire. On espère qu'à d'ici la fin 2026, on pourra faire un rapport à l'Assemblée de Corse sur la création de cette banque pour la mettre en œuvre dès 2027 si les conditions, notamment juridiques et d'agrément, sont réunies. Voilà, donc moi je crois que c'est important de le dire. On a sécurisé la trajectoire pour les 3 années à venir et on doit, dans ce laps de temps, être offensif, exigeant, aller dans un rapport de force positif avec l'État pour pouvoir obtenir et le pacte fiscal et budgétaire dont nous avons besoin et bien sûr plus largement l'autonomie et le pouvoir législatif. Georges Mille, pardon. Oui, nous avons intégré, malgré tout, nous avons intégré les restrictions budgétaires. On est parti du PLS, la proposition gouvernementale, pour y compris les intégrer dans ce budget primitif. 15 millions en 2024, globalement, c'est ce qu'a coûté cet effort budgétaire à la collectivité de Corse, ces restrictions. On est à peu près à plus de 10 millions pour 2026. Elles sont intégrées dans cette maquette budgétaire. Donc, de ce côté-là, on ne risque pas de mauvaises surprises. On aura forcément une exigence, un effort à produire, mais pas de mauvaises surprises. Sur le FEDER, je répète de la même façon, et ça traduit bien que notre attitude volontariste, elle se traduit aussi de manière positive. Quand vous êtes venu en mars et quand M. Vujomac nous a re-questionné sur le FEDER, sur ces inquiétudes, nous avons répondu que nous connaissions la situation, mais que là aussi nous avions une stratégie et une méthode. Et nous avons démontré que cette stratégie et cette méthode, elles se réalisaient, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de dégagement d'office et nous avons un niveau de programmation de 42%. Il y a pratiquement 50 millions aujourd'hui d'euros qui sont programmés sur les fonds FEDER. Donc vous ne pouvez pas nous dire à la fois, regardez, vous n'y arrivez pas, et lorsqu'on y arrive, ne pas reconnaître que la méthode qu'on vous a présentée, elle était bonne. Alors, sur l'euro investi et les 3 euros pour fonctionner, là aussi, Louis Possediborg y a répondu. On n'est pas une région française. Nous ne sommes pas une région française. Collectivité territoriale de Corse, nous avons les compétences des départements. Est-ce que vous considérez, je le reprends à mon compte, que dépenser dans le social, c'est une mauvaise dépense? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, moi. Ce n'est pas une contrainte pour nous de dépenser dans le social. Ce n'est pas une contrainte, c'est un choix politique. En tout cas, ce n'est pas qu'une contrainte. La DCT, Louis y a répondu, dans le fonctionnement, on a 247 millions aujourd'hui de DCT, donc il faut l'intégrer, par exemple. Donc là, on a déjà 500 millions qui sont extrêmement rigides et sur lesquels nous n'avons pas de marge de manœuvre. Sur l'augmentation de 400 millions de notre niveau d'endettement, d'emprunt, de dette, pardon, sur 7 ans. Oui, c'est vrai. Notre dette a augmenté de 400 millions sur 7 ans. Mais en 7 ans, on a investi plus de 2,2 milliards. 400 millions d'emprunts supplémentaires pour 2,2 milliards d'investissement. Plus de 5 fois. C'est ça le levier. C'est comme ça qu'on mesure l'efficacité de l'endettement. Moi, il me semble plutôt performant. C'est un endettement performant au service de la Corse et des Corses. Et je terminerai quand même, Georges, vous avez eu un propos délicieux. Je vous ai trouvé délicieux sur votre comparaison, en tout cas sur votre digression sur le port de Bastia. C'est vrai que vous êtes un spécialiste et que vous pouvez en parler sur la longueur. Je ne veux pas prendre à témoin votre successeur, mais c'est vrai que vous pouvez effectivement donner des leçons sur le temps long pour faire maturer ce genre de projet. Et vous savez, par ailleurs, et le maire de Porto Vecchio le sait, il y aura d'autres débats là-dessus.
ce que nous en pensons. Voilà. Josepha Giacometti-Piride, vous avez raison. En partie, quand vous nous dites il y a l'affichage qui est fort et vous n'en percevez pas la traduction dans les actes. Le niveau, aussi bien sur la langue que sur le foncier. Nous, on pense que, on ne pense pas comme vous, parce que sur la langue, ce qui a été fait aujourd'hui sur les écoles immersives, la convention avec l'Académie, c'est quelque chose qui me semble être extrêmement important. On a toujours eu un État sur cette politique-là qui ne nous accompagnait pas, voire qui nous était opposé. Aujourd'hui, parce qu'on a aussi la chance d'avoir un recteur qu'il faut saluer et qui sur cet aspect-là, sur cette politique-là est extrêmement allant, nous avons réussi à passer une convention. Mais je crois que c'est significatif, c'est extrêmement important. Ça ne se mesure pas qu'en millions d'investissements. Ça se mesure aussi en politique d'accompagnement, en volonté commune. Et pour le coup, là, vous voyez que le rapport de force, il est parfois utile, parfois il n'est pas nécessaire d'être dans un rapport de force. Ou peut-être que le rapport de force que nous avons collectivement mené précédemment a permis d'arriver à... en tout cas à ce principe de partenariat et de collaboration, mais il faut continuer dans ce sens. La même chose sur le foncier. La même chose sur le foncier. Je crois que la création d'un fonds foncier, c'est un élément stratégique d'une importance, je l'ai précisé dans ma présentation, d'une grande importance, parce qu'on a sanctuarisé les terres agricoles, il s'agit maintenant de les mettre en production, et qu'on a besoin de cet outil qui va permettre de multiplier et de passer un cap dans la capacité pour notre agriculture à devenir productive et nourricière. Voilà. Moi, je crois que il me semble avoir répondu à peu près à l'ensemble des questions. Président, si vous désirez faire un ajout, je vous passe bien volontiers la parole. Je vais dire 2 mots, mais tout a été dit. Après, c'est une question de croyance, on parlait tout à l'heure. Et c'est un budget, c'est un acte politique. On a dit aussi. Après, je pense que l'équation, elle est, y compris pour les non-spécialistes, dont je fais partie, relativement simple. On peut tourner les choses dans tous les sens. On a parlé des recettes. Les recettes, lorsqu'il s'est agi d'activer les leviers fiscaux, on l'a fait. On a ramené 5 millions d'euros dans les caisses de la collectivité de Corse, en étant au taquet. Et certains qui nous reprochent de ne pas être plus dynamiques en termes d'investissement ont voté contre l'augmentation des recettes. À partir de là, tout est dit sur les recettes. Sauf que, je reprends la métaphore, nous sommes une collectivité en souffrance qui meurt de soif alors qu'elle a des puits d'eau fraîche à portée de main, et notamment des réservoirs et des recettes potentielles. La TVA en est une considérable, sur laquelle nous ne prenons pratiquement rien, et en tout cas beaucoup moins que les régions françaises de droit commun. Deuxième ressource potentielle, eh bien, les volumes financés par les flux dans le domaine immobilier, et notamment, et pour le coup, là, on parlait ce matin, résidence secondaire, patrimoniale ou spéculative, les opérations spéculatives pourraient être taxées et nous rapporter directement à nous, collectivités de Corse, communes ou intercommunalités, de quoi tourner le dos à l'essentiel de nos problèmes d'investissement. Sauf que, là aussi, et ça a été dit par Louis Pozzo-di-Borgo, on ne peut pas discuter si on n'est pas deux. Et on ne peut pas nous reprocher, ni aux uns ni aux autres, de ne pas avoir posé avec entêtement cette demande, qui est une demande indispensable, mais qui pour l'instant n'a jamais été suivie des faits. Alors, on peut dire on n'y arrivera pas, ou il sera très dur d'y arriver. Et puis même si on est non pas optimiste, même que l'on oppose, selon la formule de Gramsci, le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, se dire que nous devons réussir.
parce que si on ne réussit pas, quelle que soit la majorité territoriale, elle sera confrontée, ça a été dit là aussi, à une équation budgétaire impossible, puisque les recettes sont trop faibles, les leviers pour augmenter les recettes ne nous appartiennent pas, les dépenses sont pour l'essentiel incompressibles, 75% de ces dépenses de fonctionnement, 240 millions d'euros les dépenses sociales, 247 la dotation de continuité territoriale et pratiquement 260 les dépenses de personnel. Alors, nous avons engagé des réformes profondes et pour trouver des marges et pour renforcer la logique vertueuse en termes de contention des dépenses, et nous avons maintenu jusqu'à aujourd'hui l'endettement à un niveau qui est supportable, et ça a été dit. Après, on peut faire des stratégies disruptives, et moi j'ai écouté avec attention notamment le Conseil en ce sens, bienveillant, conclu par un vote tout aussi bienveillant négatif de Paul-Félix Benedetti. Mais bon, à part nous avoir dit la dernière fois, il faudrait emprunter beaucoup plus cette fois-ci parce que les taux d'intérêt risquent d'augmenter. Ça, c'est une stratégie que nous n'avons pas retenue, je vous le confirme. Nous n'avons pas été jusque-là dans la disruption. Mais le débat reste ouvert. Alors, je termine. Quand même, il y a un chiffre qu'on doit se dire, et vous êtes toutes et tous des élus, le 0,12. Lorsque, au bout d'efforts conséquents, et je salue la rencontre de la volonté politique et de l'efficacité administrative, on arrive à un 0,12 qui, cette année, est à moins 0,29%. Vous savez ce que ça représente, quand même. Je veux dire, moins 0,29%, ça veut dire que, ne serait-ce que l'addition mécanique du GVT, des hausses à répercuter, etc., vous êtes largement au-dessus de ça. Donc, nous sommes dans une trajectoire qui est extrêmement maîtrisée, sauf qu'elle n'est pas suffisante par rapport à nos besoins en investissement. Et donc, oui, il faut changer le modèle budgétaire. Après, pour arriver à changer le modèle budgétaire, où il y a la grande crise politique, la logique de rupture, le bras de fer patient, celui que nous avons mené sur le PTIC. Le PTIC, il ne s'agissait pas de s'imposer au détriment des communes et des intercommunalités. Il s'agissait d'essayer de fixer une règle d'optimisation pour ne pas se retrouver dans les situations rappelées là encore par l'homme à l'arc, avec des engagements qui dépassent les sommes disponibles et des taux de financement qui, au départ, y compris pour les communes, sont annoncés à 80% et qui finissent à 50%. Et avec la collectivité de Corse qui est obligée de venir mettre le complément sans avoir de visibilité d'ensemble sur le dispositif. Et ça, on en paye tous le prix. Donc, il va falloir y aller dans ce sens-là. Et peut-être qu'il faut aller plus loin. Jean-Martin, vous avez raison, et je termine, je vais m'adresser au groupe de droite. Vous savez que j'ai la plus grande amitié pour l'ensemble des élus, singulièrement pour Jean-Michel Savelli. Mais je vais lui répondre parce que je pense que son propos, en tout cas je l'espère, a dépassé sa pensée sur la question du maritime, et je vais répondre aussi à Jean-Martin. Donc, très tranquillement, parce qu'à cette heure-ci, je choisis de répondre parce que je ne veux pas laisser sans répondre ce qui a été dit. D'abord, remercier Jean-Martin Mondoloni. On n'a pas eu l'occasion encore d'en parler. On aura l'occasion de le faire sur le plan de transformation qui a été engagé à l'initiative effectivement de l'actionnaire principal et à la collectivité de Corse. Moi-même, je m'étais exprimé devant les salariés et c'est vrai que je leur avais dit en substance, dans un monde aérien en pleine restructuration, de plus en plus exposé à des logiques concurrentielles extrêmement agressives, Air Corsica, compagnie à laquelle nous sommes toutes et tous indéfectiblement attachés, est une compagnie qui est mortelle et qui risque de disparaître. Et parce qu'elle risque de disparaître, nous devons la changer, la faire changer, non pas de façon verticale et brutale, mais engager un plan de transformation profond avec, si possible, l'adhésion et le soutien de l'ensemble des salariés. Et c'est ce qui a été mis en œuvre, le président du conseil de surveillance, les élus au sein d'Air Corsica. Je crois qu'il y a eu une unanimité
dans le conseil d'administration, le directoire, les cadres dirigeants, l'ensemble des salariés, les organisations syndicales, et sans bruit jusqu'à aujourd'hui, sans écueil ni difficulté majeure, touchons du bois, d'un point de vue de la logique sociale, eh bien, nous sommes en train de faire évoluer profondément la structure de la compagnie Air Corsica pour lui permettre de s'adapter avec, je le rappelle quand même, un plan d'objectifs cibles de 30 millions d'économies par an. 10 millions d'économies directes, 10 millions en gains de productivité et 10 millions en augmentation des recettes. Quand même un objectif extrêmement ambitieux. Je ne dis pas que nous allons l'atteindre en totalité, mais en tout cas c'est l'objectif cible et nous nous donnons les moyens de nous en rapprocher le plus possible. Et donc moi je veux vous remercier de l'avoir rappelé et je veux également remercier celles et ceux qui sont à la manœuvre dans l'entreprise pour lui permettre de réussir ce virage. Je termine en répondant donc au groupe de droite, puisque c'est le groupe, à travers les intervenants, qui s'est exprimé sur la question du maritime. Vous avez dit 3 choses, et je pense qu'elles sont lourdes de conséquences, et je ne pense pas, je le dis très sincèrement, que votre intention politique de susciter les réactions que vos propos pourraient entraîner. Le premier point, et vous l'avez dit, d'abord, c'est sur le montant de la DCT. Vous nous avez dit, j'ai tout marqué, en 2016, vous étiez à 130 millions d'euros, vous avez dérivé, aujourd'hui vous êtes à 247 millions d'euros. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La DCT, vous le savez, nous le savons, elle n'a plus augmenté depuis 2009. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés, en pic d'année dans la mandature précédente, il y avait 130 millions d'euros pour le maritime et il y avait l'équivalent du reste de la DCT pour l'aérien. Nous avons fait des efforts considérables. Nous avons ramené le prix du service public maritime contrôlé à l'euro près, sans aucune surcompensation, de 130 millions d'euros à environ 84 ou 85 millions d'euros, et le reste était affecté pour le service public aérien, avec des reliquats que nous avons utilisés dans le cadre d'une déspécialisation partielle. Ça, c'est la réalité. Et la diminution de l'enveloppe consacrée à la DSP maritime, elle s'est également accompagnée d'un renforcement du périmètre du service public et d'une diminution du trafic du fret. Lorsque vous venez dire, lorsque le groupe de droite vient dire ici, au moment où nous menons une bataille extrêmement compliquée, dans le contexte budgétaire que vous connaissez en France, que nous nous sommes battus à l'unanimité pour obtenir ce qui nous est dû, c'est-à-dire la réindexation de la dotation de continuité territoriale pour la porter à 187 millions plus 60 millions. Lorsque vous voulez dire que nous avons dérivé et que les dépenses sont inconsidérées, je vous le dis, vous nous plantez un couteau dans le dos. Il y a des gens à Paris, alors il est tard. Peut-être que personne ne nous écoute. Mais vous allez à l'encontre du travail